Rebonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont en visio. Donc cet après-midi, ça va être essentiellement de la visio. Donc c'est une session aquaculture. Donc les collègues auraient adoré évidemment être présents aujourd'hui. Je pense qu'en premier chef, Thierry Chopin, puisqu'on a essayé, on a tout fait, il a communiqué avec l'ambassade pour être présent. Et malheureusement, pour toi en tout cas, et on a la chance de t'avoir au moins en visio. Donc je ne vais pas être trop long. Donc je serai co-chair avec toi, Thierry. Donc on verra comment ça peut se faire en distanciel. Écoute, je vais te laisser te présenter puisque tu es co-chair. Comme ça m'évite de dire des bêtises. Donc la parole est à toi pour 20 minutes, s'il te plaît. OK. Je vais tout de suite essayer de... Voilà. Bon, alors bonjour tout le monde. Effectivement, j'aurais bien aimé être à Saint-Pierre-et-Miquelon pour ce congrès et vous rencontrer tous. Et de plus aussi, j'ai jamais mis les pieds à Saint-Pierre-et-Miquelon, je dois l'avouer. Et j'espérais bien que je pourrais enfin découvrir cet archipel dont j'ai beaucoup entendu parler, mais ça sera pour le prochain congrès. Donc, ce dont je voudrais vous parler cet après-midi, c'est de la production aquacole par le biais de l'aquaculture multitrophique intégrée ou AMTI. Et si vous voulez, c'est comment on peut en avoir plus pour son argent, ou en anglais, get more bang for your buck. Donc, comment en avoir plus pour son argent de manière environnementale, économique et sociétale. Alors, en septembre 1995, il y avait une conférence à Saint-Andrews, au Nouveau-Brunswick. C'était en 1995, donc c'était l'époque où on se demandait ce qui allait se passer aux ordinateurs en l'an 2000. Et donc, c'était une conférence pour se dire qu'est-ce qui va se passer pour l'aquaculture en l'an 2000. Alors, j'ai donné une présentation qui s'appelait Mixed Integrated Poly ou Multilevel Aquaculture. Whatever you call it, it's time to put seaweed around your cages. Il est temps de mettre des algues autour de vos cages de saumon. Mais je dirais que de 1995 à l'an 2000, ça a été une période de prêcher dans le désert. Alors, on voulait différencier notre pratique de la monoculture. Les gens nous disaient, mais il y a déjà un terme, c'est la polyculture. Mais cultiver 3 espèces de poissons ensemble ne règle pas les problèmes de co-cultiver 3 espèces de nourrissement ensemble. Et donc, en octobre 2003, j'ai mentionné pour la première fois l'expression aquaculture multitrophique intégrée à la conférence annuelle de l'Association aquacole du Canada à Victoria, en Colombie-Britannique. Et en mars 2004, nous avons eu une réunion à Saint John, donc ici même au Nouveau-Brunswick, et nous avons combiné Integrated Aquaculture avec Multitrophic Aquaculture pour donner Integrated Multitrophic Aquaculture ou IMTA. Et je suis très content de rapporter que depuis ce temps-là, depuis plus de 1400 publications sur l'IMTA ont été publiées. Donc, c'est un domaine qui intéresse beaucoup de gens. Mais en réalité, cette pratique est beaucoup plus vieille. Elle a plus de 4000 ans. On peut voir dans un document en Chine qui s'appelle le Yuyubin. Et ce document détaille l'intégration des poissons avec des plantes aquatiques et des légumes. Et donc, l'aquaculture intégrée a démarré d'abord en eau douce et après a été transférée à l'eau de mer. À peu près à la même époque, en Égypte, on a des hiéroglyphes sur la tombe de Thébaïne qui représentent tilapia, bien sûr, du Nil, cultivés dans des systèmes d'agriculture et d'aquaculture intégrés. On voit des étangs, on voit des plantes flottantes, on voit des arbres fruitiers, donc déjà un système agriculture-aquaculture intégré. Plus proche, en l'an 500 jusqu'à 1848, la fin des royaumes hawaïens, on voit des systèmes très sophistiqués d'agriculture-aquaculture qui s'appellent des haupua. Et donc, depuis le sommet des montagnes, donc en eau douce, jusqu'en bas, donc en eau de mer, on a des systèmes extrêmement intégrés et on a déjà toujours des vestiges de tout ça. Et puis, beaucoup plus proche de nous, il y a 400 ans à peu près, on a le cas du château de Fontainebleau en France,
Alors, le château de Fontainebleau, bon, c'est 75 km au sud de Paris. Aujourd'hui, on s'y rend très facilement. On visite le château l'après-midi. Mais à ce temps-là, à 65 km, on avait le temps de se faire brigander 3 ou 4 fois et toute la nourriture était volée. Et donc, le roi de France de l'époque, Henri IV, en avait un peu marre de ces courtisans qui se plaignaient toujours la nourriture n'arrive pas, la nourriture n'arrive pas. Il leur a dit, bah, écoutez, si vous voulez rester dans le château, il va falloir que vous soyez autosuffisant ou soutenable, si c'était le vocabulaire de l'époque. Et donc, ce que vous voyez, le triangle, la pièce d'eau triangulaire là à droite, qui s'appelle toujours l'étang aux carpes et qui a toujours des carpes, ça faisait partie de ce que j'appellerais de l'aquaculture multitrophique intégrée d'eau douce et royale, donc il y a 400 ans. Maintenant, donc à l'heure actuelle, comment ça marche? Au début, on pensait qu'on avait 3 composantes, l'aquaculture de nourrissement avec les poissons, et puis 2 composantes d'aquaculture d'extraction en suspension. Pour la matière organique, donc les mollusques, les moules, les huîtres, et puis pour la matière inorganique, les sels dissous, les algues. Et donc, comment ça marche? Quand on ajoute de l'aliment pour les poissons, ça crée une zone de nutriments et donc on va essayer de récupérer les différents types de molécules, différents types de particules avec différents organismes. Alors, pour ce qui est de la matière organique particulière, la petite matière organique particulière, elle ne va pas très loin, donc il faut mettre ces mollusques assez proches des saumons. Pour ce qui est des nutriments dissous inorganiques, il se promène un petit peu plus et donc en réalité, on n'a pas besoin de mettre les algues forcément juste à côté des saumons. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait d'autres types de particules, comme toujours la matière organique particulière, mais les particules beaucoup plus grosses et qui tombent au fond plus rapidement. Et puis aussi les huîtres, les moules, etc., surtout quand ça atteint certaines densités, ça largue aussi des fésses et pseudo-fésses qui vont aussi au fond. Et donc, il nous faut une 4e composante, l'aquaculture extractive qui ramasse ce qui est déposé. Et donc, c'est par exemple les oursins, les concombres de mer, pourquoi pas les homards et les vers de mer. Et puis, il y a une 5e composante, en réalité, dont généralement, on connaît peu de choses dans le milieu marin, c'est tout ce qui est les microbes, les bactéries, et donc la reminéralisation de tout ça, ou ce qu'on appelle aussi la bioturbations, et la bioturbation, ça régénère aussi des nutriments inorganiques dissous. Voilà donc en gros comment ça marche, l'aquaculture multitrophique intégrée. Tous les systèmes n'ont pas forcément les 5 composantes, en général, ils en ont 3 ou 4 dans la plupart des systèmes. Mais ce que je voudrais être très clair, c'est que l'AMTA n'a jamais été conçue pour être réduite uniquement à la culture du saumon, des laminaires, des moules et autres invertébrés en eau tempérée et seulement dans les limites des sites existants d'aquaculture du poisson. C'est la manière dont on a fait ça pour commencer, parce qu'on était dans le cadre du Canada et on voulait faire des expériences en mer, mais toujours dans le cadre de la réglementation de ce qui est possible de faire au Canada. Au lieu de faire des extrapolations basées sur des petites expériences en petits bassins, hein, c'est facile, en laboratoire, on fait une expérience dans 100 litres d'eau et puis après, on multiplie, oh, et puis ça devrait marcher en mer et puis des fois, on a des surprises. Donc, tout de suite, on voulait aussi faire ça à l'échelle de sites d'aquaculture. Mais c'est simplement une variation sur le thème central de l'AMTA et il y a beaucoup de variations. Et donc, je vais simplement vous en montrer quelques-unes. Par exemple, ça, c'est l'agriculture et l'aquaculture intégrée. On est au Vietnam. C'est de l'aquaculture intégrée rizière et poissons. On fait aussi de l'aquaculture multitrophique intégrée d'eau douce, ou c'est ce qu'on appelle l'aquaponie. Et donc, on travaille aussi là-dessus depuis plusieurs années nous-mêmes ici. Et puis aussi, ça peut être aussi à des échelles assez énormes, comme par exemple Changgu Bay en Chine. Cette baie que vous voyez, elle fait 18 km du nord au sud. Alors ça, c'est une vue de Google, mais vue au niveau de l'eau, voilà ce que ça donne, avec dans une direction algues, et perpendiculaire, c'est invertébré. Donc, vous voyez un peu l'échelle. Ici, au Nouveau-Brunswick, dans la baie de Fundy,
la baie française à l'époque. On a un système typique de cage de saumon. On ajoute des moules et puis aussi des radeaux d'algues. Alors, ce système-là, dans ce site, il est fait comme ça parce qu'il se trouve que dans ce bras, en réalité, les courants sont plutôt 80% depuis le haut à droite jusqu'au bas à gauche de la photo. Mais un autre site avec d'autres conditions hydrographiques sera agencé de manière différente. Et voilà donc ce qu'on produit, les saumons, les moules et puis les algues. Alors, je travaille aussi avec une autre compagnie, Ameziane Aquafarm, qui produit des pétons. Et puis, j'ai aussi ma compagnie depuis quelques années, mon entreprise depuis quelques années, Chopin Coastal Head Solution. Et donc, on produit des algues. Alors, vous voyez, donc, on a des pétons saupoudrés avec des algues, avec un bon vin blanc français. Et tout ça, ça donne un très, très bon repas. Donc, nous savons que les systèmes AMTI devront continuer à évoluer, c'est normal. Mais parce que le concept AMTA est très flexible et peut être appliqué mondialement au milieu côtier ou à terre, en mer ou en eau douce, en zone tempérée ou tropicale, il est très important d'avoir à la tête qu'il n'y a pas de système ultime d'AMTA pour nourrir la planète. En réalité, ces différentes conditions climatiques, environnementales, biologiques, physiques, chimiques, économiques, historiques, sociétales, politiques et de gouvernance qui mèneront à des choix différents dans différentes régions pour développer les systèmes les mieux adaptés à la région et avec les espèces aussi les mieux adaptées à la région. Et nous sommes très intéressés à ne travailler qu'avec des espèces qui sont naturellement présentes. On n'est pas intéressé à faire des introductions. Et donc, c'est très clair pour moi, l'AMTA est un concept, mais n'est pas une formule. Donc, ce n'est pas suffisant de considérer plusieurs espèces comme en polyculture. Elles doivent être choisies à plusieurs niveaux trophiques, basées sur leurs fonctions complémentaires dans l'écosystème ainsi que sur leurs valeurs économiques. Et donc, en réalité, il n'y a rien qui dit que ce soit une seule entreprise qui doit tout faire, avoir toutes les composantes. Et en réalité, il peut très bien avoir un système où il y a plusieurs entreprises dans la même baie, mais il va falloir coordonner leurs activités et ça, c'est plus facile à écrire sur une diapositive qu'à faire en réalité, mais c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, aussi jusqu'à maintenant, les algues et puis les autres espèces d'extraction ont reçu leur valeur seulement pour leur biomasse et leur valeur alimentaire. Et si on veut vraiment calculer la vraie valeur de l'AMTA, il va falloir valoriser les services écosystémiques qu'elles rendent, ainsi que l'augmentation en confiance des consommateurs et la licence sociétale et politique pour pouvoir fonctionner, qu'elle donne au secteur de l'aquaculture, et tout ça avec une approche d'économie circulaire. Et donc, quels sont ces services écosystémiques qui sont rendus par les algues? Les algues sont d'excellents épurateurs de nutriments, bon, l'azote, le phosphore, le carbone, on vient d'en parler. L'AMTA, les algues peuvent être cultivées sans engrais et produits agrochimiques. Mais pour ça, il va falloir qu'on change un peu nos mentalités. Il faut qu'on arrête de voir les nutriments comme des déchets et des sous-produits, mais qu'on les considère comme des coproduits, qui est typique du vocabulaire d'économie circulaire et qui sont donc utiles pour la co-culture d'autres récoltes dans des systèmes de production alimentaire plus efficaces et responsables, pendant qu'en même temps se fait la bioremédiation de la nutrification côtière. Mais bon, l'AMTA est beaucoup plus qu'une histoire de nutriments. Par exemple, les algues, c'est peut-être tout bête à dire, mais les algues n'ont pas besoin d'être irriguées. Et donc, dans certaines régions où l'eau est vraiment un problème, avoir des choses qui sont déjà dans l'eau, c'est déjà un avantage. Cultiver des algues ne demande pas de nouvelles terres arables, ni de transformation de paysage, pas de déforestation. Les algues peuvent être utilisées aussi pour la restauration de certains habitats et augmenter la biodiversité. Et donc, vous pouvez avoir plus d'habitats et aussi le manger. Les algues sont la composante de l'aquaculture qui fournit de l'oxygène, alors que tous les autres composantes, comme les animaux et les microbes, consomment de l'oxygène. Les algues séquestrent, alors là, je l'ai mis entre guillemets, le CO2 de manière transitoire et donc peuvent participer à la réduction du réchauffement de la planète. J'ai bien dit transitoire, je ne pense pas que les algues séquestrent de manière permanente le CO2. Quand vous les récoltez en mer, vous les sortez d'un élément
pour les mettre à terre. À terre, vous allez les transformer, etc., les utiliser. Le CO2 va être transformé dans d'autres formes, mais il ne disparaît pas. Et donc, en séquestrant le CO2, les algues peuvent aussi réduire l'acidification des océans au niveau côtier. Donc là aussi, j'insiste, moi j'aime parler pas de ocean acidification, mais j'aime parler de coastal déacidification. Parce que je pense qu'on ne fera jamais pousser suffisamment d'algues pour changer le pH d'un océan entier. Mais au niveau local, on peut avoir un impact. Donc, il y a aussi cette approche de diversification par récolte multiple de l'AMTA, donc récolter des poissons, des algues et des invertébrés. Et ça pourrait être une option pour la réduction, la gestion des risques économiques pour répondre aux impacts du changement climatique et à l'acidification des eaux côtières. Et aussi, ça pourrait augmenter la résilience du secteur aquacole. Alors, ce que j'aime bien dire aux aquaculteurs de saumon, c'est ne mettez pas tous vos œufs de saumon dans le même panier. Et d'après ce que j'ai entendu depuis les 2 derniers jours, je dirais que peut-être pour Saint-Pierre-et-Miquelon, on aurait dû dire depuis longtemps, ne mettez pas tous vos œufs de morue dans le même panier. Et donc, la diversification, c'est vraiment essentiel pour la résilience. Il y a 2 ans, on a fait un rapport pour les Nations Unies, pour le Climate Action Summit. Et donc, le rapport s'appelait « L'océan comme solution au changement climatique, 5 opportunités d'action ». Et je vais vous en citer une qui nous intéresse aujourd'hui. Les algues, les invertébrés et les poissons peuvent participer à la décarbonisation de ce monde en faisant partie de cette transition vers des systèmes de production alimentaire avec une empreinte carbone inférieure à celle des systèmes terrestres pour une production responsable et une consommation de nourriture d'origine aquatique soutenable, sécuritaire, équitable, résiliente et moins intense en carbone à produire et en atténuant l'insécurité pour une alimentation saine. On peut aussi augmenter la licence sociétale et politique pour pouvoir fonctionner ou augmenter l'acceptabilité sociétale de l'aquaculture. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à faire à combiner les systèmes d'aquaculture multitrophique intégrée avec les parcs éoliens pour réduire une empreinte qui serait donc cumulative en combinant les 2 activités et donc par ce même biais avoir les 2 activités beaucoup mieux acceptées généralement. Alors, la valeur de ces importants services pour l'environnement et donc la société n'est cependant jamais prise en considération dans les lignes budgétaires des fermes d'algues et des compagnies. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, calculons la valeur économique de seulement les services de bioremédiation en nutriments fournis par la production mondiale d'algues d'aquaculture. Alors, je pense que la valeur des systèmes écosystémiques fournis par les composantes extractives des systèmes AMTA devra d'abord être reconnue, et je pense que c'est à l'étape où on est actuellement. La deuxième étape, on commence juste à y entrer, c'est de monétariser ces écosystèmes, leur donner une valeur monétaire. Et enfin, la troisième étape, mais on n'y est pas encore, c'est d'utiliser ces services écosystémiques comme outils financiers et réglementaires incitatoires pour changer les pratiques d'aquaculture. Donc, la production mondiale d'algues, 32,4 millions de tonnes, à peu près 13,3 milliards de dollars américains. Si je regarde la composition en azote, en phosphore et en carbone, et le prix que ça coûte pour récupérer ces nutriments, ça coûte à peu près 10 à 30 dollars suivant la technique pour récupérer l'azote, 1 kilo d'azote. Pour le phosphore, c'est à peu près 4 dollars par kilo de phosphore. Et pour le carbone, c'est à peu près 30 dollars, mais attention, c'est par tonne. Les 2 autres, c'est par kilo. Le carbone, c'est par tonne. Et on va y revenir dans la diapositive suivante. Donc, si je calcule les services écosystémiques, c'est au moins 1,2 à pratiquement 3,5 milliards de dollars américains pour l'aquaculture des algues au niveau mondial. Et donc, en réalité, 26,2% de la valeur commerciale, mais personne ne mentionne jamais rien de ça dans les budgets. Donc, il est temps de développer un système de crédit de nutriments, parce que tout le monde s'excite en ce moment sur le carbone tax, carbone credit. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle de l'azote et du phosphore, parce que je vais vous montrer qu'il y a plus d'argent à faire avec les crédits d'échange de nutriments qu'avec les crédits d'échange de carbone. En réalité, l'azote, c'est entre 1,1 et 3,4 milliards de dollars. Le phosphore, c'est beaucoup moins, 51,8 millions. Et le carbone,
sur tout le monde, qui excite tout le monde, c'est simplement 29 millions. Parce qu'il y a un rapport de 1000. C'est 30 $ par tonne, pas par kilo. Et tout le monde oublie ce facteur 1000. Et donc, il est temps qu'on s'excite aussi sur les crédits d'échange d'azote et de phosphore au lieu de toujours nous parler de carbone, carbone, carbone. Alors, j'ai parlé de l'aquaculture multitrophique intégrée marine parce qu'une partie du cycle du saumon se passe en mer, mais il y a aussi une partie du cycle qui se passe en eau douce, en écloserie et en eau douce. Et donc, en réalité, c'est aussi ce qu'on peut appeler de l'aquaponie. Alors, on pense souvent que l'aquaponie, c'est poissons et plantes, légumes. En réalité, il ne faut pas oublier, il y a aussi les microbes, les vers, etc. Un troisième component qu'on sous-estime souvent. Les avantages sont les mêmes que pour l'IMTA en eau de mer, recyclage des nutriments, réduction de l'utilisation de l'eau en la réutilisant, et puis aussi aider les aquaculteurs à atteindre des niveaux réglementaires. Cette fois, on est en eau douce, donc c'est des problèmes de phosphore, alors qu'en eau de mer, c'est souvent des problèmes d'azote, et donc d'empêcher l'eutrophication dans l'environnement, diversification des produits, toujours diversifier, et aussi différencier et avoir des meilleurs prix sur ces produits parce qu'ils ont des avantages. Et donc, voilà un exemple d'un de nos expériences d'aquaponie à l'Université du Nouveau-Brunswick. Et vous voyez aussi, on fait ça par cycle de 6 semaines. Et vous voyez donc que les sels nutritifs qui viennent des eaux d'écloserie de poissons sont bien réduits. Alors aussi, bon, quel genre d'aquaponie veut-on développer? Et ça, je pense que c'est important pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Est-ce que c'est une aquaponie industrielle? Mais attention, est-ce qu'on veut cultiver des poissons dont il faut remédier les nutriments avec des végétaux? Ou est-ce qu'on veut cultiver des végétaux qui ont besoin de nutriments fournis par des poissons? Et ça, c'est des échelles complètement différentes. Il faut en être très conscient dès le début pour savoir quel type de projet on veut faire. Mais ce n'est pas du tout à la même échelle. Ou est-ce qu'on veut une aquaponie artisanale, donc pour la subsistance des populations locales, pour une alimentation saine, nutritive, durable, variée, etc. Et donc, il faut voir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut de l'aquaponie pour l'exportation ou est-ce qu'on veut une aquaponie pour une chaîne d'approvisionnement et de valeur courte? Et si c'est quelque chose qu'on a bien appris avec Covid-19, c'est que les chaînes d'approvisionnement, si elles sont courtes, si les chaînes de valeur sont courtes, en général, ça marche beaucoup mieux, surtout quand il y a un facteur d'isolement géographique. Et les deux sont tout à fait légitimes, on leur place, mais il faut être bien clair dès le début et qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, on me demande aussi où se place l'IMTA dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, les ODD. Alors, souvent, l'aquaculture, on dit, vous appartenez au groupe 14, la vie sous l'eau. Alors, on est cantonné, on est mis dans le groupe 14 et puis c'est tout. Et en réalité, je pense que l'IMTA, elle peut être impliquée non seulement dans le groupe 14, mais je vais vous montrer, sans aller dans les détails, qu'elle peut être impliquée dans 11 des 17 objectifs de développement durable. On est aussi Climate Action, on est aussi dans l'eau douce, en société, on est ici aussi, en économie, pardon, et en société, on intervient aussi à différents domaines et bien sûr 17 qui récapitulent tout ça. Donc en réalité, sans aller dans les détails, on est impliqué dans 11 des 17 objectifs de développement durable. Et il faut arrêter de cantonner l'aquaculture simplement dans le groupe 14. Alors, je dirais pour finir que dans les conférences récentes, les gens parlent souvent de croissance bleue, économie bleue, révolution bleue, mais nous devrions reconnaître que tout cela a besoin de devenir plus vert et en conséquence, il est temps d'évoluer et de combiner le bleu et le vert et de passer à la croissance turquoise, l'économie turquoise et la révolution turquoise. Parce que franchement, combien de fois l'eau de mer est la couleur du Blue Lagoon? Okay? Ça, ce n'est pas très fréquent. La plupart du temps, l'eau de mer, eh bien, elle est turquoise et c'est très bien parce qu'elle est riche, parce qu'il y a des nutriments, parce qu'il faut un peu ça pour que la soupe, pour que ça pousse, il faut mettre un peu de nutriments dans la soupe. Et donc, ça augmente un peu la turbidité et ça donne une couleur turquoise qui est pour moi la couleur de quelque chose qui vit. Et sur ça, je vous remercie beaucoup.
Et donc, si on attend pour quelques questions, je serais ravi d'y répondre. Merci beaucoup, Thierry. C'est mon regret, c'est de ne pas t'avoir ici parce que je pense que ton regard aiguisé sur l'archipel, tu aurais pris plein de photos et tu aurais fait 1 heure sur les potentialités sur l'archipel. Donc vraiment, j'espère qu'en 2022, nous arriverons à en faire un second. Est-ce que vous avez une question, 1 ou 2? Moi, j'en aurais une éventuellement. Évidemment, tu es aussi formateur. Donc, ce que tu as présenté, c'est un peu la quintessence de l'aquaculture, comme l'aquaponie d'ailleurs. C'est vraiment le… Donc, les gens que tu formes, est-ce que tu penses qu'une seule personne que tu as formée est capable de maîtriser tous les composants de l'aquaculture multitrophique? Par exemple, toi, est-ce que tu es suffisamment compétent en biologie du poisson, sur les algues, sur les moules, ou il faut forcément associer plusieurs personnes? Je pense qu'il faut associer plusieurs personnes. On a essayé, au début, d'avoir, par exemple, une entreprise qui ferait tout, une entreprise de poissons, et on pensait qu'ils pourraient s'adapter à faire… Alors, les moules, c'était moins compliqué pour eux, mais les algues, c'était complètement nouveau. Et donc, en réalité, c'est là qu'on s'est dit, non, on ne peut pas faire de l'intégration verticale. Il faut peut-être avoir 2 ou 3 compagnies qui se parlent, c'est ça le problème, qui se parlent et qui font les choses ensemble. Et puis, d'un côté de formation pour les étudiants, moi, ce qui me plaît beaucoup depuis que je fais de l'IMTA et qu'on avait ce réseau d'IMTA canadien, c'est qu'on a formé des étudiants je dirais, l'interdisciplinarité, tout le monde en parle et tout le monde met ça dans ses demandes de financement. Je vais être interdisciplinaire. Et donc, nous, on l'a vraiment mis en pratique et c'est pas facile. Moi, je suis un biologiste de formation et donc je dois essayer de comprendre des sociologues, des économistes. On ne parle pas le même jargon au début, mais on essaye de se comprendre et en réalité, c'est très intéressant parce que les problèmes sont pas forcément en aquaculture, c'est pas forcément des problèmes biologiques. Les problèmes sont aux interfaces et il faut donc des gens qu'on forme aux sciences interdisciplinaires pour qu'ils puissent répondre et résoudre ces problèmes. C'est pas facile, mais c'est là que sont vraiment les solutions, c'est aux interfaces. Donc des gens qui sont polyvalents, avec une spécialité d'origine peut-être, mais qui deviennent polyvalents et qui vont faire des efforts. C'est aussi toute une manière d'approcher les choses. Il faut être disponible, il faut admettre qu'on ne connaît pas tout et qu'on a beaucoup de choses à apprendre des autres. Ok, parfait. Merci beaucoup Thierry et j'espère qu'en 2022, nos chemins se croiseront et qu'on arrivera à te faire venir sur l'archipel parce que vraiment, toute cette expertise, je pense qu'on en a vraiment besoin sur l'archipel. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, on va passer à Nadia, Ameziane, qui a présenté ce matin la station marine de Concarneau et qui va donc vous présenter donc l'expérience qui est menée en aquaculture sur une espèce, alors ce ne sera pas la même, mais sur une espèce qui a énormément d'intérêt ici, donc le concombre de mer. Alors, une espèce de concombre de mer devrait être plus précis. Ah, super, ça marche. Merci, Fabrice. Bonjour, Nadia. Bonjour, Nadia. Oh, ça marche, il fallait changer, c'est tout. Bon, pourquoi j'ai le film? Enfin, excusez-moi, ça marche, mais pas comme je veux. Oui, alors, on a déjà vu ce matin que l'holothurie, c'est un échinoderme, hein, comme le sont les étoiles de mer, les oursins, les ophiures. Et actuellement, en Bretagne, nous menons un projet holofarm qui a pour objectif d'initier une nouvelle filière aquacole basée sur le l'élevage de 3 espèces d'holothuries locales qui sont, alors je vais vous donner des noms barbares, Parasticopus regalis, Holothuria tubulosa et Holothuria forscali. Et en fait, on va s'intéresser dans cette présentation à cette dernière espèce. Nous sommes 6 partenaires agrocampus qui portent ce projet, l'Université de Bretagne occidentale, la station marine de Roscoff, la station marine de Concarneau, le comité régional de conchiculture Bretagne Nord et une société Aquabé. Et l'objectif, c'était de mieux connaître ces espèces. Ce matin, Eric nous disait que
on ne connaissait pas grand-chose de Cucumaria frondosa, eh bien, nous sommes exactement dans la même situation. Pour Holoturia forscali, on partait sur des travaux qui avaient été menés par Thuot et Conan en 1992. L'objectif de ce projet, c'est aussi de proposer des voies de diversification, comme vient de le dire la Thierry, aux conchiculteurs. C'était également d'étudier le microbiote et d'aller jusqu'au transfert aux professionnels. C'est donc un projet qui est financé par le FEAMP et qui a une durée de 3 ans et demi, donc qui a commencé en avril 2018 et qui vient de se terminer, sachant qu'on a quand même eu la Covid pendant presque 2 ans et que ça nous a énormément handicapés. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, pourquoi un tel projet? Bien, ça a été dit ce matin, cette holoturie, c'est une ressource alimentaire surexploitée, même sur nos côtes, en Méditerranée. Tubulosa est déjà pêchée et braconnée, et Régalis, eh bien, ses stocks naturels sont en décroissance. Je vais le dire, pour l'instant, il n'y a que Holoturia forscali qui se porte bien. C'est un candidat très intéressant pour l'aquaculture multitrophique. Donc, je rejoins le topo de Thierry à l'instant. C'est un détritivore qui va aussi être un bioturbateur. Il y a des intérêts pour la cosmétique et la pharmacopée et pour la bioinspiration. Alors, comment est structuré ce projet? Eh bien, il y a 6 work packages ou silos. Chaque partenaire est responsable d'un lot. Le premier lot va concerner la maturation des géniteurs, le deuxième, écloserie et élevage larvaire, le troisième lot va être dédié au pré-grossissement, le quatrième lot qui est un petit peu à part est un lot dédié au microbiote associé et aux pathologies, donc un intérêt sur l'aspect zoosanitaire, et puis enfin le Work Package 5 est un lot dédié à la transformation et à la commercialisation du produit. Et on termine par un Work Package de transfert et diffusion vers les professionnels. Alors, je n'ai pas parlé du Work Package 7, qui est le Work Package dédié à la coordination du projet. Donc, vous voyez que les partenaires sont quand même impliqués dans différents lots. Alors, je vais vous présenter que certains de ces lots. Mais avant ça, je vais vous parler un petit peu de Holoturia forscali. Donc, c'est une holoturie qui est vraiment très commune sur nos littoraux. On la trouve donc en Atlantique, mais également en Méditerranée. C'est une espèce gonogorique, c'est-à-dire qu'il y a des mâles et des femelles. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel, sauf au moment de l'émission des gamètes. Et cette espèce se caractérise par une seule ponte à l'année. Et puis, enfin, c'est une espèce qu'on retrouve à des profondeurs entre 5 à 100 mètres de profondeur, donc une espèce facilement récoltable. Alors, on a eu des contraintes liées à cette espèce, et notamment tout ce qui concernait le stress. Quand cette espèce est stressée, eh bien, elle va expulser des tubes de Cuvier, qui sont une réaction de défense de l'animal, et qui sont des filaments de collagène gluants, donc c'est très difficile à manipuler après. Et puis, dans les cas les plus extrêmes, eh bien, il va y avoir éviscération des gonades, voire des intestins. Donc, des espèces qui ne sont pas faciles à manipuler pour de l'aquaculture. Alors, le lot 1, c'est sélection et maturation des géniteurs. Donc, on a collecté des animaux tous les mois pendant toute la durée du projet. Donc, il y a eu des périodes quand même qui n'ont pas pu, où la collecte n'a pas pu se faire à cause du confinement. Donc, ça nous a perturbés dans notre programme. Ensuite, on s'est intéressé à la stabilisation de ces organismes, les maintenir en vie pendant toute la durée du projet. Et on a étudié les sources alimentaires, aussi bien les sources des animaux sauvages que des animaux qu'on stabulait. Il a fallu définir des conditions d'élevage, donc on s'est intéressé aux paramètres environnementaux, à la densité, savoir combien on pouvait mettre d'holoturie dans les aquariums sans qu'il y ait de stress, et puis nous avons fait des tests d'alimentation et des tests également de comportement. Alors, sur cette diapo en haut à gauche, vous voyez le dispositif expérimental. Donc, vous devinez des petites étiquettes de couleurs, ça correspond aux différents types de régimes alimentaires. On a fait 2 types d'expérimentation, c'est-à-dire une première fois, on mettait qu'une seule holoturie par aquarium.
On a même un cas de figure, on a mis une holoturie avec des ormeaux. Et puis, on a fait un deuxième type de dispositif cette année où on a mis plusieurs holoturies dans les aquariums. On a aussi filmé ces organismes jour et nuit et on a pu mettre en évidence un certain nombre de comportements. Que déjà, ces holoturies étaient plus actives la nuit que le jour, que celles qui étaient avec les ormeaux se déplaçaient moins. On a mis en évidence des comportements d'ingestion de nourriture. On s'est intéressé sur ce lot au suivi de la maturation sexuelle, aussi bien en milieu naturel que milieu contrôlé. Donc, on a étudié et décrit la gamétogénèse tous les mois en faisant des biopsies afin de suivre l'évolution des gamètes dans la gonade. Donc, on a mis en place les outils de suivi, on a établi des grilles aussi pour transférer aux professionnels. Et on s'est aussi intéressé à la désaisonnalisation des individus, c'est-à-dire qu'il a fallu identifier, alors je vous l'ai dit, il n'y avait qu'une seule ponte dans l'année. Si on veut faire de l'aquaculture, c'est intéressant quand même d'avoir des juvéniles tout au cours de l'année, donc il faut décaler les périodes de ponte. Il a fallu pour cela identifier les principaux facteurs responsables de la maturation, mettre en place le protocole de décalage sexuel et puis être en capacité de fournir des reproducteurs matures toute l'année aux collègues qui s'occupaient de la reproduction de ces organismes. Alors voici pour vous montrer ce que nous avons obtenu, les résultats sur les gonades femelles. Donc, en cours de maturation, vous voyez les tubules. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une gonade a 5 types de tubules différents et que ces tubules, en fait, vont maturer en cours d'année. Ce qui veut dire que pour qu'on ait une holoturie mature, il faut attendre au minimum 4 ans, c'est-à-dire atteindre des tubules de type 4 pour que l'animal soit capable de se reproduire. Je dis au minimum parce qu'actuellement, on ne sait pas à partir de quand arrivent les premiers tubules. On a eu nos premiers juvéniles, donc on est en attente de savoir quand est-ce que cette gonade va commencer à se développer. Donc, on a une maturation. Ensuite, quand les gonades sont bien mûres, vous voyez là, on devine très, très bien les ovules. Et une fois qu'il y a eu émission des gamètes, on a ce qu'on appelle surmaturation, c'est-à-dire que les tubules vont se vider et vont dépérir. En ce qui concerne la désaisonnalisation, donc notre objectif était d'obtenir des pontes toute l'année. Il a donc fallu définir les facteurs externes qui avaient un rôle prépondérant dans la maturation sexuelle. Et vous ne serez pas surpris de savoir que c'est essentiellement la température et la photopériode qui sont des facteurs importants. On a donc mis en œuvre ce protocole, aménagé des installations techniques et puis nous avons fait un suivi de ces individus avec des prélèvements et des contrôles quotidiens des paramètres physico-chimiques, le pH, la salinité, la température et le taux d'oxygène. Alors, les points limitants de ce lot, on a eu une perte de poids de nos reproducteurs, 30% la première année, 40% la seconde. On a testé différents types d'alimentation et à ce jour, on n'a pas réussi à faire reprendre du poids à nos géniteurs. Donc, il faut qu'on optimise notre stabulation, il faut qu'on revoie nos alimentations, la densité dans les aquariums. Alors, les premiers résultats de la désaisonnalisation sont encourageants. On a pu avoir une première reproduction, même si elle n'était pas très… on a eu peu d'individus qui se sont reproduits. Donc là aussi, il faut qu'on optimise notre alimentation et qu'on travaille encore sur les facteurs externes. Le lot 2, qui concerne tout ce qui est recherche et développement et l'écloserie, reproduction et développement. On a donc pu maîtriser la reproduction, optimiser la fécondation et suivre le développement embryonnaire. Ensuite, on a suivi les différents stades larvaires, on maîtrise l'élevage larvaire et on optimise la survie. Alors, quand je dis optimise, on est à 8% de taux de survie, ce qui peut vous paraître faible, mais qui est hyper important pour une première
pour un premier élevage larvaire. Et puis ensuite, il a fallu s'occuper de toute la problématique de la fixation des larves et de leur métamorphose en travaillant sur des supports et en optimisant la survie. Alors ici, voilà la scène, excusez-moi, la suite logique du développement, hein, depuis l'ovocyte non fécondé jusqu'au stade pentactula, qui est le stade avant métamorphose, et puis ensuite des juvéniles en cours de métamorphose et de jeunes juvéniles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette expérience, on ne connaissait pas les juvéniles d'Holoturia forscali, on ne les retrouvait jamais avec les adultes, hein, contrairement à ce qu'on a vu ce matin avec Cucumaria frondosa. Alors déjà, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas la même couleur et d'après ce qu'on vient de faire, eh bien, a priori, ils n'auraient pas le même habitat. Alors, les points limitants de ce lot 2, eh bien, c'est arriver à avoir une reproduction hors période naturelle. Nous avons fait des essais de reproduction artificielle. Les premiers résultats sont encourageants, mais encore très variables. Donc, il faut qu'on optimise et qu'on standardise la technique. Là aussi, on a aussi des progrès à faire sur l'alimentation larvaire et puis sur la fixation. Et enfin, il faut qu'on acquiert de nouvelles données sur la densification en élevage larvaire. Le lot 3 concerne le pré-grossissement et le grossissement de ces larves. Alors, le pré-grossissement se faisait dans les structures de notre partenaire Aquabé, qui s'est également intéressé au comportement alimentaire de ces larves, à la densité de l'élevage et à la température. Et là, j'allais dire, contrairement aux adultes, les larves ont grossi de façon d'ailleurs conséquente. Hein. En un an, elles ont triplé leur poids. Et ensuite, on a eu une deuxième étape, c'est de faire grossir ces juvéniles en bassin et en aquaculture. Donc, en aquaculture, on a placé ces juvéniles dans des... J'ai un petit film après, vous verrez, avec de la culture d'ormeaux et avec des huîtres. On a également, alors ça, c'est aussi le collègue de Aquabé qui a réalisé plusieurs essais de transformation qui ont été envoyés d'ailleurs à quelques importateurs chinois. Et nous avons fait nos premiers essais culinaires. Nous avons envoyé même des échantillons à des grands chefs français qui ont testé ce produit. Et si on a le temps, j'aimerais bien vous passer un petit film, ce que je vais faire, qui dure 3 minutes et qui va vous reprendre un peu ce que je vous ai dit, mais vous allez avoir des conditions in situ. Nadia? Oui? Tu peux arrêter ton film. Ce qu'on fait, comme tu nous l'as envoyé, on va le passer en local. Peut-être que. D'accord. Oui. Ça marche. Et au niveau du temps, attends, tu as fait 14 minutes, donc c'est parfait. Avec les 3 minutes du film, c'est magnifique. Alors attends, j'arrive pas à l'arrêter, je vais tricher. Je vais passer la main. Avec la bombe passante, ça. Voilà, arrêtez. Voilà. Voilà. Donc en fait, le film reprend. Mieux illustré, je pense que ça intéressera notamment les gens locaux de ce qui est fait en mer en termes de co-culture et reprend avec des exemples à l'appui ce que je viens de vous dire. Alors, juste pour terminer, c'est quand même quelque chose d'innovant. On est sur du biologique, donc il faut continuer à travailler pour perfectionner nos premiers résultats. D'ailleurs, tous les résultats ne sont pas encore là, hein, puisqu'on vient de finir les premières certaines manips là, fin septembre. Donc, nous allons avoir plein de données à exploiter. Donc, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va t'applaudir après le petit film. C'est dans la présentation, on l'écoute du coup. Je m'appelle Grégory Raymond, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de l'aquaculture. J'ai été recruté dans le cadre du projet Holofarm par Agrocampus Ouest. On est parti d'un constat d'une crise conchilicole et de la volonté d'apporter des voies de diversification aux professionnels de la conchiliculture.
Nous travaillons sur l'holothurie, essentiellement consommée en Asie. Nous voulons mieux connaître l'espèce, boucler son cycle de vie, mettre au point les premiers protocoles d'élevage, puis les transférer aux professionnels du monde aquacole. C'est un projet ambitieux. À terme, il a pour objectif d'initier une nouvelle filière d'élevage offrant des perspectives de développement économique, au travers notamment de marchés destinés à l'exportation. Cette espèce-là, elle a également un intérêt en aquaculture multitrophique intégrée, qui a pour objectif de produire de façon beaucoup plus durable, que ce soit des poissons, des coquillages ou des macroalgues. Cette technique de production, elle consiste à mettre plusieurs espèces en production ensemble, espèces qui ont des interactions positives les unes vis-à-vis des autres. On peut prendre l'exemple d'un producteur d'ormeaux qui va y associer des concombres de mer, et en fait les concombres de mer vont se nourrir des fesses d'ormeaux, ce qui permet de limiter l'impact de la production d'ormeaux sur l'environnement et en plus de valoriser une production de concombres de mer. On a aussi travaillé sur cette partie transformation. C'est des aliments qu'on peut retrouver aussi en nutraceutique, puisque ça a des propriétés anti-arthrite, antifongiques ou stimulantes pour le système immunitaire extrêmement intéressantes. Donc encore une voie de diversification possible demain. Le programme Holofarm a bénéficié de financement FEAMP. Sans ce type de financement, un tel projet n'aurait jamais pu voir le jour, parce que c'est un projet relativement ambitieux, avec plus de 20 personnes qui travaillent sur ce projet, que ce soit des chercheurs, des ingénieurs ou des professionnels. Tous les matins, c'est un bonheur de venir mettre les mains dans l'eau, d'essayer de mettre en place ces élevages, de regarder les larves, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'elles se développent correctement, et pouvoir échanger avec d'autres partenaires, avec d'autres chercheurs. Il y a plein d'organismes magiques qui ont des rôles d'épurateurs, qui ont des rôles vraiment importants pour notre écosystème. On voit qu'une petite partie émergée de l'iceberg, et il y a encore plein d'écosystèmes à comprendre. Il faut savoir observer ce côté un peu bio-inspiration et de revenir à une production certainement plus pragmatique que celle où on est aujourd'hui, plutôt dans la polyculture, dans l'aquaculture multitrophique, pour vraiment limiter au maximum notre impact. Merci beaucoup Nadia, c'est un vrai plaisir de t'écouter. Est-ce qu'il y a des questions ou des gens qui voudraient se signaler dans la salle pour lui souhaiter un petit bonjour peut-être? Oui, je t'en prie. Oui, je vais lui souhaiter un petit bonjour. Et puis, juste en information, je te passerai la recette par mail, mais on a réussi à faire des recettes assez intéressantes à base de concombres. On obtient un produit qui ressemble étrangement à des anneaux d'encornet. Ah, super, avec plaisir, parce que c'est vrai que c'est des choses que nous demandent les professionnels si on a des recettes à proposer. Voilà, et donc on aurait été ravis, entre autres avec Benoît, de t'accueillir sur l'archipel, et ce sera, puisque vous connaissez bien, donc ce sera une prochaine fois, on espère aussi. Écoute, avec grand plaisir, vraiment, c'est bon. Et je tenais à vous féliciter parce que je suis très impressionné par la quantité de résultats et de la maîtrise des différentes parties du cycle de vie en 2 ans, j'imagine, sur le projet. Et du coup, j'avais une question. C'est la question que j'ai posée aussi ce matin. On sait que la recherche, c'est par projet. Donc, il s'arrête cette année, si j'ai bien compris. Peut-être vous avez un petit décalage. Est-ce que tu connais la suite? Alors, oui, ça s'arrête cette année. Alors, bien sûr, on va reposer un autre projet, mais en attendant, on a quand même la chance d'avoir eu des juvéniles, donc on les garde à Concarneau. Oui. On garde nos géniteurs. Alors, on les a mis dans les fameux villiers que je vous ai montrés ce matin. On va continuer dans un premier temps sans financement, parce que ce serait dommage de perdre tous les acquis qu'on a déjà. Et on espère qu'on aura des financements lors du prochain appel du FEAMP. Il y a une autre espèce dont je vous ai parlé, la Parasticopus regalis.
On a eu l'opportunité d'avoir des spécimens grâce aux campagnes de l'Ifremer dans le golfe de Gascogne. Et c'est une espèce qu'on ne connaît vraiment pas. Et du coup, alors pour l'instant, on n'a pas de bol, parce qu'on n'a pas réussi à trouver les gonades. Mais l'objectif, c'est aussi d'arriver à avancer sur cette espèce-là, maintenant qu'on a quand même quelques protocoles qui tiennent bien la route. Parfait, Nadia. Est-ce qu'il y a une question, un commentaire? Juste par rapport, je vais faire un commentaire. On oppose parfois l'aquaculture et la pêche. Et on a vu ce matin qu'il y avait la pêche, qui était souvent en demande de données biologiques de base. Et on voit qu'un projet aquacole, finalement, génère, c'est pour ça que moi je préfère l'aquaculture entre guillemets, parce que génère, je suis plus biologiste, génère énormément de données biologiques de base sur les larves, sur la croissance des juvéniles, qui finalement peuvent être utiles pour mieux gérer les pêcheries. Voilà, donc merci beaucoup Nadia. On va continuer par notre ami Nicolas Toupoint. Merci beaucoup Nadia. Au revoir, je suis désolée, je vous quitte, mais tu comprends pourquoi Fabrice. Oui, merci beaucoup. Je suis avec vous par la pensée, au revoir. Je t'enverrai des petits mails. À très vite. Ouais. Nicolas Toupoint, et je ne vais pas le faire en québécois parce que Nicolas a un petit accent, j'espère qu'il va le garder pour te présenter. Tu nous entends Nicolas? Oui, je vous entends, tu me mets la pression là Fabrice. J'aimerais tellement. Et j'espère que tu vas nous préciser où tu habites. Oui, là, je vous parle donc en direct d'une des îles du Ponant, de l'île de Bas. Voilà. Et tu as 20 minutes, Nicolas, avec un petit accent québécois de temps en temps, s'il te plaît. De temps en temps. Bon, je vais essayer de faire mon gros possible. Mais bonjour à tous. Du coup, je me présente, Nicolas Toupoint, je suis chercheur industriel chez Mérinov. Et puis, je vais commencer par vous présenter mon organisation. Donc, Mérinov est un centre intégré de recherche industrielle qui est spécialisé dans les technologies de la pêche, l'aquaculture, la transformation et les bioressources marines. C'est une organisation à but non lucratif qu'on appellerait une OBNL au Québec ou une association en France finalement, dont le conseil d'administration est composé de membres issus de l'industrie ou des leaders du domaine de l'innovation. L'objectif de Mérinov, c'est vraiment de créer de la valeur en offrant des services d'innovation à l'industrie canadienne via de la recherche appliquée, du transfert technologique, de l'aide technique, des services de diagnostic et d'accompagnement, de l'optimisation de la rentabilité des procédés, du génie de la conception des procédés et des services analytiques. Mérinov regroupe 6 centres d'expertise qui sont adaptés finalement aux besoins de notre clientèle. Les 6 centres sont listés ici. Donc, il y a le centre en technologie des pêches, en technologie de la mariculture dont je suis le responsable, technologie en pisciculture, en transformation des produits aquatiques, biotechnologie marine et un centre qui intègre un peu tous les autres puisque ça concerne tous les centres finalement, les études environnementales et le génie industriel. Chacun de ces centres se développe en service, donc je vous épargne les différents détails, mais voilà, qui permet finalement de répondre de manière plus affinée aux demandes de la clientèle. Et pour vous faire une espèce de bilan, mettons, annuel, l'organisme regroupe une centaine d'employés. À chaque année, on accueille des stagiaires et des étudiants. Et en 2019-2020, on a réalisé 72 contrats d'aide technique et de recherche appliquée pour l'industrie et 93 projets de recherche appliquée. Mérinov est gestionnaire du centre collégial de transfert technologique, je le dis un peu doucement parce que ça va faire un acronyme qui est CCTT, qui dépend du Cégep, donc le collège de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Et en tant que gestionnaire de CCTT, finalement, on intègre un réseau des CCTT qui s'appelle le réseau Synchronex et qui regroupe plus d'une cinquantaine de CCTT à l'échelle du Canada et qui nous permet finalement d'avoir des passerelles facilitées avec d'autres membres qui ont chacun leur spécialité et donc aller chercher la compétence qu'on n'a pas forcément ou dont on a besoin de développer. On travaille aussi également avec des partenaires en recherche académique et institutionnelle que vous retrouvez listés ici. On bénéficie d'infrastructures de recherche majeures pour les PME, comme un centre de fractionnement, un centre d'essai de développement de produits, un laboratoire de rhéologie et d'évaluation sensorielle, des laboratoires analytiques en chimie et en microbiologie, des laboratoires secs et humides. On a un accès à une usine pilote. On a également une écloserie expérimentale qui est dédiée aux homards actuellement et une unité de quarantaine.
des sites expérimentaux d'élevage en mer, que ce soit en Gaspésie ou aux îles de la Madeleine, et des petits bateaux et un navire de recherche que vous voyez ici, qui s'appelle le Nichols. Donc, dans tous les développements de projets et finalement l'association des différents centres d'expertise servent à avoir une approche filière pour chaque secteur de l'industrie maritime au Québec. Et là, ici, c'est l'illustration de la filière algues, où finalement les différents centres vont se succéder pour travailler de l'élevage jusqu'à la valorisation des algues, en commençant par donc, le développement et l'optimisation des techniques d'élevage en mer, ensuite le développement de techniques de transformation et de formulation de produits alimentaires, pour finir sur les méthodes d'extraction de bioressources pour des applications dans les différents secteurs industriels de la bioéconomie. Donc aujourd'hui, lors de mon propos, je vais vous parler de la mariculture, ce qu'on appellerait la conchiliculture en France, à l'échelle du Québec. Sur la gauche, là, vous avez la carte du Canada avec les 6 provinces qui produisent des produits maricoles au Canada. Et là, sur la droite, vous avez 2 graphiques qui vous présentent finalement l'évolution et des volumes et de la valeur des produits maricoles pour le Québec, avec en différentes couleurs les différentes espèces élevées, qui sont notamment la moule, l'huître et le péton. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à la fin des années 90, il y a eu un gros boom finalement qui est notamment en lien avec le développement de la mytiliculture, de la moule. On est arrivé à une production qui a atteint quasiment les 800 tonnes annuelles et qui se transpose ici par un pic en termes de valeur. Ensuite, la production a diminué et après 2010, on a les huîtres finalement qui sont rentrées dans les espèces cultivées au Québec et qui ont eu un essor fantastique et qui se traduit d'ailleurs en termes de valeur puisque c'est un produit maricole à forte valeur ajoutée. Au milieu du golfe de Saint-Laurent, il y a un archipel que j'aime beaucoup pour y avoir vécu pendant 11 ans avant de me retrouver sur l'île de Bas, c'est les îles de la Madeleine. Et je vous présente les îles parce que finalement, c'est 70% de la production québécoise qui est issue de cet archipel. On y cultive principalement la moule et de l'huître. Et jusqu'en 2019, on y cultivait du péton géant. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs projets en fait, qui concernaient l'élevage de moules aux îles de la Madeleine en lien avec les stratégies de captage de naissins et la performance commerciale associée. C'est un projet qui a été mené en collaboration avec l'ISMER, l'Institut des sciences de la mer, qui est affilié à l'Université du Québec à Rimouski, fait avec le regroupement stratégique, le RAC, que vous avez déjà pu passer dans différentes présentations depuis le début du Congrès, et soutenu financièrement par le MAPAC, qui est le ministère Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec, et le programme MITAX, qui permet finalement de financer des stages industriello-universitaires avec un partenaire industriel, qui est Mérinov en l'occurrence, et un partenaire académique, Lucar, dans ce cas présent. Donc, tout d'abord, quel est le cycle de production mythilicole aux îles de la Madeleine? Bon, à la fin du printemps, début de l'été, les géniteurs émettent les œufs dans l'eau, il y a fécondation, les larves restent planctoniques pendant quelques semaines et lorsqu'elles sont prêtes, elles se fixent et se métamorphosent en post-larves sur des collecteurs que les producteurs installent à partir de la Saint-Jean, donc à partir du 24 juin. Ensuite, ces larves ces post-larves grossissent en juvénile, qui va être récupéré à l'automne par les producteurs, donc le naissin, et qui est boudiné, qui est mis donc à une densité optimale dans des filets tubulaires, pour être ensuite transféré dans des sites de grossissement, où les moules vont grossir jusqu'à une taille adulte. La taille commerciale est de 50 mm, ce qui fait qu'ils peuvent faire une première récolte 1 an plus tard, donc quand les moules ont 12 mois, et finir le cycle de production avec une deuxième récolte 18 mois plus tard, donc au printemps de l'année numéro 3. Donc, grosso modo, c'est un cycle de production qui s'étale sur 2 années totales et qui commence, c'est ça, au début de l'été. Donc, le contexte de l'étude, on se retrouve encore sur l'archipel des îles de la Madeleine, qui n'est pas très loin de Saint-Pierre, de l'autre côté du Trois-Cabots. Nous avons ici au sud une toute petite lagune qui s'appelle le bassin du Havre-Vert, qu'on va appeler ici le BHA, et qui est le principal site de captage de naissins depuis plus de 20 ans. Et ce, pour la raison que des études menées dans les années 90 ont montré que ce stock-là était le plus résistant de tout l'archipel aux épisodes de mortalité estivale et que c'était en lien avec un taux en hétérozygosie qui est plus important pour les naissins du BHA que n'importe quel autre naissin à l'échelle de l'archipel.
Donc, la lagune du BHA est devenue le site officiel de captage pour tous les multiliculteurs qui ensuite font du transfert de naissin dans les sites de grossissement, où là, on retrouve donc les filières de boudin, comme je vous l'ai présenté plus tôt. Donc, les sites de grossissement, on a 2 sites lagunaires, la lagune de Havre-Maison, le HAM, ou la lagune de Grande Entrée, GE. Et depuis 2012, on a un site d'exploitation au large qui s'est fait dans le cadre d'un plan de développement aquacole, qui est donc en baie de plaisance, nommé ici BP. Donc, quelle était la problématique étudiée à ce moment-là? Bon, bien sûr, comme dans tout captage naturel, il y a des épisodes de mauvais captage, puisqu'il y a une forte variabilité interannuelle dans l'intensité de captage. Et il y avait une forte volonté du milieu à développer le potentiel du secteur. Donc, il est demeuré pertinent, voire urgent, d'évaluer le potentiel d'approvisionnement en moules dans les autres plans d'eau des îles. Et les autres plans d'eau, donc HM, GE et BP, avaient d'autres problématiques qu'à BHA, notamment en lien avec des espèces indésirables comme les algues, les caprelles, les hydrozoaires ou les étoiles de mer, mais aussi avec très peu d'études, beaucoup moins finalement qu'au BHA, sur la performance du naissin issu de ces lagunes. Donc, et puis, plus ça va, plus on a des enjeux qui sont liés au réchauffement climatique. Donc, il était aussi important d'avoir des plans B quand le captage au BHA ne marchait pas. Ce qui fait que l'objectif du projet était de comparer les rendements de captage et de grossissement de stocks de naissins issus de 4 plans d'eau des îles et cultivés dans 3 zones d'exploitation. Pour ce faire, on a divisé le projet en 2 volets. Le premier volet, c'était d'étudier le rendement de captage. Là, on a étudié 20 scénarios d'approvisionnement, finalement 20 stocks. Chacun stock était caractérisé par une origine, une date d'installation et une date de récupération. On voulait voir quelles étaient l'influence de moduler ces dates-là sur les performances et sur surtout le rendement de captage, ce qui permettait aussi éventuellement de proposer des calendriers alternatifs à des nouveaux producteurs ou à des personnes du milieu maritime qui voudraient se diversifier dans la multiliculture. L'objectif était donc de caractériser le potentiel de boudinage de chacun de ces stocks-là, pour aller au volet 2, finalement, où là, c'était d'étudier la performance des stocks qu'on a étudié à une échelle expérimentale en utilisant des cages, ce qui fait qu'on suivait toujours les mêmes lots de moules, ça permettait d'avoir des données très, très consolidées, mais aussi à une échelle commerciale pour pouvoir parler le même langage que l'industrie, finalement, en utilisant des boudins de moules tels qu'utilisés par les conchiliculteurs. Donc, on a mis en grossissement dans différents sites les stocks qui étaient identifiés comme boudinables dans le volet 1, selon un design stock site, et on a dressé un portrait des scénarios qui étaient viables pour l'industrie. Donc là, ici, vous avez les résultats de rendement de captage pour les différents sites que vous avez ici en bas, donc les différentes origines de naissins, BHA, HAM, GE, DP, qui ont été installés à différents moments. Les collecteurs ont été installés à différents moments, donc la date traditionnelle, telle que les conchiliculteurs ont l'habitude de le faire, un peu plus tardivement et encore plus tardivement, et à la saison automnale, comme d'habitude, ou aussi à la saison printanière, à l'année d'après, et ce, aux années 2014, 2015 et 2016. En ordonnée, vous avez l'abondance au pied des collecteurs. En vert assuré, c'est le site témoin, donc le site identifié comme le plus performant, qui est le site du BHA d'automne. À noter que, comme dans tout projet en écologie marine sur le milieu, on a eu des contingences, donc des avaries, beaucoup en lien avec des tempêtes la première année. Et puis, à partir de 2015, on a eu des problématiques de prédation canard, qui est une grosse problématique pour les mariculteurs au Québec, mais aussi dans les maritimes, notamment en lien avec le réchauffement climatique. Ce qu'on voulait surtout voir, c'était donc, comme je vous disais, quels étaient les stocks qui étaient boudinables pour aller les envoyer dans le volet 2 pour évaluer la performance commerciale. Donc, ce qu'on regardait comme critère, c'était vraiment le pourcentage de moules qui avaient dépassé les 15 mm, car c'est vraiment cette gamme de taille-là de naissins qui intéresse les producteurs pour le boudinage ultérieur. Finalement, même s'il y a beaucoup de moules, si elles sont trop petites, ça va passer à travers les mailles du filet, puis ce n'est pas intéressant. Donc, on a fixé de manière assez factuelle pour le projet un critère de boudinage, disant qu'il fallait qu'il y ait au moins 50% du naissin qui excède 15 mm pour rendre le stock bon candidat pour le volet 2. Ce qui fait qu'on a identifié 12 stocks au total qui sont en bleu, donc soit assurés pour le BHA, soit en plein pour les sites alternatifs. Et on les a envoyés dans le volet 2 afin d'évaluer la performance commerciale dans le design stock site. Voici les résultats pour la performance commerciale, pour la performance à un niveau expérimental, donc dans les petites cages. C'est des graphiques où il y a beaucoup de courbes. Je vais me prendre du temps de l'expliquer une fois, mais après, vous verrez, c'est tous les mêmes. Donc ici, vous avez la carte des îles avec le site de HAM. C'est-à-dire que c'est la performance des différents stocks étudiés au site du HAM pour différents
stock de naissins originaires du BHA, de GE en gris, donc BHA en orange, GE en gris, H&M en bleu ou BP en rouge. Et bon, vous avez les petits points qui sont soit ouverts, soit fermés, qui sont les récoltes, enfin les captages d'automne, les captages de printemps. Bref, là, ce qu'on peut regarder vite fait, c'est que finalement, le BHA reste toujours le plus performant puisqu'il a un taux de survie qui dépasse toujours les 90%, alors que les autres stocks ont tendance à chuter assez rapidement, que ce soit au cours de l'année 2015 ou au cours de l'année 2016. Si on passe dans le site de GE, on a à peu près les mêmes tendances, sauf qu'on voit quand même que les stocks alternatifs, donc autres que BHA, ont une meilleure survie que dans la lagune du Havre-Maison. Et par contre, si on passe au large, alors là, on a des survies qui sont bien meilleures, mis à part un stock qui est le stock de BP récolté au printemps, mais les autres, là, on est plutôt proche des 80%, voire plus. Donc, on voit quand même un intérêt à les cultiver au large en termes de survie pour l'ensemble des stocks testés. Si on regarde au niveau de la croissance, même progression de graphique, donc toujours ici, on se retrouve dans la lagune du Havre-Maison. On voit que les taux de croissance sont assez élevés en plein été, puis après, ça chute assez rapidement à l'automne. La tendance est assez similaire pour tous les stocks, il n'y a pas tellement de différence entre BHA et les autres stocks. AGE, on a des profils assez similaires, même si on voit que les taux de croissance sont encore assez hauts un petit peu plus tard en saison. Et si on regarde ABP, là, c'est encore une fois, on a une belle différence. Les taux de croissance sont plus importants plus longtemps avant de chuter pour des taux de croissance hivernale où finalement, il ne se passe pas grand-chose. Si on regarde au niveau commercial, donc là, c'est les résultats issus des boudins tels que pratiqués par l'industrie. Et on a pour seulement 2 sites de grossissement pour ce volet-là, le site de la lagune et le site du large, le site de BP. Et on a regardé 3 paramètres. Le pourcentage de moules commerciales récoltées, la masse de moules commerciales récoltées et en appliquant un modèle technico-économique, les revenus nets. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du graphique, c'est extrait d'une publi qui est retrouvable facilement, donc je vous invite à consulter si ça vous intéresse. Mais on voit quand même que dans chaque cas de figure, l'histogramme côté BP, donc au large, est toujours plus haut qu'en lagune. Donc, tout ça, ce que ça représente, ce que ça veut dire, c'est que, bon, OK, on a le naissin de cette petite lagune qui demeure le plus résistant malgré 20 années de transfert. On aurait pu imaginer qu'il y ait une dilution de cette performance puisque ce naissin-là va aussi se reproduire dans les autres lagunes et donc avoir des performances ailleurs. Ce qui sous-tend quand même une hypothèse de sélection dans cette petite site-là. Et là, l'étudiant en doctorat qui travaille dessus a aussi développé des projets sur la performance du naissin en termes de sélection en lien avec la température et le stress thermique. Donc à voir lorsqu'il va soutenir sa thèse qui est au mois de novembre. Le naissin du H&M quand même est un stock alternatif potentiel, intéressant, parce que finalement, les résultats obtenus étaient viables pour l'industrie. Donc, ça veut dire que quand ça ne marche pas à BHA, il serait peut-être pertinent d'aller mettre des collecteurs ailleurs et la lagune du Havre-Maison pourrait être une bonne alternative. Et enfin, le gros du résultat, c'est que le site au large s'avère être le site optimal de production commerciale, ce qui est finalement de moins en moins étonnant puisque dans les lagunes, les eaux montent à des températures très élevées qui deviennent très, très stressantes pour les moules en plein été. Et donc, que pour le développement de l'aquaculture et pour la pérennité, il serait assez intéressant d'aller développer plus de concessions au large puisqu'il ressort que d'un point de vue commercial, c'est plus performant. Pour finir, je voulais juste vous présenter une démarche qu'on a avec Fabrice et une de mes collègues qui dépend du Collège de la Gaspésie et des Îles, qui est aussi de la Madeleine. Donc, on a reçu une bourse de l'IFQM pour un projet qui s'appelle Ancrage territorial des savoir-faire aquacoles en milieu insulaire. Pourquoi je vous présente ça? Parce que l'objectif est de mener des initiatives communes basées sur des échanges d'expertise et d'expériences entre 2 territoires insulaires qui sont vraiment très proches, voisins, cousins, avec des échanges quand même et des liens qui sont assez forts. Et je pense qu'il serait pertinent qu'on augmente cette collaboration et qu'on favorise, canalise les voies d'échange pour partager les expériences et mettre à profit les développements de ce type d'activités qui sont, je pense, précieux pour nos territoires insulaires pour atteindre l'autonomie et leur résilience à l'avenir. Voilà, que je vous remercie de votre attention. Je n'ai pas eu trop d'accent québécois, mais c'est ça. Merci Nicolas. En fait, je viens d'apprendre que c'est moi qui te force à faire québécois quand je t'appelle depuis des années. Donc, en fait, tu n'as pas d'accent québécois. Je sais faire les deux, mais là, pas ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Je tiens juste à préciser que Lysandre, du coup,
du coup, a eu une bourse de 3 000 € pour venir au Congrès. Évidemment, à cause du Covid, ça a été décalé à l'année prochaine. Donc, vous voyez, on est déjà en avance pour 2022. Et avec Nicolas, ça fait des années que l'on travaille ensemble et on a déposé notamment un projet, je vous en parlerai après, ensemble et avec Céline Audet, enfin d'autres collègues, pour essayer de continuer à développer des choses, notamment avec nos cousins des îles de la Madeleine, puisqu'on sait très bien l'attachement que l'on a de part et d'autre avec nos cousins. Avez-vous une ou deux questions oui. Oui, je voulais savoir jusqu'à quel niveau de température vous obtenez en période estivale dans les lagunes des îles de la Madeleine. Et une autre question, est-ce que vous avez trouvé des solutions pour éviter un peu la prédation par les canards? Alors, en termes de température dans les lagunes, maintenant, on atteint facilement le 25 degrés en plein cœur de l'été. Et puis, alors qu'il y a encore 10 ans, c'était juste quelques pointes. Là, c'est le nombre de jours où ces températures-là sont atteintes qui deviennent critiques pour la moule. Donc, c'est un peu une des suites du projet. Dans la lagune du Havre-Bert, il y a de fortes chances que, vu que c'est une petite lagune, ça se réchauffe plus vite. Il y a une pression de sélection qui fasse que le naissin qui en ressorte ait déjà été sélectionné avant, en lien avec une pression de sélection liée à la température. Donc, ça peut être intéressant. Mais pour le grossissement et pour les adultes, même pour les jeunes, si ça monte trop haut, ça risque de devenir assez dramatique. Donc voilà, on est autour de 24-25 en ce moment en pic estival. Et puis pour la prédation par les canards, malheureusement, non, on n'a pas encore trouvé la technique miracle. C'est clairement en lien avec l'absence du couvert de glace, en tout cas la réduction majeure du couvert de glace. Ce qui fait que les sites aquacoles qui sont normalement hivernés sous la glace et donc inaccessibles pour les canards migrateurs le sont de plus en plus longtemps. Et puis, on a la montée et la descente des canards migrateurs, ce qui fait que généralement, quand ils repèrent le spot du snack une fois, ils reviennent toujours là. Donc, il y a eu les effarouchements qui ont été essayés. Ça marche un petit peu au début, puis après, les canards s'habituent. Ce qui marche le mieux, c'est la présence humaine sur site. Mais autant quand il y a des grosses tempêtes, généralement, l'homme reste encabané. Pas le canard. Et puis, il y a eu aussi des techniques par le laser qui a été essayé. Ça a marché un bout, mais après, ça c'est pareil. Les canards s'habituent finalement. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de recette miracle, malheureusement. Merci. Peut-être une question encore, sinon on va passer. Comme on est parfaitement dans le timing, on va enchaîner, sauf si vous avez des questions. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir. Jason, are you there? So we have to switch in English. So Jason is working at the Marine Institute. Are you there, Jason? I am. Can you hear me? Oh, wonderful, my friend. I just want to say hello. Here you go. Hello, Fabrice. So we met two years and a half, something like that, when I started, to go all around Saint-Pierre to try to see who would like to help us to develop new things in Saint-Pierre-et-Miquelon. And so we discussed, I sent emails and Jason said, yes, why not discuss together? And there we go. So you cannot come to Saint-Pierre this time, but we hope a lot that you can come in the coming years. So please, Jason, could you present yourself in a couple of seconds and then go on your presentation, please. Okay. In French, of course. Okay, we can see you. Perfect. You can see my opening slide right now? Perfect, yes, you can go. Okay, perfect. So bonjour, my best French, and good day to everyone. I would like to start by thanking Fabrice and his team for organizing such an event in Saint-Pierre-et-Miquelon, and say hello to everyone currently there and everyone joining virtually. I know this has been very difficult for Fabrice to organize during the pandemic, and he's worked very, very diligently to make this happen. So thank you. I
like you, Fabrice, I truly look forward to an occasion where I can travel there and we can discuss, I guess, in more detail some of the projects that we've already started discussing 2.5 years ago. Yes. So my name is Jason Nichols. I'm the current chair of the Advanced Diploma in Sustainable Aquaculture at the Marine Institute. The Marine Institute is in St. John's, part of Memorial University, and of course, we're only several hundred kilometers away from Saint-Pierre-et-Miquelon. I'm an instructor within the School of Fisheries and a researcher within the Center for Aquaculture and Seafood Development, so I hold 2 hats here. I have had the good fortune of working in the aquaculture, the wild fisheries, and the processing industries for almost 25 years in Newfoundland and throughout Canada and internationally. Within the Center for Aquaculture and Seafood Development, I work with a very diverse group of colleagues that include marine biologists, chemists, engineers, food scientists, and several other disciplines. My industry project work often focuses on technology transfer and trying to increase production efficiency and profitability of the industries that I work with. I truly like to focus on increasing industry production while maximizing industry and environmental sustainability. So a few slides about the Marine Institute before I begin exploring some of the mutually beneficial things that we could start to explore between my province and St. Pierre. I believe the Marine Institute and some of our facilities and centers could be a key part to allowing us to explore these initiatives. So we're North America's most comprehensive institute dedicated to education, training, applied research, and industrial support in ocean industries. We have 6 locations, with the main ones being located in St. John's, and we have a marine base, which is about 45 kilometers from St. John's in Holyrood. In terms of our academic structure, we have 3 schools, all things related to the marine environment, of course. We have the School of Ocean Technology, the School of Maritime Studies, and the School of Fisheries. The School of Fisheries is where I actually work. We offer a variety of educational programming from PhDs to industry certifications. In between there, we have diplomas in technology, such as marine environmental technology. We have bachelor's degrees. We have graduate diplomas, and we have master's degrees. We also have 7 centers that work directly with industry. When I'm working on an industry research project, I work within the Center of Aquaculture Seafood Development. You can see here we also have the Center for Sustainable Aquatic Resources, Marine Simulation, Offshore Safety and Survival, Center of Applied Ocean Technology, Center of Fisheries, Aquatic Research, and Safety and Emergency Response. The Center for Applied Ocean Technology, as an example, I would collaborate with those folks if we were doing any underwater ROV or autonomous type work. So as I mentioned, I'm in the School of Fisheries, and I mentioned the academic levels. This just gives you an idea of some of the training opportunities that we have at each of those levels. I also am lucky enough to be part of something called our Center for Community-Based Education and Delivery. We bring the classroom to the communities for sectors such as harvesting, processing, aquaculture, and environmental education. So right now we're even through the pandemic. We are in the north teaching fishing masters programs. This year we've been on the west coast in BC. We've sort of kept things in Canada this year because of the pandemic and some of the challenges. As I previously mentioned, when working with industry, I work for the Center of Aquaculture and Seafood Development. We have an aquaculture research facility, a federally registered food processing pilot plant facility, and a fisheries byproduct research facility. Some of our research areas include process and equipment design, prototype evaluation, pilot scale production, product formulation, and on the aquaculture side, site performance evaluation, fish health and nutrition, and water circulation and treatment, recirculating aquaculture type systems, shellfish and finfish culture development.
I do enjoy the educational part of my job, but I really enjoy the industry projects that we complete within the Center for Aquaculture Seafood Development. It's a chance where we get out with industry and help solve some of their issues and bring new technologies to the province. So the title of my presentation was Exploring Mutually Beneficial Aquaculture Initiatives. I guess this really started when Fabrice and I first met, and we realized the commonalities between Saint-Pierre-et-Miquelon and Newfoundland, and how we had so many historical parallels. We both have a dependence upon the ocean, right? That we had the cod fishery collapse, which sort of we both share equally. In Newfoundland recently, the establishment of aquaculture initiatives has brought some prosperity to some of our small communities, both finfish and shellfish industries. We're still in the very early stages, in my opinion, of establishing both of these sectors. We've done excellent work in terms of the primary production side of things, but we have not really fully investigated beyond that. So secondary processing and ready to eat type products. I think there are real opportunities that exist for Saint-Pierre-et-Miquelon with aquaculture related initiatives and other seafood initiatives that we might be able to partner together. You know, these of course could be standalone strategic new startup initiatives for Saint-Pierre-et-Miquelon, or they could be partnerships between Saint-Pierre-et-Miquelon and Newfoundland businesses to look at things like furthering primary production of both shellfish and finfish. And it could also include collaboration with Newfoundland industry to start to investigate some of the secondary and value-added products for export, as an example. So to give you some idea in terms of Newfoundland's aquaculture production and what that means in terms of potentially a benefit to Saint-Pierre, I mean, proximity provides very unique opportunities here. We're only several hundred kilometers away, or I'm only several hundred kilometers away from you right now, sitting in St. John's. And the reality is the vast majority of the finfish production in Newfoundland is tens of kilometers away from you, with the shellfish production on our northeast coast still only several hundred kilometers away. So in 2019, the Newfoundland production included around 14,000 metric tons of salmonid production and only around 3,500 metric tons of blue mussel production. And as I said, salmonid production is only kilometers from Saint-Pierre-et-Miquelon. Mussel production is only 100 kilometers away from there. So right now, our province has little to no value added or secondary processing of our products. We do a wonderful job producing some of those products. Most of those products go for export, you know, to the Northeast US with very little processing. It's either head-on gutted in terms of a salmon product, maybe a fillet at most, but very few value-added products. So as I said, secondary production is not yet a priority in Newfoundland. Another way to look at some of the opportunities that could exist between our two areas is that recirculating aquaculture systems have come a long way in the last 20 years. We can now grow just about anything on land. If we're strategic and we select the right species, there could be real possibilities for food security for the people of Saint-Pierre-et-Miquelon, and maybe some export possibilities to close areas like St. John's or further abroad, as in the US states. Could also provide export on larger scales, depending on, you know, what those initiatives, those future initiatives may look like. Further along those lines, recirculating aquaculture systems could provide millions of the required juvenile salmon and trout for the Newfoundland growing industry. Newfoundland production plans
suggests that we are increasing production by 5 times by the year 2030. But currently, there are no salmoniid broodstock facilities in Newfoundland. We rely on places like Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, and even as far away as Iceland for production of our juveniles. So there's real opportunity for hatchery type initiatives in St. Pierre, just like there would be in any other area that's interested in juvenile production. One of the great advantages of such an activity in St. Pierre is everything can be done via ship. No air transportation required. And, you know, now we have the access with ferry, so drive on, drive off ferry, which is a real game changer for any production in Newfoundland that comes to Newfoundland or vice versa. The Newfoundland provincial government has suggested that aquaculture shellfish production will increase from 3,500 metric tons to 10,000 metric tons within the next decade. As was the case with finfish, we don't have any shellfish hatcheries in Newfoundland, and there are very few shellfish hatcheries in Atlantic Canada. So in order to get to that level of production, especially if that includes things like oyster production, we are going to have to determine where those juveniles come from. We will require hatcheries to produce those juveniles for transplant to the marine sites. Saint-Pierre-et-Miquelon and Newfoundland are isolated. We're located away from the Atlantic provinces, the maritime provinces. They've had their challenges with disease, shellfish disease. We have not had that in Newfoundland, and I believe it's fairly safe to say the same would apply to St. Pierre. I was part of an evaluation that we completed a few years back where we actually spoke to all of the producers on the west coast of North America. They've struggled recently with a few environmental changes where their production of juvenile shellfish is not what it used to be. Our evaluation and our discussions with that industry resulted in overwhelming requirement for any shellfish juveniles that we could produce. So that may sound like a sort of a difficult process in terms of transportation, but when you're talking about transporting juvenile shellfish, you're talking about very small volumes that you can hold the palm of your hand, you can package properly for shipment and ship to the West Coast. When we initially discussed with that industry about the possibilities of such initiatives in Newfoundland, I must say they were very excited and we had very good discussions. Another technology that I believe provides true opportunity for Saint-Pierre-et-Miquelon, and I do understand that you have some aquaponics initiatives. If you're not familiar with aquaponics, it's basically the combined growth of vegetables and finfish in one system. The greens or the vegetables of choice rely on the nutrients provided by your finfish species below. The great thing about St. Pierre and Miquelon, you could have an aquaponic system that actually produces those greens, those vegetables, that you're able to supply to your local people and to your local restaurants. Any excess volume you could ship to St. John's even. We do not have aquaponics. We do not have an aquaponics industry as such in Newfoundland. So in terms of a food security sort of perspective, a very, very good sort of initiative that could provide both of our areas a year-round supply of green vegetables. The other thing I like about aquaponics, you have to be careful, of course, about choice of finfish that you decide to use. One potential finfish approach that we could take in Saint-Pierre-et-Miquelon is we could actually look at something like trout production,
we could then, we know that you can't grow trout to full size in an aquaponics system, but we do know that you can grow trout to juvenile size and then use those trout when they get to a certain size in some other sort of initiative. And I think something that could potentially play out in Saint-Pierre-et-Miquelon is the use of those trout, those juvenile trout, to sort of enhance your local recreational fishery for trout. This one, I believe, is something that we in Newfoundland and we on the east coast of Canada still have a lot of work to do, and there's still a lot of potential. And that comes in terms of secondary processing opportunities. As mentioned, Newfoundland aquaculture production is almost entirely focused on primary production. So we grow harvest size and process size mussels, oysters, salmonids such as salmon and trout, but we minimally process those. Most of the production that's leaving Newfoundland is primarily processed products. So given that SPM is only a short distance from our growing production levels, to me, it provides a vast opportunity, a very important opportunity to take some of those primary products and some of those primary products that are essentially guaranteed year round and start to look at initiatives that include secondary type processing and value added processing, ready to eat meals type things. And that could be for production for St. Pierre, for production for Newfoundland, and more importantly, export production to maybe the US, maybe back to France. So that includes just a few aquaculture opportunities that I believe exist and certainly deserve further discussion and potential collaboration in the future. I thank you very much for your time and opportunity to present today, and I would certainly enjoy any questions at this point. And I truly look forward to the time that travel becomes easy and we're able to start discussing some of these initiatives in person and flesh out some of the details of some of these things we've been talking about over the last number of years. Thank you very much. Thank you very much, Jason. So I think I would say that I agree 100% about everything you said. So I hope we can see each other very, very soon and continue to work on that. Est-ce que vous avez une question? Oui. Good afternoon. I have a question about regulation. We know in Saint-Pierre that agriculture is very different in North America than in Europe. So in Saint-Pierre, is it the same for aquaculture? Is it possible to have a legal framework that would be that would let us have a compatibility? Yeah, very good question, I believe. I've been part of initiatives now where we've started with the same type questions. What I find these days, governments are when it comes to food security especially, governments are very willing to discuss these types of initiatives and possible changes to policy if required. To be quite honest, at this moment, I would love to have a better answer, but the pandemic has sort of stalled some of our discussions and stalled some of the necessary discussions to look at the regulatory piece. But I can tell you that I have in the past been involved with initiatives and activities where we were able to deal with sort of policy regulation and things like that. Thank you. Une autre question? So can we imagine, for instance, that Saint-Pierre-et-Miquelon buy some, let's say 100 tons of salmon and process in Saint-Pierre and then sell it, to Europe?
I think that could be kind of a business. And this is really different for you and us, because in that case, it means that Saint-Pierre will have the added value because we do transform here. And because you produce so much salmon just in front of us, I mean, buying a small part will be almost not a problem for you, but it would be huge for us, because with that, we could have some added value and you have the production all year round. So I would just translate my question. L'idée, ce serait d'acheter 100 ou 500 tonnes par an et de les faire revenir et les processer ici, ce qui permettrait d'ajouter de la valeur ajoutée pour l'envoyer en Europe, ce qui serait un changement fondamental, enfin, historique par rapport à ce qu'on faisait classiquement. Juste, il répond et puis tu veux compléter? Non, juste pour compléter, quand tu dis processer, c'est mort ou vivant? C'est l'élevage ici? Non, tu achètes les poissons et tu fais la transformation ici. C'est-à-dire que ça permettrait de tamponner, parce qu'on sait qu'il y a des pics d'activité, puis parfois il y a des activités moindres, mais quand tu as de l'aquaculture, tu as une production, sorry, I will translate, tu as une production qui est beaucoup plus régulière. D'accord, tu as des lots de poissons qui arrivent tous les 2 mois et tu les abats. Oui, mais il y a un certain degré de valorisation en fait dessus pour que le produit devienne français et européen. Le fumage, par exemple, ce n'est pas suffisant. En tout cas, ce n'a pas été dans le passé. Mais est-ce qu'il a besoin d'être français pour être vendu? On va passer du temps, mais il y a des règles d'origine. Ok, Jason, so we will discuss and come back to you. Comment? Il y a des questions de droit de douane. Oui, bien sûr. Je n'ai pas dit que c'était facile. Hein. Tu voulais dire, Benoît? Non, la même chose. D'accord. Mais on vend bien, nous, des produits au Canada. Oui, produits de la pêche. Oui. Et dans l'autre sens, on ne pourrait pas le faire. On va passer du temps, mais ce n'est pas si facile que ça. D'accord. So it might be, even though if we would like to try to do that, we're in France. So it could be very hard in terms of legal issue, because it's not easy to import, as far as I understand, some, fish from Newfoundland. So, but I think the other way is to produce some fingerling, for instance, as a backup of production in Newfoundland, and perhaps to sell them. But they're going to say it's impossible on legal term here. But il y a pas seulement le problème de est-ce que c'est possible ou pas. Il y a le problème économique. It's not only possible or not possible. It's a problem of competitive pricing. Will you compete with Norway, for example, or Scotland? Or would it be better to have what you process in Saint-Pierre-et-Miquelon going back to North America instead of Europe? I agree. Jason, would you like to say something else? Yeah, I think the key here is very niche product types. Very specific product types. That's something that we focus on at the Marine Institute in our food processing side of things, where you cannot compete with the bulk markets from Norway or Chile when it comes to salmonid products. Absolutely not. But there are opportunities when it comes to even shellfish ready to eat, maybe into North America as opposed to going east to Europe. We in Eastern Canada, we've collectively not done a great job with value-added products like that. And I'll add to that as well. When you're thinking about regulations and permitting, we initially thought something like transferring eyed eggs or juveniles from Europe or from, Iceland as an example. We are now relying on juveniles produced elsewhere and eyed eggs for the salmonid industry for our growing marine side of things. So 10 years ago, permitting and regulations
the critics said that permitting and regulations would never allow this. So it was a long road, but we were able to negotiate through those regulations and change that policy and show that it made sense. And now we're relying on, as an example, Icelandic salmon eggs or Danish trout eggs. There are examples like that. So yes, it's not easy. There are challenges. There are some issues, but I don't believe too many of those issues are too big to overcome. Yeah, okay, I agree. We'll make a break of 10 minutes because we listen to you in English, so we have to take a break of 10 minutes to speak French, and we'll come in 10 minutes. And so you will be with me, Jason, as co-chair. We will listen to Nicolas Toupoint. Donc c'est Nicolas qui a déjà parlé, qui va présenter une deuxième présentation sur le homard. So, Nicolas, est-ce que tu peux présenter? Je peux y aller, tout à fait. Vas-y, mon ami. Alors, c'est parti. Vas-y, là, fais-le en québécois. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, je pense que c'est bon, oui. Ouais, c'est correct. Ok. Bon, on peut y aller. Donc, dans la même... Alors, non, hop. C'est ça, ok. Excusez-moi, je reprends. Dans la même logique que tout à l'heure, quand je vous présentais l'approche intégrée de la filière, je vais vous parler maintenant du homard et de l'industrie du homard, avec les différents centres d'expertise qui interviennent en partant du monitoring environnemental pour identifier les meilleures conditions de récolte, en passant par tout ce qui est développement et optimisation des transferts de technologies de contention longue durée du produit vivant. Et enfin, l'extraction et la purification des bioressources à partir des résidus solides de chair résiduelle et de viscères. Donc là, ma présentation d'aujourd'hui va apporter sur les deux premières pastilles, qui est la capture. Donc on sort un petit peu de l'aqua et la transformation via les opérations en vivier qui pourraient s'apparenter à des techniques aquacoles. Du coup, ma présentation se nomme la R&D au service des pêcheurs et des transformateurs de la filière homard aux îles La Madeleine. Donc là, revoilà le Québec, sans les provinces à côté. En rouge, vous avez les différents points de service de Mérinov, dont celui des îles La Madeleine dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui fait que je n'irai pas plus loin là-dessus. D'un point de vue pêcherie au homard, hop, ça, je mets ça là. Les îles sont divisées en deux façades, la façade nord et la façade sud, selon le plan de gestion du ministère de Pêche et Océan. Et c'est la zone de pêche 22, donc on va parler de ZPH 22. L'espèce qui est cultivée, c'est le homard américain. Là, ça n'avance plus, ça y est, ça avance, qui est Homarus americanus. Les îles de la Madeleine produisent, en tout cas capturent 59% des volumes québécois pour 6 000 tonnes ou 66 millions de dollars canadiens. Ils regroupent 325 pêcheurs. Chaque pêcheur a le droit de tendre 273 casiers pour un total donc, de 88 000 et des poussières casiers sur une très courte période, car la saison de pêche est de 9 semaines, comprise entre le mois de mai et le mois de juillet. Donc, dans cette approche et ce type de développement de projet, on travaille en collaboration étroite avec des associations de pêche, dont notamment le RPPCI, qui est le Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des îles. Avec eux, on a monté un fonds de RD, Mérinov RPPCI, qui a une durée de 3 ans et qui va s'achever à la fin de l'année, qu'on espère pouvoir renouveler. Et on va du coup monter des projets pour aller chercher des soutiens financiers externes afin de mener des projets de R&D et aussi des offres de services. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter deux. Un qui concerne un outil d'aide à la décision par rapport à la date d'ouverture dans la ZPH 22 et l'autre, les activités de suivi du recrutement du homard américain dans la ZPH 22, pareil. Ici, en bas, vous avez surtout les bailleurs de fonds, donc le MAPAC, encore une fois, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le Fonds des pêches du Québec, qui est un programme qui existait jusqu'à il y a quelques années à l'échelle du Canada. Il y a une partie qui est arrivée en gestion au niveau du Québec, et une collaboration avec l'UQAR et la municipalité des Îles-Madeleine. Donc, quelle était la question finalement à l'origine des projets que je vais vous présenter aujourd'hui?
C'est en lien donc avec cette saison de pêche qui est de 9 semaines et la date d'ouverture finalement est décidée par un comité de la date d'ouverture qui est un comité qui dépend du ministère du Pêche et Océan qui se réunit à la fin du mois de février pour statuer sur la date qui est théoriquement le samedi le plus proche du 10 mai. Parallèlement à ça, il y a un comité de pêcheurs qui vient en soutien à ce comité d'ouverture de la pêche qui est représenté par un pêcheur par arbre de pêche. On en a 10 sur les îles, ce qui fait qu'il y a 10 pêcheurs sur ce comité-là, et qui, eux, valident ou pas la date en fonction de critères très techniques, en fait des critères de sécurité en lien avec le dragage de l'arbre de pêche et la glace marine qui est présente ou pas. Inévitablement, en définissant la date d'ouverture, on définit la date de fermeture, donc qui arrive à la première semaine de juillet. Et pendant cette saison de pêche, il va falloir donc optimiser la rentabilité, que ce soit pour l'industrie de la capture, mais aussi l'industrie de la transformation, qui en dépend inévitablement, et la rentabilité est en lien direct avec la capturabilité. Et pour que cette industrie perdure dans le temps, il faut qu'il y ait une certaine pérennité. Cette pérennité est en lien direct avec le recrutement. Or, il y a un petit enjeu, plus la saison va finir tard, plus finalement les pêcheurs sont susceptibles de capturer des femelles qui viennent de ponte, donc qui étaient élevées en début de saison, qu'ils auraient dû relarguer à l'eau, parce que depuis 1870, les pêcheurs homards se doivent de relarguer les femelles élevées à l'eau. Mais en fin de saison, si la saison se finit trop tard, ils sont susceptibles de taper dans les stocks de génitrices et c'est quelque chose qu'ils veulent éviter. Et en fait, ce regroupement de pêcheurs se pose beaucoup de questions d'un point de vue biologique, d'un point de vue conditions environnementales, notamment la température. Ils s'interrogent aussi souvent, et ça fait souvent de la chicane d'ailleurs, entre le nord et le sud, parce qu'il y a une variabilité de capture, de pêche finalement entre ces deux façades-là. Et bien évidemment, les notions de réchauffement climatique, comme je disais tantôt, créent des enjeux de plus en plus forts par rapport à la ressource. De plus, il a été documenté que la capturabilité est en lien direct donc, avec la température, avec la quantité de réserves énergétiques qui est accumulée en fin d'hiver dans la ressource, et aussi avec le recrutement, puisque ça prend 8 ans pour une post-larve de homard à atteindre le stock commercial. Et il a été aussi montré que la reprise de l'activité métabolique en fin d'hiver, donc du homard qui a tendance quand même à tomber dans une certaine léthargie en période hivernale et à aller loin des côtes, donc cette reprise arrive lorsque la température de fond dépasse le 1,5 degré. Donc sur cette base-là, avec le RPPCI et donc les projets qui en découlent, on a décidé d'élaborer un outil d'aide à la décision pour cette date d'ouverture, en prenant d'autres critères que des critères purement techniques ou logistique, mais en prenant aussi des critères de type environnemental ou biologique, avec l'idée, et cette valeur de température seuil, que la température de fond devienne un proxy pour pouvoir orienter finalement et le comité de pêcheurs et le comité du MPO pour la date d'ouverture de pêche, en développant du coup des bouées connectées de monitorage en temps réel qui permettraient d'alimenter une plateforme web en temps réel de visualisation de données pour que tout à chacun, donc les pêcheurs en premier lieu, aient accès à la donnée et puissent voir l'augmentation de la température de l'eau au mois d'avril, donc avant l'ouverture de la pêche. Pour valider que cet outil-là marche, il faut bien sûr intervalider les choses. Déjà, c'est un petit peu compliqué de mettre des bouées de ce type-là à l'eau, mais il faut aussi voir s'il y a un lien biologique. Donc, on a mené des opérations en pêche de pré-saison au cours des 3 semaines qui précèdent la date théorique d'ouverture, donc -1, -2, -3. Et au cours de ces 3 semaines de pêche de pré-saison, on va chercher des permis expérimentaux et on va avec notre bateau faire des suivis environnementaux, des suivis biologiques sur les homards qu'on pêche. On a des droits de pêche, enfin des permis de pêche expérimentaux pour ça. Là-dessus, on va mesurer l'indice de Brix, qui est finalement l'indice du taux de protéines qui est très utilisé en usine de transformation et sur les marchés. Et la dureté de la carapace, et on évalue bien sûr un index commercial qui est la prise par unité d'effort, donc les PUE. Et au cours de la saison, on fait aussi des suivis biologiques sur les œufs des femelles que l'on capture, histoire de pouvoir évaluer la date d'éclosion des œufs. Donc si on regarde les résultats des pêches expérimentales de pré-saison, ici, vous avez un graphique qui vous montre les résultats donc, des PUE commerciales, c'est-à-dire des prises par unité d'effort de homards qui ont la maille, qui sont supérieures à la taille commerciale. Et en vert, vous avez les semaines -3, en rouge, la semaine -2, et en bleu, la semaine -1. Et c'est les données compilées sur les deux façades nord et sud pour les années 2018 et 2019. Bon, ce qu'on remarque assez rapidement, c'est que entre la semaine
-2 et la semaine -1, on peut avoir une augmentation des PUE et cette augmentation est d'autant plus importante lorsque les captures se font à une température de fond. Excusez-moi, ici en abscisse, vous avez la température du fond qui est supérieure à 1,5 degré. Donc, ce type de résultat-là, après 2 ans de suivi, viennent conforter cette notion de valeur seuil et donc viennent appuyer la démarche de mettre des bouées connectées qui transmettent en temps réel la température de fond. Si on regarde les données de la pêche expérimentale de pré-saison en 2020, on a à peu près le même profil à la semaine entre la semaine -2 et la semaine -1, donc pour les deux façades, façade nord en gris foncé, façade sud en gris clair. Et on voit qu'on a toujours ce step de 2 homards par cage à 4 homards par cage globalement entre la semaine -2 et -1. Donc on se dit, bon, bah, on va observer une augmentation de la température. Et ben non, manque de bol, que ce soit sur la façade nord ou la façade sud, dans les deux cas, ici le bleu c'est la semaine -2 et le jaune c'est la semaine -1, on était déjà au-dessus du 1,5 degré. Donc ces résultats-là viennent nuancer cette notion de valeur seuil et nous enligneraient plutôt vers une notion de degrés-jours accumulés finalement à la sortie de l'hiver par le homard. Quoi qu'il en soit, si on prend les données 2018, 2019 et 2020, on voit qu'à la semaine -1, on a des taux de capture qui sont proches de 4 individus par cage. Et c'est quelque chose qui devient intéressant pour l'industrie. Donc, il y a la possibilité, en tout cas, il devient pas impensable de pouvoir devancer la date d'ouverture de la pêche, en tout cas dans la tête des pêcheurs. Après, pour le faire rentrer au niveau de la gestion, c'est une autre affaire. Puis, à noter aussi qu'en 2021, je n'ai pas les résultats encore présentés, mais ils vont arriver bientôt, le RPPCI a investi dans un bateau qui peut mettre à disposition des pêcheurs lorsqu'il y a des bris sur leur bateau en cours de la saison, et qui mettent aussi à disposition pour des projets de R&D. Donc, ça devient intéressant parce que du coup, en travaillant ensemble et chacun mettant à profit ses infrastructures, on peut être plus réactif, on peut pêcher en même temps sur les deux façades, avoir des résultats beaucoup plus cohérents. En ce qui concerne le développement des bouées connectées, donc on y a été avec une approche low-tech, c'est-à-dire que c'est sûr que si on y va avec une belle bouée scientifique connectée aux satellites, etc., ça coûte les yeux de la tête, ça prend un bateau qui est gigantesque à déployer. Ce n'est pas du tout adapté pour l'industrie du homard, en tout cas pas aux îles de la Madeleine, ce qui fait qu'on y a été avec une solution beaucoup plus abordable, on va dire, en utilisant des bouées de pointe classiques et dans laquelle on va mettre du matériel embarqué qui communique avec un mode de communication très, très peu coûteux et très, très efficace, qui est la communication LoRa. Donc, on a installé sur 3 points hauts des îles des antennes et chacune des bouées, l'année dernière, on en a installé 5, va communiquer en temps réel la donnée de température de l'eau. Et on a mis 2 sondes, une à 4 mètres et une au fond de l'eau entre 21 et 23 mètres. Et donc, ça permet de documenter ce fameux réchauffement en pré-saison. Il y a plein d'enjeux techniques et technologiques. On est en cours de développement, ce qui fait que je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Et c'est l'idée. Et d'un point de vue communication et transfert de données, ça marche très bien. Donc, si on regarde le suivi des œufs sur les femelles grainées, donc là, vous avez une très belle photo d'un embryon dans un œuf. Une photo qui a été primée en 2019 lors d'un événement de l'ACFAS, qui est un événement de vulgarisation scientifique au Québec. Mais bref, nous, ce pourquoi on prend ce genre de photo-là, c'est qu'on va mesurer la taille de l'œil ici. Et grâce à l'indice de Perkins, en fait, en fonction de la taille de l'œil et de la température de l'eau, on va être capable de déterminer le moment d'éclosion. Donc là, vous avez les deux résultats de 2018 et 2019, avec en ordonnée le temps avant l'éclosion qui est exprimé en semaines, et en abscisse les semaines de pêche. En rouge, la façade sud, en bleu, la façade nord. Bon, ce qu'on voit, ce qui est assez logique, c'est que plus on avance dans la saison, forcément, plus l'éclosion arrive. Et ce qu'on peut constater, c'est que dans les 2 années, dès la semaine 8-9, on est quand même à des niveaux où les œufs sont prêts à éclore. Donc, il est fortement probable qu'il y ait certaines femelles qui sont capturées en fin de saison, qui soient des génitrices de l'année, chose que veulent éviter à tout prix les pêcheurs. Donc voilà, et puis ça indique aussi que la production larvaire arrive début juillet. Donc ça vient renforcer l'intérêt de pouvoir avancer la date d'ouverture de pêche. Si je passe au volet recrutement, c'est aussi des activités qu'on mène avec le RPPCI. Bon, ça c'est un bref petit diagramme de l'ontogénie du développement du homard. Donc la femelle va libérer ses œufs quand ils sont prêts à éclore. Les larves planctoniques vont se développer dans la colonne d'eau. Ils vont changer de stade par des mues successifs, stade 1, stade 2, stade 3, larvaire. Et puis, entre le stade 3 et le stade 4, il y a la métamorphose qui arrive. Et donc, le stade 4 est la post-larve qui, au fur et à mesure de son développement, va prendre un comportement de plus en plus benthique et aller se cacher pour devenir juvénile, etc. Donc, ici, vous avez les 3 stades larvaires en couleur bleu-gris et le
le stade post-larvaire pélagique qui est en rouge. La manière d'échantillonner, on déploie des racks à neustons. Donc, c'est un filet d'une ouverture de 1 mètre carré qui a une maille de 1 millimètre carré. Et on fait 3 transects d'1 kilomètre par site en surface entre les périodes de juillet et août. Donc, le nombre d'échantillonnages par année varie selon les années et les budgets aussi. Mais ça nous permet du coup de récupérer dans le godet ici ce qu'il y a dedans, et ensuite en laboratoire sous analyseur d'images, on va évaluer la densité et le développement des larves et post-larves présentes dans la colonne d'eau à ce moment-là. Et du coup, ici, vous avez vraiment ça c'est des larves, c'est des stades 4 finalement, c'est des jeunes post-larves pélagiques. Donc, quand on regarde les résultats, toujours pareil, façade nord, façade sud, avec les mêmes couleurs. Pour 2019, sur les 3 sites qui ont été suivis, vous voyez avec les couleurs que je vous ai décrites tantôt, le stade larvaire et le stade post-larvaire, on voit que finalement, on a les 2 types de stades en même temps dans la colonne d'eau, ce qui vient appuyer le phénomène de Early Onlet Spawners décrit par Gendron et Savard en 2019, ce qui est assez logique aussi dans le recrutement des invertébrés benthiques, qui est plusieurs pontes dans la saison. Si on regarde en 2021, là, on a à peu près le même profil. On a détaillé plus aussi les stades 5 cette année-là. On voit que ça commence plus tôt en saison et qu'on aurait dû commencer encore plus tôt. L'idéal serait d'avoir un programme de suivi récurrent annuel qui nous permettrait de couvrir toute la saison pour bien capter ce qui se passe dans l'eau. Mais ce qu'on se rend compte aussi cette année-là, c'est qu'autant on était à 60 ici en maximum d'ordonnées dans tous les sites. Et là, à l'île de la Chague, cette année, ça a été un record parce que j'ai dû tripler l'échelle pour pouvoir afficher tous les résultats. Donc, on a eu un très beau recrutement cette année sur l'île de la Chague qui est ici. Au niveau des post-larves benthiques, donc réellement, comme je vous disais, les post-larves qui sont prêtes à adopter un comportement cryptique et puis à rester cachées jusqu'à devenir des jeunes homards. Donc, on utilise la technique du collecteur benthique. C'est des cages remplies de roches. On en met 30 par site pour couvrir une surface totale de 16,5 mètres carrés à des profondeurs de 4 à 10 mètres. Et c'est entre juillet et octobre. Donc, une fois que la saison est passée, on remonte les collecteurs à bord et là, on trie manuellement chaque collecteur pour prélever finalement les post-larves que l'on retrouve, que l'on taille et que l'on dénombre avant de les remettre à l'eau. Et ça nous permet du coup d'évaluer le recrutement sur ces différentes zones. Donc, on l'a fait dans les 3 mêmes sites, un sur la façade nord et 2 sur la façade sud. Et là, vous avez les résultats pour 2019 qui est exprimé en distribution de fréquence de taille avec 3 cohortes, le 0+, le 1+, et le 2+. En fait, le recrutement de l'année se trouve dans la cohorte 0+. Après, pour des longueurs de céphalothorax supérieures à 15, finalement, c'est des post-larves de l'année d'avant qui sont venus dans le collecteur. Donc, si on veut vraiment parler du recrutement de l'année, c'est ici que ça se passe, au 0+. Et là, on voit que sur les 3 sites, le recrutement de l'année, c'est surtout fait au nord et encore une fois, surtout à l'île de la Chague. Et là, la pierre de l'église, c'est un site où on a un suivi pluriannuel de plus en plus conséquent, donc qui a commencé en 2015. Et ces graphiques-là illustrent très bien la variabilité interannuelle qu'on a dans l'intensité du recrutement, ce qui, encore une fois, n'a rien d'étonnant dans le recrutement des invertébrés benthiques. Donc, ce type d'outil-là est vraiment précieux pour les pêcheurs parce que du coup, ils savent où sont leurs pouponnières et ils savent quelles ont été les bonnes années de recrutement et quelles ont été les mauvaises années, sachant que, comme je vous le disais, la cohorte 0+, ça va lui prendre 8 ans avant d'atteindre les stocks commerciaux. Donc, ça permet un peu d'anticiper l'avenir. Ensuite, une fois que le homard est capturé et débarqué à terre, il est immédiatement racheté par les usines de transformation. Donc, aux îles de la Madeleine, on en a 5 grosses et chez Mérénov, on a un service qui s'appelle Vivier Conseil qui permet justement d'accompagner ces usines-là et notamment pour les viviers. Donc, qu'est-ce qu'un vivier à homard? Ici, vous avez des viviers des îles. C'est donc une zone tampon entre les pêcheurs et le marché. Ce sont des grands bassins qui peuvent recevoir des gros volumes, typiquement entre 50 000 à 200 000 kilos. Le renouvellement d'eau se fait via une prise d'eau de mer directe. Et la ressource n'y séjourne que quelques jours finalement, avant soit de prendre la route de l'usine de transformation pour être cuit et empaqueté comme ça, soit des marchés locaux en poissonnerie, ou alors partir vraiment pour l'export. Et généralement, ça marche dans les marchés nord-américains à Boston et après, c'est shippé un peu partout en Amérique du Nord et dans le monde. Dans ces viviers-là, les homards sont stockés dans ce qu'on appelle des log-tech, qui sont des cages, des boîtes de plastique et qui contiennent à peu près 50 kg par log-tech. Quels sont les avantages d'un vivier? Tout d'abord, il faut dégorger la ressource, ça c'est une obligation. Il faut qu'il y ait un dégorgement minimum de 48 heures afin de rincer finalement la ressource des déchets métaboliques.
en l'occurrence de l'ammoniac. Ça permet aussi de regrouper la ressource en quelques points pour centraliser les déplacements. Comme je disais, 325 pêcheurs qui débarquent dans 10 havres de pêche, ça devient intéressant de pouvoir centraliser les volumes qui sont débarqués. Ça permet d'optimiser les ventes en fonction des fluctuations du prix du marché et ça permet aussi de faire de la contention prolongée quand on fait du développement technologique, un peu comme le vivier que vous voyez ici. Quels sont les défis d'opération d'un vivier? Déjà, la prise d'eau de mer et les bassins sont sujets à d'importantes fluctuations de paramètres physico-chimiques, notamment en ce qui concerne la température, la concentration d'ammoniac, l'oxygène dissous, la turbidité et la salinité. Et il y a beaucoup d'interdépendance entre ces différents paramètres. Donc, ça nécessite une optimisation qui peut être assez complexe parfois parce que quand on balance un, ça affecte l'autre. Et donc, c'est un impact potentiel sur la ressource qui peut s'affaiblir prématurément avant le transport. Puis ça, rendu, mettons, sur le marché nord-américain, c'est toujours plate d'avoir une vanne qui revient parce que la ressource n'était pas belle, c'est arrivé. Un endommagement physique des individus, ça peut arriver. Qu'on ait une mue aussi précoce. Si les conditions sont trop chaudes, les homards vont continuer leur cycle, comme dans le milieu naturel, et ils peuvent muer, ce qui perd tout intérêt pour le marché de la vente du vivant. Et ça peut aussi occasionner des mortalités. Globalement, c'est une ressource à très grande valeur qui est stockée à très grande densité. Donc, c'est un risque qui est immense pour les unions de transfo. Donc, ils sont vraiment sur les dents lors de la saison parce qu'il faut que tout se passe bien. Donc, du coup, la quasi-totalité des industries préconisent le principe de précaution en évitant les problèmes. Donc, ils renouvellent en masse l'eau, ils ouvrent les vannes à fond, c'est des circuits ouverts, ça tourne, ce qui fait qu'ils sont sûrs de d'épurer et de maximiser la contention. Le problème, c'est que ça engendre des dépenses énergétiques qui sont majeures, qui se chiffrent en plusieurs dizaines de milliers de dollars, et qui sont grandissantes en plus avec le réchauffement climatique. Donc, l'idée derrière l'innovation à faire, c'est de faire un meilleur suivi des paramètres qui permettent d'optimiser les opérations de vivier et de réduire grandement les frais d'exploitation, avec comme objectif de préciser les seuils critiques et de mettre en place des boucles de contrôle. Ici, vous avez deux petits schémas rapidement entre un vivier actuel et un vivier du futur. En gros, le vivier actuel… Encore une minute, Nicolas? Une minute, c'est parfait. Ok, ça marche. C'est pompé, l'eau réfrigérée, ça alimente le bassin. Il y a un automate qui mesure la température et l'oxygène, qui va réguler la réfrigération, et il y a une soufflante qui va oxygéner l'eau. Tout ça repart dans le milieu et c'est un cycle ouvert. Le vivier du futur, idéalement, c'est de pouvoir booster l'automatisation pour mesurer plusieurs types de paramètres, pour régler plus finement les appareils et de coupler aussi ces systèmes-là à des biofiltres qui permettent de faire de la récupération d'eau et donc là d'avoir des systèmes recirculés de type RAS. Donc, comme je disais, les seuils critiques, important d'avoir de l'instrument de monitoring en temps réel pour les paramètres critiques afin de contrôler les débits d'air et d'eau et aussi caractériser les eaux de rejet parce qu'il y a de plus en plus de normes à respecter par rapport au rejet des viviers. Donc, juste pour finir, le service Vivier Conseil vient d'implanter aux îles de la Madeleine une vitrine technologique qui a une vertu de démonstration, mais aussi d'expérimentation, puisqu'elle est organisée en 3 sections de 3 bassins, ce qui permet aisément de travailler en triplicata, et qui permet de travailler soit en circuit ouvert, soit en circuit 100% fermé, soit en circuit mixte, les deux. Et je tiens à préciser que ce schéma-là a été conçu et réalisé par Jessie Loiseau, qui est un ancien étudiant de Fabrice, qui est venu travailler au Cégep, qui a fait son DESS à l'UQAR et qui a fait un stage industriel chez nous avec une très belle réalisation que vous avez sous les yeux. Donc, la vitrine devait être prête d'ici la fin de l'automne et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Nicolas. Je te remercie pour la vision globale. Et encore une fois, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on n'oppose pas pêche et aquaculture et c'est bien un continuum. Et tu as présenté les facettes, toutes les facettes de cette filière. Donc, c'était vraiment captivant. Est-ce que vous avez des questions? Là, c'est en français. Des bonnes excuses. Moi, j'en ai une. Ouais. Ah oui? Oui. Ben, je t'en prie. Ici, il y a Omar des Îles qui, visiblement, fait ce genre d'activité. Oh, dis donc, je pense, tu vois, j'y avais pas pensé. Ben, oui, donc, est-ce qu'ils sont soumis à toutes ces contraintes? Mais ils le font à plus petite échelle, évidemment. C'est-à-dire toutes ces contraintes? Toutes les contraintes technologiques de suivi, de filtration, de monitoring, etc. Parce que c'est assez complexe, finalement, oui. Si on ne veut pas abîmer la ressource. Alors, vas-y, Nicolas. Parce que tu sais, je t'en avais parlé de Mar des Îles.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a une entreprise aussi aux îles qui s'appelle pareil. Mais en fait, classiquement, traditionnellement, ce que faisaient les usines, c'est qu'ils mettaient les log-tech là, que vous avez vu dans un bassin, ils les mettaient dans les marinas. Donc, ils fermaient avec des pontons ou avec des bouées et ils mettent ça directement à l'eau dans le milieu naturel. Oui, ça part de là. Le truc, c'est que la température de l'eau, quand on arrive en plein été, est assez élevée. Et bon, ils font le dégorgement, mais après, il faut vite que ça parte en transfo parce que ça ne dure pas longtemps. Donc, plus on veut avancer dans le vivier et les bassins, plus effectivement, il faut s'équiper de ce genre de technologie-là. Je ne sais pas où sont rendus au Mar des Îles à Saint-Pierre, mais c'est ce qui permet de garder le homard dans les bonnes conditions. Et surtout, c'est ce qui permet de garder plus longtemps. Là, les essais qu'on a fait, on est capable de garder du homard en bonnes conditions pendant 6 mois. C'est-à-dire que vous pouvez pêcher en plein été, et puis après, à Noël, nous, on a du homard frais. Donc, pour compléter ta réponse, oui, ici aussi, ils ont acheté des viviers, donc ils vont les mettre en place. Et l'idée, c'est de s'inspirer totalement de ça. Et avec Nico, il aurait dû venir aussi. Et on aurait passé une demi-journée avec Omar des Îles, et ce n'est pas cette année. Donc, ce sera l'année prochaine. Et voilà. Et comme il vous l'a dit, on a des étudiants en commun qui font au Québec et qui reviennent, etc. Donc, c'est typiquement les étudiants que l'on forme tous les ans, lui et moi. Donc, oui, c'est pas compliqué, mais c'est complexe, cette technologie. Mais demain, vous aurez le fonctionnement avec Yannick Ledoré qui vous expliquera un circuit fermé. Oui. Puisqu'on est sur le parallèle entre les îles de la Madeleine et Saint-Pierre et le homard, ce matin, on a eu un exposé sur le homard à Saint-Pierre. On a vu que la biomasse est sur une pente qui n'est pas vertueuse. Quand on voit l'armada que vous avez aux îles de la Madeleine et la pression en termes de pêche que vous exercez sur le homard pendant ces 9 semaines, la quantité de homards que vous sortez de l'eau, je ne pense pas qu'on soit au même niveau à Saint-Pierre pour le moment. La première question, c'est est-ce que vous comptabilisez que la pêche professionnelle où il y a également la petite pêche de loisirs, etc. dedans? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous suivez la biomasse de la même manière qu'on le fait ici? Et comment va-t-elle aux îles de la Madeleine? Alors, tout ce qui est gestion et suivi de la biomasse de manière officielle se fait par le MPO, donc Ministère Pêche et Océan. Donc, c'est une gestion très, très centralisée par zone, comme j'ai présenté tout à l'heure. Et globalement, la ressource va assez bien, même de mieux en mieux. Parce qu'avec le réchauffement, on a des zones où on pêchait pas ou peu le homard à l'époque et où maintenant on fait des débarquements qui sont très importants, comme par exemple sur la côte nord, ils ont fait un débarquement record cette année, alors qu'avant c'était 1 ou 2% des volumes québécois qui venaient de la côte nord. Donc actuellement dans le Golfe, ça se passe bien pour le homard. En termes de pression qu'on met sur la ressource, quelque part, nous, on n'a que 9 semaines, puis dans les maritimes, en Nouvelle-Écosse ou sur la côte américaine, ils pêchent beaucoup plus longtemps. Donc, c'est une pression qui est finalement très forte, mais très courte aussi. Et il y a des mesures qui sont mises en place. Là, je disais, par exemple, le rejet des femelles levées, ça date de 1870. Là, j'ai un pêcheur qui m'a apporté des homards il n'y a pas longtemps. Je pouvais goûter aux œufs. Donc, je me dis, il y a un petit décalage. Puis, il y a des évents aussi sur les cages, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas pêcher les sous-mailles, en tout cas, beaucoup moins. Donc, actuellement, tout va bien. Mais justement, dans la tête des pêcheurs, ils s'inspirent un peu de ce qui s'est passé dans le Maine, où les débarquements étaient faramineux. Et puis, plus ça réchauffait, et là, moins il y avait de stock. Donc, ils voudraient pouvoir anticiper ce genre d'évolution-là. Et c'est pour ça que ce type d'outil les intéresse, parce que du coup, ils ont l'impression un peu de plus maîtriser des choses qui, normalement, dépendent des ministères et puis qui arrivent via des mesures de gestion. Là, c'est un peu la lecture à l'échelle des pêcheurs dont je parle, mais c'est un peu ça. Mais en termes de ressources, pour l'instant, ça va bien. Et on n'a pas de pêche de loisirs. C'est interdit. La réponse. Merci beaucoup, Nicolas. Vraiment, il va falloir qu'un jour on arrive à se voir parce qu'en fait, je ne sais même pas si on s'est déjà vu en vrai. Alors jamais. Ça fait 3 ans et demi qu'on discute à peu près tous les 2 mois. Merci beaucoup. On va repasser, il me semble, in English with Christopher. Are you there, Christopher Parrish? Perhaps, je ne sais pas si tu peux donner la parole à Jason. Tu peux lui donner en même temps. Jason, can you say a few words about that? Je suis là. Oh, do you speak French? Oui, un tout petit peu. Eh ben, let's try. On va voir. Je vais.
Anglais-français alors. Ça va être un tout petit peu bilingue. Mais c'est parfait, c'est un congrès franco-canadien. Voilà. Screen. What do you want to share? Entire screen. C'est en anglais. Donc, il va juste. OK, I just say one word in French. Donc, c'est extrêmement innovant ce qu'il va nous présenter, puisque c'est une problématique mondiale qui est les huiles de poisson. D'accord? C'est un des. La demande a explosé, notamment avec le développement de l'aquaculture. Et là, il va nous présenter un travail qui est fait pour remplacer l'huile de poisson par, moi j'avais jamais entendu, mais l'huile microbienne. Donc merci beaucoup Christopher pour cette présentation et nous t'écoutons pour 20 minutes s'il te plaît. D'accord. Bon, je suis très heureux de parler ici. C'est dommage qu'on n'a pas pu voyager à Saint-Pierre, c'est vraiment à côté pour nous. J'espère que quand même que vous allez m'excuser parce que je vais parler plutôt en anglais parce que c'est un peu honteux, mais je ne connais pas tous mes mots scientifiques en français. Mais après, si vous voulez me poser des questions en français, ça va aller. Alors, en anglais. So, as your very nice introduction implied, we're working on different ways of replacing fish oil using different products. And you can use terrestrial plant oils, but one of the ones that we're very interested in is a microbial oil. And it's one that's been made in a company that is also a neighbor to you. So this company, Mara Renewables, is in Nova Scotia. And so it's a combination of work that we've been doing with people in Dalhousie, and then we've got people who are experts in genomics, and lots of students here and postdocs who are expert in lipids. So I'm afraid that this is going to be a little bit more chemical and a little bit more gene expression than you've had so far. Et puis ça va être en anglais aussi, alors c'est dur. But I thought let me give you a little introduction to lipids. So why are we interested in lipids? Lipids are, as we know, they're used for energy. In fact, in the marine world, they're a primary source of energy. We also know that lipids are components of membranes, les membranes cellulaires. And you can see here we have a glycerol backbone. And you can see we have two fatty acids that are attached to the glycerol backbone. And here's a phospholipid head group. And then we also have the energy sources. There's another glycerol backbone. And then I have three fatty acids, acid gras. And then down below at the bottom here, you can see I've drawn a polyunsaturated fatty acid. So in English, it's PUFA, P-U-F-A. In French, it's acide gras polyinsaturé, A-J-P-I. And you can see that we have 5 double bonds. And so the way that we name these, and most of you will have heard of the omega-3 fatty acid, les oméga-3, and you can see that the first double bond starts 1, 2, 3 carbons in from the omega or the distal end. And so this is 20 with 5 omega-3, so 20 carbons, 5 double bonds, omega-3, or eicosapentaenoic acid, easy for me to say, EPA. There's a bit of a delay. There we go. So as Fabrice said in the introduction, one of the big things that we're trying to do in aquaculture nutrition is to remove as much of the fish meal and fish oil that we can from aquafeeds. And I'd like to think it was done by companies for environmental or moral reasons. It's really money that's driving the companies, because the price of fish meal and fish oil is going up and up and up. And so, as I mentioned before, we've been doing research on the various replacements.
And so what we've been doing is we use different types of oils, and then we grow Atlantic salmon, and then we will look at growth performance, the lipid composition, and we will also do gene expression work. So this is where we work. This is where I am right now in this building here. And we don't actually have any icebergs right now, but you can see where we get our logo from. And we will then look at the growth and the lipid composition. But this particular one was done in a flow-through system in Dalhousie with our colleagues from Dalhousie, Stephanie Colombo, and we had small fish that we then grew to over a period of 12 weeks, 16 weeks, and were able to look at the composition after we had changed the content of the lipids. And so one of the solutions that we've been very excited about for replacing fish oil is something that's synthesized by microbes. And so these are like algae, but they're not algae. They are closely related, surprisingly closely related to diatoms, but they do not photosynthesize. And so you're able to grow them with products like, say, glycerol or sugars. And what they do is they produce these very important omega-3 fatty acids, DHA and EPA, and as well as these kind of saturated and monounsaturated fatty acids, les acides gras saturés et monoinsaturés, which you can use for biodiesel. And we have other products that are also very useful, especially in salmon aquaculture, and that's the carotenoids. And so you can see we're getting good fatty acids that are the ones that are normally produced in the marine environment rather than using terrestrial plants which do not produce the same fatty acids, and we're getting the right kind of pigments that we need to grow salmon. And so there's actually quite a few of these. I have some colleagues that I've been working with in Australia, Kim Lee Chang, and one of the characteristics is they produce lots and lots of these very precious, these very important omega-3 fatty acids. And this is where we get our omega-3 oils, and then the monounsaturated fatty acids gives you biodiesel. In addition, you can get cholesterol, which at first sight might seem to be something that you don't want, but as we keep replacing more and more of the fish oil and fish meal with terrestrial plant products, we're actually finding that cholesterol is these fish are used to having cholesterol in their diet. And so cholesterol is actually also quite useful. And so this would be, starting with a 2 liter and a scale up, and the place, Mara in Dartmouth, Nova Scotia, is producing it at a pilot scale. And you can grow it on glycerol. Chlorella can be grown on molasses heterotrophically, but these grow on glycerol, and you can get lots of lipid in a short period of time in a very high concentration. And glycerol is an interesting one because it's actually a byproduct from making biofuels from terrestrial plants. And so you can now recycle that into chytrids and then get DHA and EPA, as well as some more biofuel material. So this is the experiment that we did. So it's the 16-week feeding trial. And we had high microbial oil, low microbial oil, fish oil, and a mixture of fish oil and vegetable oil. And we had looked at the triacylglycerols, the phospholipids, and these very interesting compounds. These are very bioactive compounds at the nanogram per gram level. And these are the diets that we started off with. And so the green bit at the end is the microbial oil, which has lots and lots of this DHA. And so a fish oil diet, and very rarely used now, pure fish oil diets, but this is what it used to be in aquaculture. But our whole task here is to try and reduce it, has only a small amount of the short chain
omega-6 and omega-3 fatty acids. And so these are the ones that are present in the plant oils. And so we balanced here with a vegetable oil, actually canola oil. And we balanced this one also with canola oil. We're trying to get away wherever we can from using fish oil. And so these are typical terrestrial plant fatty acids. And you can see in here a surprising difference between the fish oil, which has lots of EPA, so 20 with 5 omega-3, quite a lot of DHA. And this was actually an interesting biochemical benefit of the microbial oil because it tends to put all its effort into just one of the omega-3 fatty acids. And all the research that's been done so far has had these two combined. And it's almost like you say it in one word, EPA plus DHA, whereas now we're able to see what is the effect of DHA by itself. And so this was an added benefit of using a microbial oil. And so we looked at the growth, and you can see that there were no significant differences as we go along. So initial weight, obviously not. Final weight, weight gain, no significant differences. Condition factor, viscostromatic index, feed conversion ratio, specific growth rate. But interestingly, if you look at the high microbial oil one, if anything, it's actually doing better. And so we would say statistically, there's no significant difference, but numerically, if anything, the microbial oil is better than the gold standard, which nobody can use anymore, really, which is the fish oil one. And so where do we find the storage triacylglycerol and the membrane phospholipids? Well, as you know, salmon, unlike cod, so salmonids, unlike gadids, store their lipid in the flesh tissue rather than in the liver. So there's a lot of storage especially in the myocepta, where you get an awful lot of this neutral lipid. And in here you have adipocytes, and there's the nucleus, and here's the endoplasmic reticulum. But most of these are just fat globules. And you can see here a triacylglycerol. There's the glycerol backbone and 3 fatty acids, maybe with an unsaturated one. It gets budded off. You end up with a lipid droplet. And then this gets transported around the fish. But this is a monolayer. The ones that are particularly interesting are actually the bilayers. And these are around mitochondria, around cells. And these are terribly important for function of cells. And here we have the sarcomeres, which slide one over the other in the muscles. And so when we looked at the liver, we could see, and this is now in milligrams per gram, that it kind of reflects the diet, but they were kind of protective of the DHA. You remember that the microbial oil had a lot of DHA, and the fish oil one was more balanced. And so the balance is, you can see there, but they're kind of protecting it. The muscle, again, there's more storage in the muscle. And so you can actually see maybe a better reflection of the diets. But once again, the DHA, these long chain omega-3 fatty acids, are kind of protected at about the same level. So in terms of function, it's trying to keep the membranes doing the same things. And then we can look at the same data, but in a different way and an easier way to see it. So this is now in percent of total fatty acids. And I switched units on you here. So I put N-6, because in many journals and in the old days, the only place you'd have an omega was if you were in Greece in a typewriter. And so there is a convention to use N as against omega. And you can see here that these short chain fatty acids have been kept being introduced with the fish oil, which had vegetable oil in it, and then we use vegetable oil, and you can see that they're in here and they're in here. But then the long chain omega-3 fatty acids, this is EPA and this is DHA, you can see that when you feed fish oil, you have lots of EPA, and then you can see that the DHA is quite well balanced.
And so this was total fatty acids, but what we did is we looked at phospholipid fatty acids, so specifically at the membranes. And we saw much less of this and this, so the short chain terrestrial plant fatty acids, and we saw much more of this. And you can see there's a gradation, but you can see how this one is clearly being maintained. But these ones which are not supplied by the microbial oil are not. And so we were able, just because of using this experiment, to answer the question, when you have fish oil, you have EPA plus DHA, and what's important clearly is the DHA. The EPA is not as important. It doesn't try and protect the EPA levels in the membranes. So the liver showed us the same sort of pattern where we can see incorporation in the total fatty acids. So this includes storage as well of the short chain terrestrial plants. And then we can start to see incorporation of the EPA from the fish oil and relatively similar incorporation of DHA from the microbial oil and the fish oil. And then we look at very specifically the phospholipid fatty acids, very low levels of these, very high levels of these. Once again, EPA with the fish oil is high, not so with microbial oil. And these, there are significant differences, but really and truly they're maintained. So what we did then is we actually started to look at something called molecular species, where we can actually look at the pairing of fatty acids in a phospholipid molecule. And we can start to see, looking back to the diet, so the fish oil had lots of EPA, and so the EPA is high in the fish oil phospholipid molecules, and the DHA was high in the microbial oil, and here it is up here as well. So gene expression. So we use quantitative PCR to connect the chemistry to the enzymes. And so this is what we do with our colleagues, Matt Rice and students in their lab. And we try and see how we can connect what is going on in terms of fatty acid synthesis, fatty acid oxidation, in terms of what the diets were. And one of the things you can see here is that there's no significant difference between fish oil and high microbial oil. And so we're pretty stable there in both of these. This was interesting to us, where you start to see a lot of synthesis here and less oxidation there. And sure enough, there was much more storage of saturated fatty acids in this one here. We then looked at the various genes, and we like to use this principal coordinate analysis. So this is multivariate statistics. So in addition to chemistry, now we have multivariate statistics to throw at you, but I'll try and keep it simple. But one of the things that we noticed was that all, HMG coenzyme A reductase, SREBB2 is sterol regulatory element, PPAR alpha is peroxisome proliferator, and these are all involved in sterol synthesis. And this group up here, the high microbial oil diets had the lowest levels. And so we can see these genes have been turned off. We also know about lipoxygenase, and this is actually very important for these eicosanoids. And these eicosanoids are very bioactive at the nanogram per gram level. And we are able to connect the higher levels of arachidonic acid in here to these eicosanoids that are being synthesized. Likewise, the EPA in fish oil, we see this eicosanoid in here. And so we're able to connect the diet to the muscle composition, to the gene expression, and then to the production of bioactive fatty acids. So in conclusion, we saw that the salmon grew very well on microbial oil, in fact, almost better than the gold standard, which would be fish oil and fish meal. And we looked at texture and color,
all good. We saw that there were no differences in total lipid concentration. We saw that there were differences in lipid class proportions for sterol in particular. PUFA, that's the polyunsaturated fatty acid. They vary depending on diet and tissue. We saw more in the liver. EPA was highly dependent on diet, and so DHA was conserved. It's clearly the more important of the two essential fatty acids. So we can now start to think about, when we look at different products, whether or not we actually need to be providing any EPA at all. We saw that the short chain plant polyunsaturated fatty acids were present in low proportions in the membranes. They're not wanted by the membranes, whereas these two were present in high proportions. We saw that these gene expression was similar both in fish oil and the high microbial oil diets. So, so to conclude, I have my funding agencies here, and I thank you for your attention. Merci de votre attention. Et s'il y a du temps, je peux quand même essayer de répondre à des questions en français. Merci beaucoup, Christopher. Here we have different people. So there are some specialists, some scientists, and we have also the general public from Saint-Pierre-et-Miquelon. So I will ask if they have any question. Est-ce que vous avez une question? Alors déjà, quand on est des spécialistes, c'est pas évident. Alors je me doute que... Mais par contre, l'enjeu est énorme. C'est un enjeu mondial de sécurité alimentaire sur l'alimentation des poissons et plus urgent. Oui. Oui, non, c'est la remarque que je voulais faire. Je veux dire, ce genre de choses, c'est parfait pour lever une des critiques qui est faite à l'aquaculture, oui, qui est consommer entre guillemets du poisson. Oui. Effectivement. Did you get the... J'ai pas entendu. Excusez-moi. I was just saying that what you present is not easy to really understand for people that are not really special. No, don't smile, it's not a critic. But what we say with my colleague is that it's a huge, huge problem and a huge critic of aquaculture, that we are using some fish and to give to other fish. Especially for the salmon industry. So could you just comment that en français? Je vais essayer, oui. Ça coûte de plus en plus cher pour acheter l'huile de poisson et le fish meal, je ne sais pas en français. Oui. Et c'est pour ça que les compagnies veulent qu'on n'utilise pas les produits des poissons comme ça, mais pour eux, c'est le financement, c'est pas l'environnement ni tout ça, mais quand même, c'est un endroit où on veut aller. Alors, c'est l'argent qui mène les compagnies, mais pour le reste, c'est très bien pour l'environnement. Alors, on cherche d'autres produits, mais c'est difficile parce que les poissons utilisent des acides gras qu'ils trouvent dans l'océan, et ces acides gras, les acides gras polyinsaturés, sont différents que les acides gras qui synthèsent les plantes terrestrales. Alors, c'est pour ça que c'est si difficile. Si nous, on a trouvé des microbes qui synthèsent ces acides gras polyinsaturés. Alors, c'est pour ça qu'on essaie d'introduire ça dans l'aliment des poissons. D'accord. Nous avons notre spécialiste des questions, qui n'est pas un spécialiste, justement, donc c'est toujours intéressant. Une question gastronomie plus que science. Vous parlez de la texture, de la couleur et le goût. Le goût, c'est pareil parce que c'est presque pareil parce que ce sont les acides gras que le DHA et EPA
EPA, alors entre les deux langues, là, ce sont les acides gras qu'ils mangent dans l'océan. Mais dans l'océan, ça vient des phytoplanctons, après les zooplanctons et puis les petits poissons. Nous, on leur donne les acides gras directement des microbes aux poissons. Alors, ce n'est pas à travers tous les autres niveaux de la chaîne alimentaire. Alors, ce qu'on fait là, c'est un court-circuit pour alimenter. Et alors, mais ce sont les mêmes acides gras qui donnent les mêmes flaveurs. Ok, merci beaucoup Christopher. Nous allons passer au suivant. Merci d'avoir fait l'effort de parler pour les questions en français. Je pense que les gens du coup ont retenu vraiment l'essentiel et on aurait pu poser des questions sur le protocole évidemment, mais je ne pense pas que ce soit ici la possibilité. Donc on va passer à Yann Fleming. Merci beaucoup Christopher. Yann Fleming, il travaille encore tout près, hein. Et c'est un spécialiste des salmonidés. Je pense que ça fait plus de 30 ans. Do you speak French, Yann? Donc, sinon, je dirais quelques mots en anglais. Donc, ça fait plus de 30 ans qu'il travaille sur les salmonidés et il va nous parler des autres enjeux de l'aquaculture qui est... il est là? Oui. Ok, d'accord. Un des autres enjeux qui est extrême, parce que l'idée n'est pas de promouvoir l'aquaculture débridée et de dire qu'il n'y a aucune conséquence, bien au contraire. Donc, un des gros problèmes de l'aquaculture, c'est que vous avez les échappées ou les relargages de poissons. Vous voyez que c'est juste en face de chez nous. Et en Norvège, c'est un problème encore plus important étant donné l'importance de l'industrie. Mais ici, chez nous aussi. Donc, Yann, are you here, Yann? Ah, you switch. Non, oui, mais il peut entendre. You switch off your microphone. Or perhaps Christopher, you can make the presentation. No, I'm kidding. How's that? Oh, there you go. Okay, wonderful. Okay, we can hear you. So great. Always technical challenges. Yes. So bonjour, and I apologize for having to speak in English. My French is not good enough. So I'm going to give a presentation about some work we've been doing on the south coast of Newfoundland. Again, it's related to aquaculture. And here we're looking at the interactions and impacts of escaped salmon on wild populations on the south coast of Newfoundland. This is work that's done by myself together with colleagues from Fisheries and Oceans and graduate students at the Ocean Sciences Center, as well as colleagues such as Chris, who just spoke, and looking at various aspects related to the escape of salmon and their potential impacts on wild populations. So I've broken the presentation down into two components today. And one is going to look at actually what's happening in the wild and look at hybridization following a particular single escape event that occurred in 2013 and looking at the long-term effects of that. And then I'm going to talk about some interactions and talk about trait differences and competition and comparisons of different strains of farm salmon and their interactions with wild salmon. So first, let me talk about this outcome of this hybridization that occurred in the 2013 escape event. And that event involved about 20,000 market-sized mature farm salmon that escaped on the south coast of Newfoundland and occurred in September. And if you look at the map on the right, the red dot indicates the location at which the escape event occurred. So these fish escaped, entered numerous rivers in the local area, and subsequently went in and sampled 18 different rivers the following year. And the rivers that are sampled are shown there, black dots, and you can see some are actually quite close to Saint-Pierre-et-Miquelon. So the idea was then to assess the introgression, the number of farm fish, the number of hybrids, and the number of wild fish in each of these populations. So in order to do that, colleagues at Fisheries and Oceans developed a special panel of 96 markers, single nucleotide polymorphisms,
that were used to discriminate the farm from the wild fish. And thereby you could identify farmed offspring, hybrid offspring, as well as pure wild offspring. And so this is the results of that first sampling, the year 2014. And in the map on the right, you can now look at each of the populations and their composition. Red indicates pure wild offspring, virile fish. The purple represents F1 hybrid offspring, and the blue represents pure wild offspring. What they did across these 18 rivers, we found that there was about 27.1% of the sampled young of the year, the following year, were of aquaculture origin. So they had some form of ancestry, whether they be hybrids or pure farmed offspring. And that was found in 17 of the 18 rivers that were sampled, and quite distant from the location of the escape. And during this first generation, it was evident that the hybrids of the presence of farm genes in the populations was the most common. So hybridization was common. That was not unexpected, given that we know that there are differences in the breeding success of farmed and wild females relative to wild fish, leading to a greater likelihood of farm females breeding with wild males in these circumstances. Then we looked at some of the things that influenced the likelihood that the populations would be invaded. And one thing that we first looked at was population size. And we show two graphs, or two sets of graphs. The top graphs, which divided into a panel for wild fish, a panel for virile, pure farmed offspring, and a panel for the hybrids. And so we looked at a couple measures of the population size, because we didn't actually have quantitative numbers of fish in these populations, but rather we used indicators of population size. And the first was axial distance. The longer the river, we knew the greater the population was in that area. And the other thing we used was angled fish, reports about the number of fish that were angled in each of these populations, and gave us an indication of the size of populations. So you can see that in terms of the proportion of wild fish in a population, that's what's shown on the y-axis, that there's greater proportion of wild fish in these populations as you get larger population size. So in essence, what we find is that there's an increased number of, or proportion of hybrids and virile salmon in the populations that are smaller in size. So using these two metrics of population size, very common patterns, very similar, we can sort of conclude that population size is an important aspect that's affecting the likelihood of hybridization and intrusion of the farm fish into these breeding populations. The second thing we looked at was migration effort. So when we looked at migration effort in a sort of three different categories, one was the distance the fish moved upriver. So we looked at the axial length at which they moved and where they were found. Then we looked at the distance, the elevation of those populations. And then we looked at the number of obstructions that were involved. And again, we have a series of panels, one for pure wild fish, a second for hybrid fish, and a third for pure farm fish. And you can see that the wild population, or proportion wild, increases the greater the axial distance, the greater the elevation, and the greater number of obstructions. So in essence, what we see with the hybrids and farm fish, their numbers decrease with those three aspects: length, distance or elevation, and the number of obstructions. So in essence, what we're seeing is that the populations that have more difficult migrations are the ones that have fewer farm fish intruding. So we can see from these two slides is to suggest that smaller populations are more at risk, and the escape of farm salmon are less capable when they're challenged with migratory obstacles. So those rivers that are more difficult to migrate have greater protection from intrusion from farm fish in those areas. Then this is a work that we did together with Chris, and we wanted to look at, and it's a separate experiment, looking at the fish in the wild and fish that were released into the wild. We released wild, farmed, and hybrid offspring into the wild and looked at their lipids and fatty acids
to get an idea of the energy acquisition of juveniles of farmed, wild, and hybrid origin, and to energy acquisition and storage. And you can see that there's a principal component analysis in the left side, which shows that if you look at the orange dots, that most of the orange dots are over on the left side, and those are the farm fish. They seem to be quite separate from the other groups. And you can see that when we look at an analysis of variance shown on the right, and I've highlighted the farm fish, which are quite distinct from the other three groups in terms of wild and hybrid fish. And if we look at that in terms of analysis of variance, it's quite significant cross-type effect. And so what this suggests is that the farm fish are quite differentiated in terms of their lipid and fatty acid profiles from the other crosses. And it's indicative that they have lower levels of triglycerols and other fatty acids that are indicative of freshwater prey. So it may suggest that their foraging abilities and capabilities in the wild are less than the other two groups. So then we can then look at the survivorship of those offspring that were escaped from that 2013 escape event, and look at the offspring from 2014, then the subsequent 2 years in which we would expect the fish to still be in fresh water. And if we look at 2015, we can see the proportion of farm fish, the red, have declined, and the proportion of hybrids have declined somewhat, but not to the same extent. And then by 2016, it's decreased even further, and we see very few farm fish present. So basically what we're seeing is that first generation hybrids in Furel salmon peaked in 2014, right after the escape, the first year. Then it declined consistently since that time, about 10% per year in terms of the intrusion of farm ancestry into the wild populations. And so by 2016, about 90% of the fish that were sampled were of pure wild origin. So then we can calculate survivor estimates based on that, and we can estimate the survival relative to the wild fish. And we find that hybrids have about 82% the survivorship of wild fish during this period of time. And the feral pure farmed offspring had about 20% survivorship during this period of time. So that's quite good news that some of these genes are being eliminated from the population. But let's look further down the road. And in order to do this, we can then look at subsequent years. So we looked at 2014 through 2016. Now I have two graphs showing what's happened from that period on through 2017 through 2020. So the graph on the left shows the proportion of pure farmed offspring, pure wild offspring, which is in the sort of grayish blue. The farmed offspring are the yellow, and the sort of grayish hybrid offspring are shown at the top. And in essence, what we're seeing is the pure farmed offspring are disappearing from these populations, yet there is a persistence of some hybrid offspring in those environments through time. So we thought that at least initially there was a exclusion of those, the expulsion of some of those genes through time. It appears that there's continued integration subsequently. So in essence, what we're seeing is that there's a decrease in the number of F1 offspring and but during this period of time. The graph on the right actually shows you the distribution, what types of hybrids we're seeing in those populations. And we can see the dark blue is the F1 offspring. So those are the first generation hybrids, and those have declined through time. You can see that from 2014 to 2020. But what you can see is an increase in the proportion of this light blue group, and that's the back crosses to wild fish. So these are hybrids that have back crossed and spawned with wild fish. So their genes from the farm fish are still remaining in the population, but they're through back crossing with wild fish. And what we begin to understand is that under these circumstances, the mature par, this ability of Atlantic salmon to mature while they're still in fresh water, at least the males can do this, and breed a small par, very small, and can successfully breed. This is a means by which the fish, the farm fish that have survived, the hybrids that have survived the initial stages, can then back cross and breed again with the wild fish and maintain the presence of those genes in the population.
So in essence, what we've seen is the F1s have declined through time. The back crosses have increased through time from 2014 to 2020. Basically, we also see there's little farm fish present, suggesting there have been fewer escapes since that period of time, and that this F1 back crossing is a major reason that there continues to be significant integration of farm genes into these populations. So that sort of sets a background to what we're looking at and what we're concerned about. Now we want to ask something to these environments and when they interbreed with the wild fish. So the first thing we wanted to do was assess a series of fitness traits associated with behavior, social interaction, growth of the farmed and wild and hybrid juveniles. And the second thing we wanted to do was compare divergent hybrid or divergent farm strains, comparing those with wild and hybrid juveniles. And the reason you might ask, why would we look at divergent farm strains? The principal strain that's used in the Atlantic Canada is the St. John River strain from the St. John River in New Brunswick. That's the main farm strain. However, there has been a recent expansion in Placentia Bay, and Placentia Bay is shown there, not far from here. And in there's a proposal, and it's expanding now by Grigg, Newfoundland, to expand into that area. The proposal here is not to use the St. John River farm strain, but to reuse a Norwegian origin strain through, it's derived and held in Iceland. These fish would be brought in as triploids. The idea here is to have 11 different cage sites and the annual production of about 33,000 tons during that into the future. Now, triploidy will reduce the likelihood of the fish being able to breed. However, triploidy is not complete. It's about 98%, 99% efficient. But when you're producing 33,000 tons of fish, there will be a number that will be fertile and can potentially escape. So that was one of the reasons we wanted to compare the North American strain, the St. John River strain, with now this Norwegian strain from Iceland called Stofnfisker. So in essence, we wanted to ask how the interactions would compare if we had an escape of European fish versus an escape of North American fish. In order to do this, we set up a series of crosses, study populations. Here we have our North American farm strain from the St. John River. We had a wild population from the Northeast Placentia River. And then we had these Norwegian fish through Stofnfisker in Iceland. We set up a series of crosses, and from these crosses, we had both pure offspring of the farmed and wild groups, as well as hybrids of the different groups. We began with a series of behavioral trials. We wanted to see how the behavior would differ. Would there be differences relative to the wild fish? Would the two farm strains differ? Or would the hybrids be intermediate? Where would things fall? We did a series of trials. First, we looked at some social behavioral, basic behavioral things. One was boldness and shyness trials. Asked whether they explored unfamiliar environments more so, whether they were bold and would explore novel objects. How would they forage under the risk of predation? A predator such as a rainbow trout, would they forage in those areas and take risks to get access to food? And then the fourth thing we looked at was aggression. How would they respond to a mirror image of themselves, and would they be more aggressive or less aggressive than others? Well, there was a common pattern that came out. The farm fish were more aggressive, they were bolder, and they were less risk sensitive. That is, they were willing to take greater risks to access food. And what we see is both groups of farm fish were bolder, more aggressive, and less risk sensitive than the hybrids. And the hybrids were a little bit more so than the wild, but they were not significantly different. One interesting thing here is both farm groups were very similar in their responses, suggesting that there had been a common domestication selection operating on these populations. And this was more important than the differences in their geographic origins and ancestral origins, because they're quite significantly different from the East and West Atlantic. So it appears domestication is driving a lot of what we're seeing in some of these behavioral traits.
We also looked at dominance. And in dominance here, we put the fish in an environment, a flow-through stream-like environment. We allowed them to feed, and then we observed whether they fed, which individuals fed, what was their spatial position, were individuals at the front of the stream or at the back. The preferred site presumably is at the front where the food would come in, and the amount of aggressive interactions. And it was a sequential removal experiment where we allowed the first establishment of dominance. The dominant fish would then be removed, and then we'd establish who was the next in line, and so on until we had a ranking of the dominance of the individuals there. And we did several trials like this. On the left is the results from that. And we can see that the two bars, when we look at dominant individuals or level of dominance, we can see that there's a blue bar and then there's an open gray bar. And here it's clear that the two farm groups, the farm from North America and the farm from Europe, both were more dominant over the hybrids and the wild fish. The wild fish are in the sort of brownish bar. So there's quite significant difference. We see that in subordination as well, that the farmed fish were less subordinate, the wild and hybrids. Again, what we see is there's a clear pattern that we saw in the other behaviors, with the farm fish being very similar, they having greater dominance over the hybrids, and the wild and hybrids were fairly similar and not significantly different. So again, there's a suggestion that there's a common domestication selection that's operated on the farm populations despite their differences in geographic and ancestral origins. And then we did a series of growth experiments. Again, this is just done in a tank environment that I'm going to show you here. We did it in two ways. We had allopactic situation where wild fish competed on their own in a tank. We had 12 replicates, 30 individuals. They were fed commercial pellets, and we allowed that to go on for 30 or 80 days. Then we had another group, which was in this sympatric situation, where we had wild fish competing with North American farm fish and their hybrids. And then we had another group of wild fish competing with European farm fish and their hybrids to compare what was going on. So we might expect with growth that there would be a difference between farmed and wild fish, simply because there has been directed selection in the farmed environments through time for growth. Obviously, a trait that's quite important for farmers, and that's being selected through time. So not unexpectedly, that's actually what we see here. We see that there's really no differences for the wild fish when they're growing with just wild fish or when they're growing with the farm fish, hybrids, and the pure farmed offspring, whether they be European or North American. No effect of that. Throughout the experiment, there was no differences in survivorship. But again, as we expected and proposed, that there was a difference in growth, and under both cases, when competing, the farm fish outgrew the wild fish. Sometimes they were not significantly different from the hybrids, and sometimes they were, but there was a common pattern that the farm fish were outgrowing the wild fish under those circumstances. So we have some background information that suggests, again, there's a common domestication pattern operating on the European and North American farm fish, suggesting there's not a lot of difference, so there may not be that great a concern. The final component that we looked at, and this is a very brief presentation of a much larger paper, but again, we're looking at gene expression, the transcriptome, the expression of genes through this period of time. And we're looking at the expression of fry when they're emerging from the gravel. Is there a difference in the traits that they're expressing at that time? And here we actually see quite a significant difference between the European fish and the North American fish. And this is where concern arises. And these traits are often related to immunity, to physiology, to development that we hadn't actually looked at in terms of behavior. And what we see is that when we looked at differentially expressed probes and we compared the groups, the greatest difference we found was between the farmed North American fish and the farmed European fish, with 223 differentially expressed probes. And then the wild compared with European farm fish was very similar and had 200 differentially expressed probes.
But when we compared the wild fish to their farmed North American cousins, we found that there's only 46 differentially expressed probes. And the comparisons between the farmed fish and the wild fish and their hybrids suggest there are fewer differences. And you can see that illustrated in this heat map that's shown here of these differentially expressed probes. You can see the top three groups, which is a grouping of the North American farm fish, the hybrids, and the wild fish grouped together. And then we see another group at the bottom of the European fish and their hybrids grouping separately. So that raises concern in that sense that while we're seeing behavioral commonalities and growth commonalities, there are quite significant differences between the European and North American fish that raise concern. So let me just summarize what we've seen so far. Looking at the genetic analysis following this 2013 escape reveals that there's widespread hybridization, 27% aquaculture ancestry right off the bat, and that was found across 17 of the 18 rivers that were sampled. Hybridization was clearly influenced by environmental factors, such as migratory difficulty and population size. We see that farm ancestry declined in subsequent years, but introgression proceeded through the back cross to wild. So there continued to be introgression in these genes. We see from the behavioral and growth traits, when we compare them to wild, they parallel in the divergent high farm strains, indicative of a common domestication selection. But the differences relative to wild fish represents a risk posed by hybridization, a disruption of the local adaptations of those wild populations. Moreover, we saw that there was large differences in gene expression, particularly between the European fish and the North American fish. And basically that raises concern that the potential genetic interaction will be greater should we have escapes of European fish in the North American wild population than if we had from the North American farm populations. So just to quickly summarize and talk about the risks, obviously this is quite straightforward. Risk function will be a function of the magnitude of escapes, how many fish escape, the frequency at which these occur, and the size and the status of the wild populations. And the concern is on the South Coast that number of the wild populations in this area have been considered threatened, of small size and decreasing in numbers, so vulnerable. And then ultimately, really consider these things, we have to think about the spatial variation and hybridization is going to occur, trait and competition differences, and the strength of selection that will be essential in evaluating the impacts of farm salmon that they will impose on wild salmon populations on the South Coast of Newfoundland and elsewhere. So just to wrap up, I just present a series of acknowledgements for various people and funding agencies. Thank you very much. And that was fantastic, but you make 25 minutes. So I have many questions I would love to ask you, and I hope to come to see you in Newfoundland to ask, because as you know, I work on fish domestication. So that was really, yes, that was really amazing. You study all the steps. That was really fantastic. Est-ce que vous avez, we will ask only one question. I'm really sorry. Est-ce que vous avez une question? Oui. Oh, tu peux juste dire qui tu es pour peut-être tu te connais en plus. Ouais. Yeah, hi, this is Guillaume Evano from INRAE in France. Can you hear me? Yeah. So thanks for your really great presentation indeed. And so I would like really to ask also like Fabrice many questions, but just one very quickly is about the effect on the population size. You mentioned that's a very important factor is that hybridization is really higher in small population, which is what you expect. But then what is the output in the long term in these small populations from a demographic point of view? Do you see a further decline, or do you see changes in life history traits in those populations? Yeah, very good question. The answer in 10 seconds. very good question. So the difficulty there is to identify the population sizes because they're not monitored through time. They're just sampled. So we don't have a good feel for any changes demographically in the population, but that would certainly be the concern.
And then in terms of changes in life history traits, we don't have that information, but I know that there's studies in Norway that have clearly shown that if you looked at it, there are clear changes in the life history traits of the populations that are being exposed to high levels of hybridization. So clear changes in what's happening and the adaptations that are expressed by those populations as a consequence of hybridization. Thank you very much. Very short answer. That's perfect. Okay, thank you. We have to move on for the last English presentation. So Karin Pittman, are you here? And please stick to the 20 minutes so that we are able to be right on the schedule. So Karin, are you here? So as far as I remember, you're living in Norway right now. Oui, c'est vrai. Bonjour à tous de la Norvège. J'ai suivi les présentations jusqu'à maintenant et je suis très heureuse que Fabrice m'a donné la chance d'être avec vous. Je suis canadienne d'origine, mais j'ai déménagé en Norvège dans les années 80. Mais je suis aussi comme Christopher, je ne suis pas tout à fait certaine de la terminologie en français pour ce que je vais dire. Et maintenant, parce que je peux me faire mal comprise en plusieurs langues, y compris le norvégien, I'm going to continue in English. So please forgive me about continuing in English here. Okay, what I'm going to be talking about is work that we've been doing for 12 years now. And I'll be summarizing quite a lot of studies. But we've been working in Norway and around the world, and basically looking at the slimy layer. So, you know, fish have slime, and that's the immune system. Also on holothurians, there's plenty of slime. That's the immune system. And on kelp and seaweeds, that slime is also their immune system. For us, what we want to do, please go forward. What we want to do is, in fact, make a plea for defining healthy. And this is one of the things that the OIE, the Global Aquaculture Aquatic Animal Health Organization, wants to have as a strategy from 2021, from now on and go forward. Number one objective is standards, because there are no standards for health in aquatic animals, not in fish farming, not regarding blood, not anything, except for example, the stuff I'm going to show you. And the reason for why this is terribly important is because the focus has been on dealing with the sick or the dying and clinical diseases. But not everything can be cultured, and certainly we do not know all the diseases, and yet the scope for growth is in maintaining the health, and that's the most important part. What we know from 40 years of intensive aquaculture is that we know the fish is an animal better than we ever did from millennia of fishing. And this is why aquaculture has to be stated clearly. It is not agriculture underwater. For farmed animals, from the time sperm meets egg to when they're slaughtered, 50 to 70% of their total lifespan is spent in the protected environment of the egg or the womb. Whereas for aquatic animals, they're almost 0%, 0 to 5% from when sperm meets egg to when they're harvested. And that means that everything dealing with making the organs and so on is done for fish and shrimp. It's done in a highly variable, unstable environment, and they have to adapt to that. In addition, then, what we have is a special thing, the genetics, and that is that overall in evolution, there's been whole genome duplication events. We are the result of the second round of whole genome duplication. And this means that not just one, but the first round of whole genome duplication gave us 2 copies of genes on the chromosome. 2 times 2 is 4. We have 4 copies of genes on the chromosomes. And then the fish, they got another round. 2 times 4 is 8 copies of the genes on the chromosomes. And salmon is maybe the result of the 4th time around, 16. So that means that there's a genetic diversity about 350 million years ago. And that, by the way, is 190 million years before guys got a Y chromosome. So this is truly important and has been fundamental to how fish develop. Between these first 2 points here,
this is how come we have the basis for this enormous plasticity, not just between fish, but also between one species at any different time, and the phenotypic plasticity. So if we go even further, the main point here for aquaculture not being agriculture underwater is land animals have dry skin and aquatic animals have slimy skin. And the slimy skin and the gills, it's the mucosal epithelium, the tissue that has the factories producing the slime, that's the mucus cells. And that means that aquatic animals have the immune system on the outside. And this immune system on the outside has been protecting aquatic animals for 500 million years. And there's a whole lot of very good advantages to be taken there, but there's also a lot of things that are conserved. So what we want now is to look at, to summarize, you have land animals that are dependent on a stable environment for embryo development, and you have 2 rounds of whole genome duplication with known gene functions, and you have dry skin, slimy lungs, and guts. For the aquatic animals, you have a development in a variable environment. You have unknown genes and unknown gene functions, and you have slimy skin, gills, and guts, which means the mucosal protection is on the inside and the outside particularly. Now, if we take what this consequence is for aquaculture, if you think that aquaculture is agriculture underwater, you would take an ectoparasitic treatment, for example, against the lice, and you would transfer it over to the fish itself. And many of these chemicals used for the ectoparasitic treatments are the ones that were done for agriculture. And then, of course, we got dosage problems and resistance problems and environmental problems and so on, which meant that we had the external scrapers like the thermolysers and the hydrolysers. And the result is really high mortality, really high mortality. And it's 27% of the mortality for the fish farms in Norway have mortality because of this. And when you think about why, okay, slime is proactive. It has antibacterial, antifungal, antiviral, antiparasitic substances. It doesn't produce all of it all the time. As anybody who has had a cold knows, you're producing different things according to demand. So this is an interactive user interface between the organism and the environment. And what we have then is that the innate immunity, which is what the slimy surfaces are, it's more important for the fish lifelong than is the acquired. We also have known for over 20 years that the mucus, it's more important to keep the mucus on than it is to keep the skin whole. And this was an experiment done from 1997 by Svensson and Bergvall, where they took some fish and they either cut the skin, that's the skin wounded, or they had a control, it was fine, or they wiped off the mucus, and then they exposed them to Vibrio bacteria. And very quickly, the ones with the dry skin, the mucus wiped off, they succumbed, they died. Whereas even the ones with the skin cut would survive better than those without the mucus on. So this is like fundamentally important to how aquatic animals survive in seawater, which is basically aquatic, we'll call it pathogen soup. And as we've done all these experiments and studies, we've come to the idea that the skin is the shield. It's also reflecting the environment in the tank or the fish pan, and it's reflecting a bit what they're rubbing up against. So it's the shield. The skin, it's the sentinel or the security guard. It's the first one. It's pumping off the water. It's really reacting to everything that's in the water there. Whereas the gut mucosa, that's the foundation. That's what things are being built on. And that's why the feed itself is quite important. So for example, with the gills, this is what happens to the gills after a commercial hydrogen peroxide treatment against lice. The blue dots here are the mucus cells. So those are the ones there. And there's 2 parts of the gills, the filament, which is the big bars coming through, and then the lamellae. And the lamellae are the respiratory surface. So what we want is the oxygen to go to the blood cells on the bottom left. It's the mucus cells on the outside, the red blood cells is in the middle there, and the oxygen is supposed to transfer over there. Now in gills, I mean, we're literally right on the surface.
literally right on the surface. And you can see as well that there's some pretty big damage that happens post-exposure to hydrogen peroxide and so on. And these are, this is a part of a study that was been done. Now, when you're looking at, for example, how the fish, when the fish begin to react, this is the thing. At the moment, we don't have any categories. They're alive or they're dead. And for of the many millions done farmed in Norway in 2020, we got 60.3 million Norwegian farm salmon lost. More than 86% of them died. 58% were downgraded. 77% were other, and 0.01% escaped. So what this means that there's a big difference between alive and dead, usually. And lots of people can be alive and still not healthy. And then there's that gradient going over there. So the question is, when did the fish begin to respond? And it's the sentinel and the shield, the skin and the gills that are the focus here. We've done a lot of work on the guts, too much, we don't have time. The skin, which you see on the upper part there, in the middle diagram, those pink circles there are the scales. And sorry, the pink crescents are the scales, and the blue dots are the mucous cells. So we're really right on the surface, and the mucosal epithelium goes over the scales. When you're measuring, as we do, the size, the volumetric density, and the defense activity of the tissue, we've now been doing it semi-automated and digitally. So now we have a Dicer app that gives then the correct size and volumetric density of the mucous cells in a standardized 10,000 square microns of epithelium, and it compensates for patchiness. So you can visually represent what's happening here. And particularly in the gills, they respond to stress, parasites, diet, all kinds of things. And they're an early warning of defense by the fish. So the fish have been responding all the time, as anybody who's been farming fish knows, but we've not been able to read it until we started with mucosal mapping. For example, there's a difference between observing healthy by histopathology versus measuring it by mucosal mapping, which is a variation on a theme here. So for example, this is part of a larger study. There's 240 salmon here, have been exposed to paracetic acid in several different doses at the first and second time. And these gills have been examined and categorized according to whether they're healthy, but most of them are healthy. Some of them have some lifting, that's a separation of the tissues, hypertrophy, that means the cells are growing big, or aneurysms where there's some bleeding and things. But when you do what we're doing, which is measuring objectively, then you get something completely different. You find out that the surface area of the lamellae in healthy has very few and very small cells. The gill filament itself is different. It has always bigger and more mucous cells. And you can begin to plot out the size, the density, and the defense activity, which is a calculation, according to the sampling time and the dosages and so on. And that means you can also look at how big the cells are, because they're between the blood and the oxygen in the water. And is that making the lamellae thicker? And yes, it is. So this makes a difference to how they are growing as well. So when we're looking at this, then we look at, say, for example, a generation study, which we did in conjunction with Marine Harvest, now MOE, Skretting, the Fisheries and Aquaculture Industry Research Fund, the Institute of Marine Research, the then Institute of Fish Nutrition, and QuantiDoc, that's our little company. We measured, we looked at this over about 18 months. The smolt origins, two different smolt origins, the red and the green. The smolt origin makes a difference to how the gills are already responding. So the size of the gills, the gill mucus cells, is already bigger in one smolt farm than the other. Whereas the density also increases as they get forward. When they're transferred to the sea, which is the yellow and blue ones there, there's 3 cages in there for each of those. So we've got N is 30 to 45 under each here. And the cells get much bigger. The density goes up to about 5%. And I put 20% on the top there for a reason.
So when it gets transferred to seawater, the size of the cells can get temporarily smaller, and then they get delousing and particles in the water and feed and net cleaning and so on and so forth. And these are all technically healthy gills, look pretty nice and shiny. When we're doing it with an ecological study, what we see, this is from a published study as well, from sculpins in a polluted fjord in Greenland, Marmorlik Fjord, where there was the Black Angel mine, and the heavy metals in the sediment is lead and zinc. And we can see that we've got significant differences in the skin, the size of the mucous cells in the skin, and we've got a significant difference in the lamellae, again, the respiratory surface, going at there's a larger density of mucous cells in the lamellae at the highly polluted site, which had high levels of lead and zinc, and then quite toxic levels of lead and zinc. And then it's reducing as it goes towards the final station where there was some levels of lead, but only background levels of zinc. So what we have now is a metric instead of just an evaluation. And that means that when we've been doing this, as we've been doing for now 12 years and working with a lot in the industry, we can start to make sense of what's actually happening, how the fish is defending itself. We've also been looking at the wilds, so that's the little x and the big X there. The defense activity, you can see that in the wilds, don't need to defend themselves in the gills very much, not even when they're big. But when in their farming, it's very highly defended. And the young ones, when they're over in the seawater phase, they are really, really working to try and protect the fish. We have 5 systems plus in this case, 6 systems then with the wilds. And then when we go over to, for example, the generation study of the skin, the smolt origin, that is exactly what the skin samples we work with look like. And smolt origin is important, again, also in the skin. This is the density, the 20% density. That was what I measured on was at the top of the skin, the gill bar. Now, as a result of the repeated stress, we're down to 5%, which is less than there was in the gills itself. And so if you know that you have to, the fish is trying to protect itself against lice and bacteria and viral and so on, there's quite a lot that we have removed from the fish's ability to protect itself. And when it comes to looking at how it is defended on a longer scale over time, you can see that the skin itself is also struggling quite much with the transition from freshwater to seawater, but it's keeping its defense activities fairly high up. The adult returning wilds are about the same, it varies. When we're looking at, since we're now looking at this in a standardized way, what we're seeing then is that seawater and salinity isn't making a big difference, but the system we're using does. So for example, in the gills, the biggest challenge is that gray circle, and that's the open seawater cages. And the closed seawater cages are also giving a high defense activity in very large cells, whereas on the wild smolt, you have pretty clear small cells and they're not struggling very much. In the skin, remarkably, the biggest cells and the highest defense activity is on the land-based freshwater ones, but all these circles overlap, and the sea-based ones is closely behind. In the skin, the wild adults is pretty close to the average, but not as activated. And what we have then is we're bringing traditional histopathology over into the digital age. And so we've got some major advantages over traditional histopathology. At the moment, this is biopsy-based. We're going over to virtual biopsies and to devices that will give us a real-time evaluation. And this means that it's universally applicable. Every time you take a sample, you will get a result. It's standardized reporting across organs and treatments and fish species. It's quantitative. It's semi-automated, and it is unbiased. These are not because we pick the best picture to show you. So what we've got then is a way that we have now a standard
which means that we can begin to assess, and we do work with the industry and with research institutions to find out how diet, system, breeding, handling, the recirculation systems, the environment, the delousing affects the fish's primary health. And this is the first fish-based health standard that exists. It's commercially available, and we're transforming analog histopathology to digital health. So, and we've also got standardized sampling protocol and standardized kit. We've been cooperating with the Atlantic Veterinary College in PEI for a while now. And it's user-friendly, it's understandable, consistent interpretations. It also means that what we have then is the ability to begin to really understand what we're doing. With, for example, we can make a new health standard with fish immunity, site health, monitoring, and modeling. And that means that we can do this, we can parallel the environmental standard that is a Norwegian national standard, which means it's also introduced into the regulatory mechanisms called NS 9410. And it means we can have sustainability and eco labels and consumer confidence if we want. But it also means that we can begin to look at the scope for growth and the scope for determining environmental health on the aquatic animals. And that means as well that if you want to know more, there's a free brochure about this on our website, which is www.quantidoc.com. It also gives you, if you want the science behind this, on that website, you get about 10 or 12 articles, scientific articles about this. With that, merci pour votre attention. That's it. 20 minutes, that was fantastic. And we can see that you're very dynamic, and you're in Norway, so it's, I think it's 10 o'clock in the evening, probably. It's quarter after. Yeah. So yes, that was really interesting, especially after Jan Fleming. I think we have a different topic on the domestication of fish and wild and domestic. That was fantastic. Est-ce que vous avez une question? Monsieur de la Porte, on va faire une pause après. No? So we have time for perhaps one question, perhaps from the people that, or I will ask one question. So, you know, I'm working on fish domestication, and I never really think about what you're presenting. So perhaps we should take that in care, you know, in the breeding programs, saying, okay, we want to make sure that fish have enough, or to select fish that have more mucus on the skin. What do you think about that? Okay, I'm going to agree and nuance this, because both what Christopher and what Ian was mentioning, it plays in here. Also in terms of what Ian was mentioning about the immunity. Here, there's been breeding programs for growth for fish, sure, in the farm fish for 20, 30 generations now. Yeah. And yet what we have is a stagnation in the number of growing days. So it's still on average 550 days to produce a salmon. Even so, the genetic advantage of breeding for growth has not been taken out, or has not paid out. At the same time as there is a fundamental concept that there is a trade-off between growth and immunity. And the more, if you breed for growth, you're losing immunity, and vice versa. So I think what we have now is backed up by what Ian's data was talking about in terms of the in terms of the immunity of the European strains versus the North American strains, which have not been bred for so long. When it comes to breeding for more slime, I think what you probably got is a very good beginning, because you have not bred so much against the immunity. But also, remember what I said about this is the shield. And we sincerely believe that the protective properties have literally been beaten out of them. And we have now begun to have some very objective data that support this.
And that means that not only do you have to breed for, or at least maintain the immunity, you also have to consider how many times you have to handle this and dry it off or beat it, or, you know, and it takes weeks before it returns to the original situation. And so it will reestablish itself given a chance, but if it's not been given a chance, it goes drier and drier and drier. And in fact, the industry and even the slaughterhouses are saying the fish aren't sliding on the assembly lines when they're being produced or processed, sorry. So what you want is to breed for the ability to respond and to have production routines that do not disarm or disable the fish's ability to protect itself. Thank you very much. So no more questions because we have to move on. We will make a, that was fantastic. I hope to see you soon. Me too. I wish I could have been there with you. Yeah, I know. Perhaps next year, we'll see. So we have a break for 5 minutes, you know, maybe 5 minutes, and we come back. So we have 4 more presentations after. Thank you very much. That was fantastic. Danielle, Nichols. Hello. Hello. Can you hear me? Nice to see you. It's okay for you. So we will have your talk now, and you have 25 minutes, please, to present your research. Thank you very much. So bonjour, welcome to everybody. It's a beautiful day here in St. John's, Newfoundland. So I'm sure it's probably very nice over there as well. We certainly wish we could have been there on site. I will be speaking in English for the first part of the presentation, and I have a wonderful, the star of our education programs, Mary Clinton, who is a graduate student at the Department of Ocean Science, who will come in to talk a little bit more about our program. I'd like to thank Fabrice and the whole committee for putting this together. I'm sure it's quite difficult given the fact that many of us are presenting virtually. So we are from the Ocean Science Center, which is part of Moore University. We are housed within that is the Department of Ocean Sciences. And we're going to talk a little bit about the structure of the Ocean Science Center, who we are, and then we're going to talk about marine education. So as I said, I'm Danielle Nichols. I'm the research marketing manager. I'm also an academic program officer for the department. And I guess for today, I'm wearing the hat of manager of public education programs. So we can go ahead, Mary. Yes, it's not very good for us. Do you have a comment dire, un casque? Headphone. A headset? Could you use a headphone, please? And yeah, I will try. Thank you. Can you hear me? Yes, it's better. Yeah, much better. Thank you. Okay. So today we're going to look at our interactive marine biology field trips for high school students and look at how this might be useful in Saint-Pierre-et-Miquelon. So our vision is building on Newfoundland and Labrador strong cultural, social, economic connections to the ocean and stewardship of its natural resources. The vision of the Department of Ocean Science is to establish Memorial University as a global leader in cold ocean and deep sea research, education, and engagement through the principles of inclusion, diversity, sustainability, and transdisciplinary scientific innovations. So who are we? We're actually very small, but very successful in everything we do. We have 15 core faculty members, 1 honorary faculty member, and 2 emeritus faculty members. We have around average 71 graduate students at the MSc and PhD level. We have 11 postdoctoral fellows on site currently that we're usually average around 10. We can go as high as 20. We have 56 undergraduate students currently declared in our undergraduate programs and 6 honor students. We have 34 staff, their department and grant funded,
and we average around $4.3 million in R&D funds per year. So I already mentioned that we're not only a facility and a department, so I just wanted to give a little idea about the facilities we have here at Ocean Science. We have numerous aquatic facilities for holding fresh and saltwater flora and fauna. We have scientific divers on staff that will collect animals from coastal waters year-round and support research requiring underwater surveying, sampling, and observations. In 2014, we opened our cold ocean deep sea research facility. This is a state-of-the-art facility with infrastructure and equipment for the study of freshwater and marine organisms in the Northwest Atlantic and Arctic Oceans. This facility has a level 3 quarantine unit to study disease trials in fish and vaccines. We also have these wonderful deep sea chambers, which we can study organisms and or substances up to 3,000 meters deep under pressure. They're fairly unique within North America. I think they're actually made in France. And we've studied everything from small fish to oil, looking at oil dispersants under pressure, camera housings, that kind of stuff. We also have the Dr. Joe Brown Aquatic Research Building. This building was established in 1999 to foster aquaculture research within the province. And we named it after Joe Brown, who passed away in 2005. He was fundamental in bringing aquaculture to Newfoundland. So this building is threefold. It's there to facilitate fundamental research to forward our understanding of fish and shellfish development and culture. Also an incubator unit for companies wanting to come in and train personnel and bring that technology out to the sites. And we use it as well for our graduates and undergraduate students so that they can spend some time working on projects within this facility and learning about hands-on technology in aquaculture. So we became a department only in 2012, and we are the first new department at Memorial University Faculty of Science since the 1970s. So we had a huge learning curve. So we were always here. We always had faculty members, and we always had graduate students. But finally, we took over the graduate programs in marine biology, and then we started looking at how to develop undergraduate programs. In 2014, we launched our minors in oceanography and sustainable aquaculture and fisheries ecology. In 2017, we launched our majors in ocean science, environmental systems, and marine biology. In 2019, we finally launched our honors program, and they have been very successful, and they seem to be growing exponentially. And we're very excited about it all. We didn't know how it would all go. Mary, you want to turn? So I mentioned about research and our teaching. So at MUN, there's 3 pillars, and that is research, teaching, and of course, the third being engagement. And that, I think, is really where my passion lies. When I came here in 2003, we had an on-site touch tank, pretty small, and the seal facility. We've made improvements to that over the years. We now welcome about 22,000 visitors between June 1st and early September, despite the 2 years now we've been closed because of COVID restrictions. We also have, in 2011, I started doing a traveling touch tank so that I could head out to sites so that we could engage the public in marine science. So we do events like Let's Talk Science, Science Rendezvous. We work with Parks Canada to celebrate Whale Festival. We also do community events such as World Oceans Day, where we'll go down on the beach. We'll have the divers and other organizations come together so that students and the general public can engage directly with the marine environment instead of just in the classroom. We also started doing school visits, and this was actually when my kids were in school, and I realized that our curriculum had not much about the marine environment. They really learned more about the rainforest and other ecosystems of the world than they learned about the ocean that surrounds them. So this was our initial thing, and this really target mostly K to 6 grades. In 2013, I was fortunate enough to start and pilot a high school program, which is what we're going to focus on today. So
as I said, in 2013, working with an external organization, we decided we'd offer a pilot program, and with support of the head of the department here, we were able to convert some space. We made some interactive labs that we thought would be useful to the students, and had about 130 students from 8 schools participate. It was so popular that they actually decided before then that more groups were going to come, and now we're offering up to 800 students within the year, sometimes up to 1,000, and we've extended the program to be about 4 hours long that they come here on site. We've been working with the Newfoundland and Labrador English School District and the Provincial Department of Education to make sure our program meets the learning outcomes in both the science and biology courses at the high school level. So that'd be 10 to 12, grade 10 to 12 for us. Since 2013, we've had 3,600 students participate in the hands-on program in person at the Ocean Science Center. The problem with this is that we're such a large island, we're really restricted geographically. So the furthest we can have is communities such as Bonavista would come in, which are about 190 miles away from St. John's, and they're able to come, but we can't get the rest of Newfoundland. So with everything going on with COVID and the suspension of our in-person programming, we were actually able to develop some virtual programming and take all of our labs and make them interactive online with the help of Mary. So that's why I brought her here to help. We ran the pilot last year. We were able to connect with 480 students. But the biggest thing about that, there were some here locally within the metro region, but we really connected with students on the south and west coast of Newfoundland, central Newfoundland, and in Labrador, which was very big for us. The things we're doing now is we're actually working with some of the First Nations communities and looking at how we can deliver our program within the community based on what their needs are in terms of curriculum outcomes. So we are changing our program slightly. We also have been working with the Faculty of Education at Memorial University in the training of pre-service teachers. So we're looking at those teachers that already have a degree, but have come back to do education, typically a science degree, and they come down to us to learn the techniques of bringing more hands-on into the classroom. The benefits of having these interactive field trips are very important for the department because not only does it fulfill our engagement as one of the pillars of Memorial University, it also provides graduate teaching assistant opportunities, and being a new department, that was very important for us. And also it's a great recruitment tool. So we have these brand new programs, and now I'm able to get out into the high schools and talk to them about what ocean science is and how it's multidisciplinary, and just talk to them about what we have to offer. It's a great recruitment tool for our department, but also just Memorial University in general. Yep, you can go, Mary. That's fine. Yes, it's okay. So when I was talking to Fabrice, we were talking about how this would be mutually beneficial. So obviously sorry, Mary, this is not the best picture of you here, but it's hard to get a virtual picture. We could actually deliver virtual programs in Saint-Pierre-et-Miquelon. Obviously, we convert everything into French. We would be able to probably go over and hold workshops and train teachers and or others in how to deliver virtual programs or hands-on. The benefit of hands-on is that it really caters to many differences in learning. So it's not all in the classroom. You have people that work better with tactile or visual. So it's really engaging for people. And we've gotten so many feedback from teachers in that respect that it really fits everybody's needs that comes here. Another opportunity that we discussed was potentially having exchange students between Memorial University and St. Pierre college students at the first year level or where on. So that is definitely a possibility in the future. I'm going to actually pass it over to Mary so she can tell a little bit more about our programs and how we made them virtual and so that we can now offer them simultaneously. We can have people here on site, but we can still be doing our virtual at the same time. All right. Thank you, Danielle. I hope my sound is okay. Let me know if
I sound quiet. Bonjour à tous, je m'appelle Mary Clinton et je suis étudiante en biologie marine à l'Université Memorial. J'enseigne également les excursions pour les écoles secondaires à l'Ocean Sciences Center. Et ma partie de la présentation sera en français. Ça fait un moment que je n'ai pas parlé en français, alors si je cherche les mots, je m'excuse d'avance. C'est parfait, on entend très bien. Excellent, merci. Comme Danielle a déjà mentionné, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs et ce serait vraiment formidable d'étendre notre programme aux écoles de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cela pourrait prendre la forme d'ateliers ou de programmes virtuels pour vos classes et je vais vous présenter ces options maintenant. Nous avons 4 programmes pour les élèves du secondaire qui se concentrent sur la biologie, l'écologie, les algues marines et l'aquaculture. Ils sont tous disponibles virtuellement ou en personne et ces programmes sont enseignés par des étudiants de biologie marine ici à l'Ocean Science Center. Chacun dure environ 1 heure, mais nous pouvons adapter cette durée à votre emploi de temps ou à la durée d'une période de cours. La première et notre plus populaire est le labo de biologie, ou en anglais, the biolab. Pendant ce labo, les élèves apprennent l'écologie, la morphologie et les adaptations alimentaires des invertébrés en utilisant des spécimens vivants, tels que les étoiles de mer, des oursins, des crabes et des concombres de mer. Les élèves seront initiés au système de classification et à la manière d'identifier les espèces et les taxons à l'aide d'une clé dichotomique. Ils dissectent également une araigne à l'aide des outils appropriés et découvrent les systèmes circulatoires, digestifs et respiratoires des poissons osseux. Notre deuxième programme est le laboratoire d'écologie. Ici, les élèves y découvrent la diversité des écosystèmes et l'habitat des rhodolithes. Ils sont les algues calcaires rouges qui forment des boules au fond de la mer. En observant les animaux marins vivants et en participant à des activités pratiques, les élèves découvriront comment ces animaux s'adaptent à différents écosystèmes et l'importance des habitats tels que les rhodolithes pour fournir un habitat à d'autres organismes. Le prochain programme est mon préféré, c'est le labo des algues marines. Et ici, les élèves explorent la diversité, l'écologie et les utilisations des microalgues, autrement connues sous le nom de phytoplancton, et les macroalgues. Les élèves explorent l'incroyable diversité des algues tout en découvrant comment les algues soutiennent la vie sur Terre, comment ils sont classés et comment les algues sont utilisées dans les produits que nous mangeons et utilisons tous les jours. Finalement, nous avons le labo d'aquaculture. Les élèves apprennent en détail comment les responsables de l'aquaculture mesurent des moules. Les élèves sont initiés au concept et à l'importance des mesures scientifiques et ils apprennent comment calculer le rendement en viande de moule pour déterminer si les moules sont prêtes pour être commercialisées. Les étudiants apprennent également comment les tests de qualité de l'eau sont effectués et ils sont exposés à tous les outils et instruments appropriés pour ce laboratoire. Nous discutons aussi la valeur de l'aquaculture pour l'économie de Terre-Neuve et Labrador et apprenons les services que les moules fournissent dans un écosystème. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, malheureusement, l'enseignement en personne n'est plus possible ici. Alors, nous avons donc adapté les 4 programmes dont je viens de parler pour qu'ils puissent être enseignés virtuellement. Oups.
C'était assez difficile au début, mais jusqu'à présent, environ 500 étudiants ont déjà participé. Et en plus, maintenant, nous pouvons offrir ces programmes aux étudiants des communautés plus éloignées. Nous avons récemment organisé nos premières excursions virtuelles pour des écoles du Labrador et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs. Alors, si cela vous intéresse du tout, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Finalement, juste avant que je finisse ici, nous avons plusieurs ressources gratuites pour les enseignants qui sont disponibles sur notre site web. Il suffit de cliquer sur ce deuxième lien ici et il y a beaucoup de contenu gratuit que vous pouvez télécharger et utiliser. Il y a une clé dichotomique, des feuilles de travail sur l'anatomie avec des clés de réponse et des tutoriels vidéo sur la façon de mener une dissection dans votre classe. Et voilà, c'est tout. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos programmes et nous serons heureux de répondre à vos questions. Merci. Thank you. Thank you, Mary. Ok, donc merci beaucoup et bravo pour le français, Mary. On a très bien compris. Est-ce que vous avez, on a le temps pour prendre deux questions, voire même 2 ou 3 questions, parce qu'on a 5 minutes d'avance. Fabrice. Thank you very much, Danielle. Merci, Mary. Il me semble que Saint-Pierre-et-Miquelon est intéressé cette année ou dans les années qui viennent à développer l'enseignement autour de l'anglais. Et l'anglais, la biologie marine, je crois que M. Tégon est encore là, mais je pense qu'il est parti. Ah, je vous cherchais depuis avant, vous étiez derrière. Il me semble que j'ai entendu ça aux infos, non? Oui, oui. Voilà. Et donc, voilà, nos collègues bien sont prêts à développer des choses avec nous. Voilà, ce n'était pas une question, c'était... C'est un commentaire, enfin, une ouverture pour une collaboration. Je l'espère. Il y a déjà un cadre, hein, il y a une convention qui a été signée avec Bonn dans les années, qui a été renouvelée dans les années 2010, donc pour faciliter l'accueil des étudiants de Saint-Pierre à Mémorial, donc avec les mêmes frais de scolarité que les étudiants de la province, dont on ne profite pas suffisamment. D'accord, je suis d'accord. Le cadre existe. Est-ce que vous avez pu entendre le commentaire? Je ne crois pas. Hein? Non. Pas vraiment. Fabrice, tu peux retraduire? Il existe déjà un cadre institutionnel entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Memorial University. Et donc, il faut continuer à travailler dans ce cadre-là. Donc, il y a déjà des choses qui existent. Et donc... Très bien. Une question au fond, peut-être, là-bas? C'est des enseignants au fond, non? Oui, oui, c'est vrai. Oui, une question peut-être, non? Question? Une question, oui. J'aurais plein de 10 000 questions, mais la première, c'est quel est l'âge des étudiants qui participent au programme en général? En général, ces programmes, c'est pour la 9e année jusqu'à la 12e. Alors, c'est pour les étudiants un peu plus âgés, mais on est en train de développer les programmes pour les étudiants plus jeunes aussi. Et il y a la possibilité de travailler avec les professeurs à l'université. Oui, il y a des options, mais au moment, c'est plutôt pour les étudiants 14 ans et plus âgés. J'aurais une deuxième question. Est-ce qu'il y a des programmes qui sont destinés aux enseignants pour de la formation, pour qu'ils se forment eux-mêmes? C'était quoi la question pour les enseignants? Oui, est-ce que ces programmes-là peuvent être, ou est-ce qu'il y a des sessions organisées pour des enseignants? C'est-à-dire qu'ils se déplacent, en ce moment avec le Covid, j'ai compris, mais ils se déplacent pour être eux-mêmes formés dans ces programmes-là. Oui. Oui, je pense que c'est possible. Ce serait probablement une question pour Danielle about involving teachers in our programs or training teachers to help deliver this kind of program. Is that the question? Yes. Yeah.
Okay, so Maybe yeah, a I can Danielle ask. question. We're actually working with the teachers here in Newfoundland on professional development days. So we are already currently doing that with the provincial government. They launched new curriculum for science and biology courses from grade 10 to 12. And every time they have a PD day, we've been helping, and we've created resources for those teachers. We've done online videos that Mary has helped with in looking at dissections and stuff. So yeah, I don't know if I answered your question. Was that it, Mary? Well, I think if teachers in Saint-Pierre are interested in running this sort of program or working with us or training with us, that's something we could do as well. I think, yeah, we could probably figure the logistics to that. Ok, thank you. On a une dernière question. Je crois que c'était juste là, voilà. Oui, il y a 25 ans, nous avions organisé une classe pour les élèves de 14-15 ans durant toute l'année, où on intervenait avec des personnes du muséum et d'une association sur la biologie marine. On formait les gens et l'été, nous les avions emmenés une semaine dans une île au bord de la France. Malheureusement, l'expérience s'est arrêtée parce que le ministère de l'Éducation nationale à l'époque avait fortement, je ne veux pas dire puni, mais averti les professeurs de sciences naturelles qui travaillaient avec nous en leur disant que ça ne faisait pas partie du programme et que c'était absolument pénalisant pour les élèves. Les parents ne s'étaient pas plaints parce qu'on avait demandé aux parents s'ils étaient d'accord. Donc, j'espère que vous ne rencontrez pas de telles contraintes administratives et j'espère que ça se passe mieux maintenant dans l'éducation nationale. Oui, c'est dommage. Jusqu'à date, tout va bien, alors on verra. Mais oui, le gouvernement ici en Terre-Neuve, on n'a aucun problème, alors on verra. Mais si vous voulez collaborer avec nous pour faire quelque chose comme ça ici, ça serait magnifique. Ok, thank you. Thank you very much. Thank you, merci. Maintenant, nous allons entendre Fabrice qui va nous parler, nous faire un bilan de 3 ans d'enseignement des méthodes de production hors sol, donc aquaponie, hydroponie dans les écoles de Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, pour ceux qui me connaissent, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas pleurer ce coup-ci, c'est bon, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je le dis, je ne pleure pas non plus tous les jours. Je viens de perdre 30 secondes. C'est le temps qui charge, je meuble. Évidemment, c'est un énorme plaisir de vous présenter ces 3 ans avec les écoles. Donc avec Héloïse Decheverry qui a fait tout le travail à Miquelon et avec Monsieur Le Magnier qui est extrêmement... Si j'avais fait ça dans ton cours, tu m'aurais sorti. Donc, next, please. Donc, ouais, l'aquaponie, je pense qu'il y a 3 ans, j'aurais dû le définir pendant un long moment. Je pense que maintenant, on a tous progressé, donc on va aller très vite. Donc, et ça a été déjà un petit peu présenté par Thierry Chopin, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, on va coupler l'élevage d'animaux aquatiques, en l'occurrence des poissons, avec les plantes, en hors-sol. Suivant. Alors, je fais beaucoup d'animation. Suivant. Suivant. Voilà, donc c'est ça l'aquaponie, c'est la contraction de ces 2 méthodes de production hors-sol. Suivant. Alors, c'est pas juste pour s'amuser, en fait, il y a des vrais enjeux, et si on prend la France métropolitaine, voilà le déficit, que ce soit pour les fruits et légumes, on pense qu'on est un pays agricole, c'était vrai, oui. De moins en moins. Oui, je me permets de te couper, c'est que là, on ne voit pas ta présentation, c'est Nicolas qui parle, le chair de la session, on ne voit pas ta présentation pour les personnes qui sont à distance. Ah oui, d'accord. On voit la page Zoom. Ça fait un peu bizarre que c'est une voix aussi. Tu me parles, Nicolas? Je suis proche de toi. Ah, ça, je sais, mon Nico. Ici, là, voilà. Tu nous dis dès que c'est bon. Comme
je dis aux étudiants, il ne faut jamais se déconcentrer, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Et là, c'est bon, on voit bon. C'est bon. Parti. Merci. Donc, ce n'est pas juste, entre guillemets, pour s'amuser avec des élèves, c'est qu'il y a des vrais enjeux, et notamment au niveau européen. Et là, on va parler uniquement de la métropole. Voici les déficits qui ne font que se creuser. Donc, nous sommes, a priori, un pays agricole en France. Et ben, c'est de moins en moins vrai et on importe de plus en plus, que ce soit, on le savait peut-être, pour les poissons. Hein, plus de 60% de la consommation française métropolitaine, c'est-à-dire 2 millions de tonnes, sont apportées. Au niveau européen, c'est la même chose. Donc, il y a un déficit énorme et des programmes européens qui sont mis en place avec des fonds colossaux pour essayer de réduire ce déficit. Et c'est la même chose pour les fruits et légumes. On ne va pas rentrer dans les détails pourquoi, mais c'est un fait. Suivant, s'il vous plaît. Alors ça, c'est la première raison, c'est qu'il y a des vrais enjeux. Encore plus avec Saint-Pierre-et-Miquelon et encore plus avec le Covid. On a tous été bousculés dans nos habitudes et on a vu à quel point les filières d'approvisionnement peuvent être extrêmement fragiles. Alors parfois, elles ne sont pas rompues, elles continuent, mais les prix deviennent totalement dingos. La deuxième chose, c'est qu'en tant qu'enseignant, c'est un excellent outil et ça marche à tous les âges. Ça marche avec les petits de 4 ans, ça marche avec les moyens de 10 ans, les plus grands et les adultes. Et c'est un formidable outil pédagogique. Suivant. Alors, la question. Ça va? Alors, pourquoi, où développer l'aquaponie? Voilà, probablement, si je n'étais pas allé à Saint-Pierre-et-Miquelon, je ne me serais pas dit, tiens, la première chose que je vais faire en vivant à Nancy, je vais le faire à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous voyez. Mais on verra que, évidemment, c'est ici que j'ai voulu le faire. Mais ça peut se faire n'importe où l'aquaponie, à tel point que si tu fais l'animation, on voit que les collègues d'Ifremer, ce sont des vrais programmes de recherche. S'il te plaît, suivant. Tu veux que j'essaie? Ah oui, vous ne voulez pas travailler pour moi, d'accord, ok. Pas de souci. À tel point que ce ne sont pas des bêtises, hein. Il y a des vrais programmes de recherche à l'heure actuelle à Ifremer pour faire de l'aquaponie sur la Lune. Parce qu'évidemment, si on envoie des œufs de poisson et puis des graines, vous voyez le volume que ça prend. D'accord. Donc, quand on me dit où est-ce qu'on peut faire l'aquaponie, pourquoi? Parce que comme c'est de la production en sol, ah ben ça marche. Et l'idée, c'est donc ici d'essayer de réfléchir collectivement à ce qu'on peut le faire localement. Et c'est un vrai changement de mœurs, c'est-à-dire que effectivement, au lieu de vivre uniquement de l'importation, est-ce qu'on est capable de produire à un moment des choses localement? Donc ça, j'ai volé ça à Thierry Chopin, comme tout le monde qui fait de l'aquaculture multitrophique, et comme il l'a présenté, je ne sais pas s'il est encore là Thierry, mais comme il l'a présenté en début d'après-midi, et nous avons la chance d'avoir un formidable poisson, l'amble de fontaine chez nous. Et puis, depuis quelques années, donc, on a travaillé notamment avec un étudiant, Valentin Picard. On a travaillé l'année dernière sur la possibilité de le développer, au moins techniquement et scientifiquement, la production aquaponique sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, c'est un rapport qui fait 80 pages. C'est marrant parce que c'est un rapport, c'est l'un des documents que j'ai coécrit avec un collègue qui est le plus téléchargé sur le site où on met toutes nos productions scientifiques. Donc, ça m'étonnerait qu'il y ait eu 1500 personnes de Saint-Pierre-et-Miquelon qui l'aient téléchargé. Sinon, vous êtes vraiment très calés tous sur l'aquaponie. Mais ce qui veut dire que cette problématique intéresse quasiment tout le monde dans de très nombreux pays, parce que si vous pensez au fin fond de la Norvège, en Islande, un peu partout. Et c'est une technologie qui est considérée comme l'une des plus prometteuses au monde. Suivant. Ah, mais attends, c'est à moi-même que je dois dire ça. Alors, tout a commencé en 2017-2018. Donc, ces 3 étudiants, ben, les enseignants, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font enseignants-chercheurs, on fait de la recherche. Et puis sinon, ben, c'est comme les enseignants qui sont ici. La plupart de notre temps, on est avec des étudiants. Donc, ces 3 jeunes filles sont venues me voir et elles m'ont dit, ah, monsieur, on voudrait faire de l'aquaponie en Lorraine. J'ai dit, mais c'est une excellente idée. Eh bien, on va le faire à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah, grand Dieu. Donc, je leur ai dit, je vous donne la soirée pour essayer de retrouver où est Saint-Pierre-et-Miquelon. On leur parle demain. Donc voilà, donc on a commencé ensemble et puis on a fait un film qui a été projeté sur l'archipel et puis ça a commencé à faire parler un peu de l'aquaponie. Et puis, évidemment, il fallait le faire concrètement. Alors, moi, je veux bien essayer de donner des explications extrêmement rationnelles. J'ai contacté Manu parce que Manu, c'était monsieur Le Maillet, bien sûr, c'était mon ancien prof de bio et qui de mieux, vu le niveau de ses cours de l'époque qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, pour essayer de faire ça. Donc, Manu, qui fait déjà plein de choses, il m'a dit oui. Et donc on s'est embarqué, il m'a dit si. Donc là, j'ai pas besoin. D'habitude, il faut que je décrive qu'est-ce qu'on voit. Là, je pense que pour la plupart des gens, vous savez à peu près à quoi ressemble ce bâtiment. Et pour ceux extérieurs, c'est le lycée, le collège-lycée.
Et donc, on a ouvert une option biologie marine et biotechnologie. Et là, c'est l'histoire qu'à 3 ans, donc c'est dense maintenant. Je me rappelle très bien de la réunion et on avait évidemment extrêmement potassé notre sujet avant de le présenter, puisque c'était un quart de feuille où Manu, pendant qu'on faisait la réunion, avait écrit ça. Donc, on s'est dit, on va se débrouiller après, et c'est ce qu'on a fait. Et parallèlement, j'ai été contacté par un collègue. Comme ça c'est la force des réseaux. Ça a tout changé, les réseaux, pour le bien ou pour le mal, mais en l'occurrence, beaucoup pour le bien dans ce projet-là. Donc, 4 étudiants, je les ai mis et j'ai dit, bon, écoutez, en parallèle, on va tester les choses en métropole. Donc, ça a super bien marché. Et ça, ce qui est intéressant, c'était une classe, en fait, d'étudiants, enfin, d'élèves que l'on dit en difficulté, des élèves, on ne peut rien en faire. Et on peut tellement rien en faire que quand vous les mettez sur un projet, en fait, ils ne voulaient plus jamais quitter l'école. Ils faisaient même des heures sup. Donc, il faut trouver aussi des moyens de motiver un peu tout le monde, parce que quand on est sur la notion de projet, ça marche avec des gamins et ça marche avec des étudiants. Généralement, ils préfèrent ça que d'apprendre des cours par cœur. Alors voilà, ça c'était nos petits élèves qui étaient soi-disant des... Alors lui, c'était un vrai petit dur, hein, donc il était foutu dehors tout le temps, et c'est lui qui est resté après la classe. Et voilà, et ça, je leur avais dit qu'il ne fallait pas prendre la photo parce que si ça se trouve, pendant 25 ans, je vais la montrer maintenant, mais les étudiants sont aussi ravis d'être impliqués dans ce type de projet. C'est extrêmement formateur et ça révèle chez eux une capacité à motiver les autres, à gérer des projets de A à Z, etc. Donc, quelqu'un qui a été fondamental dans tout ce projet dès le départ, c'est Valérie Angard, que je ne présente pas ici puisque vous la connaissez et qui travaille chez Abimat et qui en a relancé. Alors, je ne viens pas régulièrement, donc je ne sais pas où ça en est, mais en tout cas, il y avait plus de petits poissons avant. Alors, la pauvre, il y a eu le Covid alors. Mais en tout cas, à l'époque, on avait réussi à récupérer quelques poissons. Et une première étudiante, donc Fanny Haché, pour ceux qui s'en souviennent, était venue en stage chez Valérie et puis avait aussi aidé Manu à l'époque. Donc, évidemment, elle était passée à la télé et donc vous aviez certainement entendu parler de l'aquaponie qui faisait des adeptes dans notre lycée. Et puis, on a fait tout un ensemble de reportages pour notamment mettre le projet et aussi les étudiants à l'honneur, parce que chaque fois, je leur dis, écoutez, dès dans le projet, vous allez passer à la télé, voilà, donc ça les motive aussi peut-être. Donc, on a continué parce qu'il y a des années qui défilent, donc grâce à l'opiniâtreté, mot très compliqué, de Manu, on s'était engagé sur 3 ans. Et Manu a tenu les 3 ans et c'est le seul de tous les enseignants avec qui j'ai travaillé depuis 3 ans qui a réussi. Bravo, parce que c'est extrêmement compliqué. Donc, j'étais venu et puis on avait fait un petit pot et puis vous voyez, il y avait... ce qui est rigolo, c'est qu'on avait pris 8 mois ou 9 mois, 1 000 € pour faire venir une petite structure, puis les gens de l'archipel, ils ont dit, c'est ça ton truc de l'aquaponie? Alors, ils nous en ont fait 4 ou 5. Vrai ou faux, Manu? C'est exact. Donc voilà, ils en ont bricolé un paquet. Donc, à mon avis, si on avait continué, on en aurait 150, puisque... Hein? Comme moi, je ne suis pas bricoleur, ça m'impressionne. Pareil pour vous, ça ne m'impressionne pas. Ça m'impressionne. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui ont été impliquées, que j'ai citées ici. Et ça montre aussi la force de Manu d'avoir su quand même fédérer un certain nombre de personnes autour de ce projet. Donc, voilà. Ça, c'est beau. Voilà. Les gens ils disent, mais Fabrice, ça coûte super cher de faire l'aquaponie, c'est un peu... De quoi tu as besoin? Mais je dis, il y a besoin de gens très motivés déjà. Et puis, grosso modo, on va se débrouiller. Hein. Donc, on arrive avec des budgets, on va dire, relativement simples à faire des choses assez extraordinaires. Donc, ça pousse, Manu, ça pousse, c'est incroyable. Et puis, donc, on voit Fanny ici. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est hyper symbolique hein, d'avoir un étudiant de Bac plus 3 qui vient au milieu des élèves de 14-15 ans. C'est ça la transmission. Je vois plein d'anciens profs, donc c'est vraiment... hein, voilà, c'est grâce à vous aussi, messieurs. Alors, cette histoire aurait pu s'arrêter jusqu'à un jour, je reçois un mail, toujours la force des réseaux. Bonjour, monsieur Teletchea. Alors, j'ai appris depuis qu'il fait toujours des longs mails, donc je ne lis jamais ces mails, je le rappelle. Je pense qu'il est en ligne, il doit rigoler. Oui, bonjour, monsieur Teletchea. J'ai vu, ou mes parents ont vu à la télé que vous faisiez un... Je dis, bon, ça dit le père, voilà, je suis Fabrice. Donc, il se trouve que c'est Sébastien Baron, qui connaît très bien monsieur Delaporte, et il va présenter juste après. Et en fait, ce fameux Sébastien Baron, c'est lui. Donc, moi, j'étais à l'école avec son frère. Pour une fois, je ne mets pas des photos de moi, parce que chaque fois, tu mets toujours une photo avec ton frère, je n'ai pas mis. Donc là, c'est pris à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et Saint-Pierre-et-Miquelon, quand vous venez, et ça, c'est pour les
Ça, c'est pour les congressistes qui sont là. Vous allez vouloir revenir. C'est viscéral une fois que vous êtes venu. Donc, ça vous marque à vie. Donc, ils sont restés 3-4 ans, puisque c'était des fils de gendarmes. Et non seulement papa, il a fait ça, mais bon, avant. Mais donc, ils ont fait la interpêche en face de chez nous et la gendarmerie. Donc, du coup, moi, quand j'étais gamin, eh ben, mes copains d'école, c'était aussi des enfants de gendarmes. Donc, ils sont restés 3 ans. Donc, il avait, Monsieur Delaporte me corrigera, comme à l'époque, mais ils sont restés 3-4 ans. Il devait avoir 14, 15, 16 ans, j'imagine. Oui, un peu plus de... Voilà, je le savais qu'il allait me corriger. La première. Voilà. Et c'est il y a 30 ans. Donc, vous voyez, ça, c'est la force des enseignants. Ils se rappellent très bien. Et la vie est quand même étonnante, c'est que depuis 5 ans, de façon évidemment totalement indépendante, il développait l'aquaponie à Clermont-Ferrand. Donc, il me dit, Saint-Pierre-et-Miquelon, aquaponie, vous voyez, c'est quand même... je ne pouvais pas l'inventer, ça. Donc, je suis allé. Et alors, évidemment, tout le monde vieillit. Alors, le jeu, c'est de le retrouver où il est. Donc, il est ici. Et il y a Mathieu Missonnier. Alors, il a mal tourné. Il n'est pas prof de bio. En prof de physique-chimie. Bon, on arrive à se parler quand même, c'est pas grave. Donc, voilà quelqu'un qui a réussi sa vie, un prof de bio. Et puis donc, quelqu'un qui est incroyable, François Pétité, qui, donc, monsieur qui a monté un réseau d'aquaponie avec tous les amateurs de France et qui se trouve être donc tous des potes depuis 5-6 ans. Donc, j'y suis allé, on a pris des photos, on est allé voir. Et là, le Covid nous a un peu calmés, mais on était hyper bien partis. Donc, 2019-2020, voilà, ça c'est François Petitet. Donc, il a un site web, il a, je ne sais pas combien de ça pour mon ego, c'est très très dur, ça, parce qu'il a des milliers de followers, comme ils disent les jeunes, ou je ne sais pas quoi. Alors, il va falloir vraiment que je m'y mette. Et surtout, il a fait deux guides qui sont donc des guides de référence dans le domaine et qui sont utilisés par tous ceux qui veulent se lancer dans l'aventure de l'aquaponie. Donc, il m'avait demandé pour son deuxième bouquin de lui faire une préface. Il m'avait dit, peux-tu me faire une préface de 2000 mots? Alors, moi, je dis toujours oui. Mais 2000 mots, c'est long. Et après, je lui envoie, il dit, mais c'est beaucoup trop long. En fait, c'est 2000 caractères. Donc, il n'y a rien à voir, vous voyez. En gros, c'est 10 lignes. Donc, moi, j'avais fait des recherches et tout. J'avais bossé tout le week-end. Il me dit, c'est super ce que tu as fait, mais Donc, il était mal à l'aise parce qu'on s'était parlé qu'une seule fois, vous voyez. Donc, on n'est pas fâché, au contraire, c'est quelqu'un d'extraordinaire, François. Et alors, on revient sur l'archipel, vous voyez, on fait des petits allers-retours comme ça. Et ça, c'est cette année. Donc, on a ici 2 étudiants. Il est là, Erwan. Hein, alors, on va le mettre mal à l'aise, Erwan. Hein, il est là. Tu fais coucou à tout le monde, Erwan. Voilà. C'est à l'amour. Et en plus, il a adoré l'archipel et lui, il revient pour 1 an et il nous présentera ce qu'il fera demain. Donc, Edgar, donc, un projet interdisciplinaire entre quelqu'un qui est un spécialiste des poissons, qui faisait donc la licence pro, et puis un master 2 géographie, Monsieur Durand, qui est venu donc avec Ève Briand, qui était impliqué sur un autre projet dont on parlera demain. Et donc ça, c'est vraiment ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que grâce au travail d'Héloïse et Thierry, toute l'école, enfin les 3 écoles d'admission, attention, ont fait de l'aquaponie. Ils ont mis les mains dans la terre, ils ont fait... Non, mais je ne sais pas si vous réalisez, il y a des gamins de 5-6 ans qui font du pH. Mes étudiants ne comprennent toujours pas ce que c'est. Hein. Donc, il faudra répéter tout le temps. Vous voyez, ils voient ça. Donc, c'est vraiment ça. Alors, après, nous, on met des termes, c'est sciences participatives, tout ça. Donc, tout ça, c'est ce qu'on nous demande aussi en tant qu'enseignants-chercheurs, c'est de nous sortir de l'université et faire de ce genre de choses. Alors, ce que je veux souligner aussi, c'est qu'à Miquelon, ça a été incroyable, puisqu'il y a les joyeux pêcheurs de Miquelon, je ne sais pas s'ils sont présents, mais en tout cas, qui ont financé une partie des achats. Il y a la ligne verte que vous connaissez de... Stéphane, excuse-moi Stéphane, c'est la fatigue, Stéphane Brie, bien sûr, qui a fourni un certain nombre d'éléments à Héloïse, et puis l'entreprise aussi Flora Décor. Donc, on a fait ensuite un rapport avec Héloïse et Emmanuel que j'ai corrigé cet été, voyez, c'est pour ça que je ne dors jamais. Donc, c'est un document qui laisse une trace de tout ce qui a été fait sur l'archipel, et je pense qu'on peut être très fiers collectivement de ce que l'on a fait, puisque même pendant le Covid, on a quand même tenu bon. Il me reste combien de temps, parce que là, je suis hyper bavard. 8 minutes 51. Il me reste 8 minutes 51 ? Ouais. Petite pause, on est rentré. Donc cette année, voici, bah oui, ça va marquer, j'espère qu'on n'aura pas ça pendant trop longtemps, mais évidemment, ça va marquer l'année qui s'est passée. Donc chaque jeune fille, 5 étudiants, donc on met les femmes à l'honneur dans ce congrès, et pour travailler avec beaucoup de personnes, et les étudiantes, c'est souvent un bonheur, parce que c'est
elle ne lâche pas non plus. Et elles sont extrêmement studieuses. Donc ça, c'est le jardin botanique derrière, et puis ces 5 étudiantes. Elles sont venues me voir et puis elles me disent ah non, maintenant je propose en disant, vous voyez, comme il y a 2 ans et demi de projet, c'est plus facile à vendre que quand on a commencé au début, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Donc j'aurais dit, écoutez, on va installer une structure aquaponique dans la serre. Évidemment, comme je ne suis pas bricoleur, moi je peux dire n'importe quoi aux gens. Et voilà ce qu'ils ont fait. Alors ça, c'est ça que j'adore aussi, parce que là, il y en a pour 2 000 €. Tout a été financé par le jardin botanique. Donc quand on me dit quand tu as besoin d'argent, en fait, de l'argent, il y en a. Hein. C'est juste qu'il faut avoir les bons projets, puis motiver les bonnes personnes, mais on trouve toujours de l'argent. Je n'ai jamais été bloqué par l'argent. Évidemment, je ne demande pas 200 000 €. Hein. Mais alors ça, qui a fait ça? Ça, c'est le père et le grand-père d'une des étudiantes. Donc, ils ont fait ça un week-end. Ils sont allés chercher le bois. Ils ont tout monté. Voilà ce que font des étudiants très motivés. Après, il faut un petit peu bricolage. Si moi, je l'avais fait, je pense qu'ils seraient en train de fuir à l'heure actuelle. Et alors là, ce qui s'était passé, c'est que je ne connaissais pas en fait tout le système de un enseignant-chercheur parle à l'extérieur de l'université. Donc, je l'avais fait de façon relativement directe avec Manu parce que je le connaissais. Mais en fait, il y a des structures qui existent en France qui s'appellent la Maison pour la Science. Donc, ça m'aurait peut-être aidé au départ pour structurer l'histoire. Donc, ils sont venus me voir et puis ils m'ont dit Monsieur Teletchea, on a vu ce que vous faisiez sur Aquaponie, c'est drôlement intéressant. Je dis oui, moi je m'appelle Fabrice, donc on va se détendre. Et donc, avec Audrey, on a dit on va monter un réseau d'écoles parce que la Maison pour la Science, son objectif, c'est de promouvoir la science dans les écoles. Donc, typiquement, ce qu'on a fait à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est ce qui les intéresse. Donc, j'ai fait une formation, je suis allé voir à main à la pâte, donc j'avais 20 personnes devant moi. Et j'aurais parlé pendant 3 heures. Et à la fin, j'aurais dit, qui veut venir avec nous? Ils ont tous levé la main. Donc, on a 5 écoles qui vont se lancer cette année. Mais moi, je leur ai dit, vous faites ce que vous voulez, mais moi, il faut qu'il y ait Saint-Pierre-et-Miquelon dans tous les projets que je fais. Voilà. Donc, j'espère qu'on aura encore Saint-Pierre-et-Miquelon. Et on s'est engagé 3 ans. Ah, j'ai cru que j'allais pleurer. Non, tu vois, ça a été. Et alors, ça ne s'est pas arrêté, puisque 2021-2022, avec mon ami Toupoint là, qui m'a interrompu, vous voyez, ah non, c'était avec Pierre-Olivier Fontaine. Ah oui, c'est vrai, je discutais avec mon Pierre-Olivier Fontaine, qui travaille au Cégep de la Gaspésie, avec les îles de la Madeleine. Donc, je ne sais plus trop comment, mais enfin, on a beaucoup échangé. On a présenté donc, tout ce travail-là lors d'une journée de l'IFQM, Institut France-Québec Maritime. Et donc, vous voyez qu'on n'est pas que 2, quoi. Il y a un certain nombre de monde. Et on retrouve notre fameux Sébastien Baron avec Héloïse qui avait présenté. Et pour le coup, là, elle avait présenté. Donc, c'était en distanciel. Et puis, Jessie Loiseau, dont on a parlé avant. Et alors, Guillaume Becher, c'est assez incroyable parce que c'est quelqu'un, et je voulais qu'il vienne sur l'archipel. Évidemment, on sait ce qui se passe. Donc, il viendra probablement l'année prochaine. C'est quelqu'un qui, depuis 15 ans, avec son ami d'enfance, a réhabilité un endroit qui était totalement, en plus, à Laval, en Mayenne. Donc, c'est vraiment au milieu de nulle part. D'ailleurs, il m'a dit... Ah, oui, c'est pas au milieu de nulle part. Ah bon au milieu de pas grand-chose. Alors, je mets au défi de situer Laval, voire Mayenne, sur une carte de France. Donc, c'est quand vous allez à Paris, de Paris à Brest, et en TGV, vous vous arrêtez. Ce qui n'arrive jamais, donc. Et donc... je ne sais pas s'il est là, Guillaume, mais en tout cas, lui, c'est quelqu'un d'incroyable. Il a monté la première formation reconnue au niveau national dans l'aquaponie. D'accord? Donc, il y a un diplôme en France, et probablement le seul en Europe, et c'est Guillaume qui a fait le travail. Donc, moi, je travaille beaucoup, mais il est pas mal non plus. Je crois qu'il me dépasse. Ah, bah, j'ai déjà fini, on va dire dedans. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas mal parce que les gens sont fatigués, en fait. Bah, merci beaucoup de votre attention. Voilà. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? On a quelques minutes. Je présente tous les 6 mots. Il m'écoute assez. Alors, ce que je voulais juste vous dire, c'est que donc, du coup, il y a un réseau d'une 15aine d'écoles qui se lancent pour les 3 prochaines années avec des financements qu'on a obtenus. On est entre 15 et 20 000 € pour ce financement et on a déposé un nouveau projet. Et si jamais on l'a, on aura 20 à 30 000 € pour déplacer des enseignants de part et d'autre des îles de la Madeleine et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la métropole. Donc ça, je croise les doigts et je vous donnerai la réponse au mois de mai.
Le mec, il fait même les commentaires sur sa présentation. Il a un melon. Avez-vous d'autres des questions? Oui, moi j'ai une petite question. C'est vrai? Oui. Oh. Non, j'ai pas compris dans quel cours ça s'intègre dans les études au niveau, par exemple, collège, Excellent. lycée, c'est quoi? C'est en techno, c'est en SVT ou est-ce que c'est dans les modules un peu interdisciplinaires là? Alors, il y a deux niveaux. En ce qui concerne, et ça c'est relativement facile, à l'université, vous avez ce qu'on appelle des projets tutorés. Donc, tous les ans, on doit proposer aux étudiants où ils doivent trouver un sujet, d'accord, qu'ils doivent mener de A à Z. Donc, ils ont à peu près 150 heures à l'emploi du temps pour faire ça. Donc, avant, ils cherchaient un certain nombre de choses. Maintenant, systématiquement, tous les ans, j'en propose un ou deux sur aquaponie. Cette année, j'ai 8 étudiants, je crois, qui vont continuer sur aquaponie et je vais recruter quelqu'un en plus. Donc, une dizaine de personnes. Il y a 2 ans, j'ai eu 20 personnes sur les projets aquaponie. D'accord? C'est moi qui présente, mais il y a énormément de personnes. Et en ce qui concerne maintenant le collège, ça dépend vraiment. On va avoir Sébastien Baron qui va nous présenter, c'est une REP+. Donc, dans ce cadre, il y a on va dire un peu de liberté pour faire de l'adaptation. Et en l'occurrence, quand on a commencé avec Manu, je pensais que ce serait totalement impossible. Et en fait, il y avait la mise en place de modules particuliers d'une trentaine d'heures, il me semble. Il y avait sur le hockey, si je ne dis pas de bêtises, sur la musique. Et donc, on a proposé ça. Mais sinon, c'est à la carte, en fait. Okay. C'est-à-dire, si le prof de bio, il va nous donner 1 heure tous les 15 jours et on fait comme ça. On s'adapte. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou est-ce qu'on... Oui. Oui, la traduction sur le plan commercial ou d'entreprise. Excellente question. On est à peu près, si on prend la France métropolitaine, pardon, c'est très présenté. Oui, merci pour la question. Alors, si on regarde la production aquaponique française, vous voyez, si on fait comme ça, là, c'est là. La hype que vous avez sur Internet, c'est comme ça. Tapez aquaponie sur YouTube, vous avez je ne sais pas combien de mecs qui vont faire ça. Donc, la traduction à l'heure actuelle de toute cette hype autour de ce système de production qui associe plein de choses, de développement durable, etc., en véritable entreprise, en France, ça se compte il y en a moins de 5 à mon avis. D'accord? Parce que ça se lance. Et donc, l'objectif que j'avais pour Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est que je voulais faire venir les 2 ou 3 qui ont vraiment réussi, parce qu'en fait, il y a énormément d'argent, notamment sur Paris, et puis il y a du greenwashing, donc énormément d'argent qui est mis. Vous pouvez avoir des projets de 2 millions d'euros, et au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y a toujours rien. Donc ça, c'est plutôt 5 à 6 entreprises, dont Valentin Picard, qui a été recruté dans l'une des entreprises qui... Alors, dans le film qu'on fait avec Danielle Boisseau, on est allé voir justement les quelques entreprises. Notamment, il y en a une près de Bordeaux, ils viennent de faire une levée de fonds de 2,6 millions d'euros, et ils ont même refusé les financeurs parce qu'ils ont fait la démonstration avec un premier pilote de 5000 m², ça marchait très très bien. Donc là, ils passent à l'échelle de 10 000 m², et ils sont hyper ambitieux. Et moi, je leur ai dit, je ne vous aiderai pas, moi je veux aider Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. Donc oui, ça démarre, mais il faut vraiment avoir... C'est exactement ce qu'a dit Thierry Chopin, c'est-à-dire l'aquaponie, c'est la quintessence de la maîtrise du circuit fermé qu'on verra, Yann est là, que Yann vous expliquera. Donc, on peut faire juste le poisson, mais à partir du moment où vous rajoutez les plantes, tu vois, je suis trop bavard. Donc, c'est très facile, on arrive avec des enfants, mais à partir du moment où vous allez faire une vraie entreprise, c'est là que c'est extrêmement complexe. Merci. Nicolas, est-ce que tu voulais faire une intervention? Non, c'est correct. Ah, c'est beau. Ok, merci beaucoup. Merci, Fabrice. Merci. Donc, on va passer à la présentation de Sébastien Baron. Donc, c'est en visio. Est-ce que tu es là, Sébastien? Oui, je suis là, oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, on part pour l'aquaponie de la truite au collège, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc déjà, bonjour à tous. Merci Fabrice d'avoir parlé de moi comme ça et puis d'avoir montré quelques photos. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a fait un petit film avec des élèves et des interventions d'élèves. Donc on a échangé avec Fabrice juste avant. Je vais vous présenter comme ça, là, en direct un peu cette vidéo et puis après vous la lancerez et puis éventuellement je répondrai à des questions s'il y en a. Donc moi je suis Sébastien Baron, je suis professeur donc, de physique au collège Albert Camus à Clermont-Ferrand, qui est au centre de la France. C'est en effet un collège qui est en REP+, c'est-à-dire un réseau d'éducation prioritaire renforcé, et qui accueille 27 nationalités différentes, avec des problématiques d'élèves qui sont très particulières.
Et il y en a une notamment pour nous qui nous touche beaucoup avec mes collègues, c'est un défaut, on va dire, d'accès à la culture au sens large, et notamment à la culture scientifique. Et sur certains sujets, on doit se heurter à certaines difficultés culturelles, sociales, voire religieuses. Et pour certains élèves, il y a une méconnaissance en fait de certains problèmes de sciences et des fausses représentations sur des thématiques très particulières, comme si on regarde un peu ce qui nous touche ce soir, les représentations sur l'océan, des choses comme ça. Donc nous, on a une expérience depuis une douzaine d'années sur des projets d'éducation scientifique. Moi, j'ai commencé surtout sur l'éducation au risque majeur. Alors moi, en effet, je suis venu à Saint-Pierre-et-Miquelon entre 85 et 89, donc entre 12 et 16 ans. Et je me rappelle bien en effet de M. Delaporte, puisque ses premiers cours, il m'avait réexpliqué un peu ce qui était la poussée d'Archimède pour me permettre de raccrocher le wagon de son enseignement. Donc de très bons souvenirs avec M. Delaporte. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé un peu dans le coin de l'esprit de retourner un jour à Saint-Pierre-et-Miquelon avec ma famille, mais aussi de permettre à des élèves de pouvoir découvrir un peu l'archipel, et notamment les problématiques de vivre sur une île. Alors, l'aquaponie, vous allez le voir un petit peu dans l'historique, dans la vidéo, dans le collège, elle existe depuis 2015 chez nous, dans mon établissement. Alors, il y a toute une histoire derrière que je ne vais pas relater, mais en effet, où François Petit-Costiac, le professeur de physique dont a parlé Fabrice, eh bien, François a une place très importante dans cette histoire-là. Éventuellement, à la fin, voilà, je pourrai en parler. Donc, bon, c'était une petite introduction. Si vous voulez passer la vidéo, et puis après, je vous expliquerai. Merci. C'est bon. L'aquaponie de la truite en collège, un support pédagogique dans et hors la classe. Qui sommes-nous? Nous, élèves du collège Albert Camus, participons depuis maintenant plus d'un an à l'option sciences. Celle-ci est proposée aux élèves de 5e et de 4e de l'établissement par 2 professeurs de sciences. Le collège se situe en Auvergne-Rhône-Alpes et plus précisément à Clermont-Ferrand. L'option sciences au collège, s'adapter à un monde qui change. Les objectifs de ce parcours sont d'en apprendre plus sur les sciences mais différemment qu'en cours, développer des compétences de dialogue et de communication, et pour finir, développer la prise en compte complexe de questions scientifiques. La principale question que l'on se pose est s'adapter à un monde qui change pour l'interrogation. L'an dernier, avec les anciens élèves de 3e, nous avons travaillé sur l'aquaponie, la robotique, l'agriculture urbaine, les plantes carnivores et certains 3e ont travaillé sur l'air. Sur chacune de ces thématiques, nous avons réalisé une affiche. L'option a également participé à de nombreux projets tels que Hog Bodyguard, qui est un projet participatif permettant d'estimer le taux de prédation au moyen de fausses chenilles sur les chaînes pédonculées. Nous avons également correspondu avec un collège situé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les élèves qui ont poursuivi l'option devaient leur rendre visite pour effectuer ce congrès. Malheureusement, ce fut impossible à cause des conditions sanitaires. Aquacamus, une innovation pédagogique. Notre installation d'aquaponie de la truite que nous avons appelée Aquacamus est pour nous une réelle innovation pédagogique. Elle permet à la fois de travailler nos programmes d'enseignement de la 6e à la 3e, d'aborder cette problématique également en dehors de la classe par l'intermédiaire de projets scientifiques, mais aussi de l'intégrer dans une démarche globale d'établissement, et de viser les objectifs de développement durable comme ceux d'une éducation vers un développement durable, travaillant sur les partenaires, mais aussi sur les compétences citoyennes. Historique d'Aquacamus. L'historique d'Aquacamus s'appuie sur notre expérience à travailler, on va dire, de manière différente, soit par de la co-animation, sur des projets transversaux, sur des thématiques autour du développement durable. Entre 2015 et 2018, avec 2 autres collègues enseignantes en histoire-géographie, Fabienne Raffin et Lucie Seguin, nous avons décidé de proposer à une cohorte de 30 élèves de 5e un projet alimentation autour de la question « Comment produire et se nourrir autrement ?» Cette question s'étalait sur 4 axes de travail. Un premier qui était la réflexion sur le self collaboratif au collège. Un deuxième axe consistait à essayer de réfléchir sur une réponse technique et on a proposé l'aquaponie à nos élèves. Un autre axe qui était le travail sur les représentations selon les territoires, proches ou lointains. Et un dernier en interaction avec les familles. C'est ce dernier en fait qui nous a posé le plus de soucis. Alors il se trouve que la réponse technique autour de l'aquaponie, eh bien, elle s'est développé autour de 2 prototypes et installations. Aquacamus 0 qui concernait quelques poissons rouges durant 2 mois pour comprendre un petit peu, on va dire, les bases du dispositif et que ce soit assez visuel pour les élèves. Mais très rapidement, on a construit un dispositif qui a été installé complètement en extérieur,
qui était autonome, on va dire, dans le cycle de l'eau, mais qui était bien sûr alimenté électriquement pour les appareils. Et c'était Aquacamu 1 avec des carassins. Donc ce qui était intéressant avec ce prototype, c'était qu'il était entièrement transportable et on a pu, à l'occasion de certaines manifestations scientifiques, le montrer à du public en dehors de la classe, comme les Expos Sciences Auvergne. Alors pour mettre en bouche les élèves sur ce projet alimentation, on les avait amenés en octobre 2015 à l'exposition universelle de Milan, dont le thème était Nourrir la planète et énergie pour la vie. Et il se trouve que la Belgique et le Sultanat d'Oman présentaient l'aquaponie comme une réponse à ce thème de l'exposition universelle. Aujourd'hui, Aquacamu 2. Une année de transition en 2018 nous a permis de construire le système actuellement en place qui se nomme Aquacamu 2. Il est utilisé dans le cadre de nos enseignements disciplinaires et également dans un parcours sciences proposé 1 heure par semaine à des élèves volontaires. Nous allons passer très bientôt à un nouveau système dont l'évolution majeure concernera d'une part l'aspect esthétique et d'autre part une optimisation des périphériques en termes de positionnement dans le système pour avoir un aspect plus ergonomique. Nous vous proposons une petite rencontre de notre installation Aquacamu 2. Le système d'aquaponie que nous possédons au collège Albert Camus est constitué de 2 bassins de 300 litres. Dans un bassin, nous possédons des grosses truites qui pesaient environ 100 grammes quand on les a récupérées il y a 2 ans. Dans l'autre, nous avons de toutes petites truitelles qui pesaient qu'1 ou 2 grammes environ lors de leur installation dans notre système, c'est-à-dire il y a 1 an. Nous avons séparé les grosses et les petites de peur que les grosses ne mangent les petites. Dans notre système, nous avons un biofiltre, qui est un potager sans terre. Il n'y a que des billes d'argile. Nous avons aussi une pompe et un filtre mécanique qui possède une lampe UV et qui permet de filtrer les plus gros déchets. Nous avons des bulleurs qui servent à alimenter l'eau en dioxygène, car les truites ont besoin de 4 mg par litre de dioxygène. Nous possédons aussi un refroidisseur que nous utilisons l'été lors de fortes chaleurs, pour que les truites ne meurent pas. Pour cause de la température, elles peuvent supporter une température de 26 degrés maximum. Nous avons aussi une résistance pour l'hiver qui permet de réchauffer l'eau quand elle baisse trop. En plus, nous avons une tourbière où poussent des plantes carnivores qui est reliée au système d'aquaponie pour évacuer le trop-plein d'eau. Nous nourrissons les truites avec des pelets à base de larves d'insectes depuis la crise sanitaire. Avant, nous donnions des déchets de cantine. Les entrées autour de ce dispositif sont multiples et offrent aux élèves un vaste champ de sujets à explorer. Que ce soit la question agricole, urbaine ou non, comment se nourrir et les modes d'élevage, mais aussi sur les intrants et la gestion de la ressource, que ce soit l'eau et le poisson, les cycles de matière azotée et carbonée, l'accès à l'énergie pour faire fonctionner les pompes, aérateurs, refroidisseurs, résistance thermique, le rapport entre l'homme et l'animal dans les élevages et le fameux bien-être du poisson, l'état des mers et des océans, mais aussi de nos rivières, etc., etc. Les incidents ont été rares. Soit ils étaient provoqués par du vandalisme, soit par un défaut dans le nourrissage des truites, soit par une pompe qui avait rendu l'âme. Quoi qu'il en soit, nous apprenons de nos erreurs, et l'intérêt technique et scientifique de ce système est que nous pouvons toujours proposer aux élèves des améliorations afin d'optimiser son fonctionnement. Des contacts variés hors du collège. Pour nous aider dans nos projets d'option sciences au collège, on a l'aide de l'entreprise Inverse qui nous offre la nourriture pour nos truites. La nourriture pour les truites est faite à base de larves d'insectes. Nous visiterons cette année leur entreprise. Nous avons aussi l'aide de Adanat. C'est une association pour le développement de l'aquaponie naturelle de la truite chez les particuliers. Nous pouvons réaliser nos projets grâce à des personnes extérieures au collège. C'est le cas de l'école d'ingénieurs, Sigma et les cordées de la réussite. Nous nous procurons nos truites chez 2 pisciculteurs qui se situent à Saint-Nectaire et l'autre à Saint-Ignat puis Guillaume. On a aussi une aide financière technique de la préfecture du Puy-de-Dôme, du conseil départemental d'Auvergne et de la ville de Clermont-Ferrand. Nous avons pu recevoir les élèves de l'école maternelle Alphonse Daudet
pour leur expliquer, leur montrer notre installation de l'aquaponie. Ils ont bien aimé toucher les poissons et le potager. Les valorisations passées et à venir. En ce qui concerne les valorisations passées et à venir, cet espace aquaponique fait désormais partie intégrante de nos locaux, de notre établissement. Nous avons participé et participons régulièrement à différents événements de communication ou de valorisation du projet. Les Expos Sciences tous les 2 ans à Clermont-Ferrand, la finale des Expos Sciences Hydro-Québec en avril 2018 à l'espace Shawinigan de Trois-Rivières. Des manifestations également avec notre partenaire Sigma sont prévues l'an prochain. Sigma, pour rappel, est notre tête de cordée du dispositif Les Cordées de la Réussite. L'outil est également utilisé comme support de formation pour la Maison pour la Science en Auvergne. Il est un support de travail collaboratif avec les écoles maternelles du secteur. C'est également un support de formation pour les collectivités, telles la mairie de Chamalières ou le muséum Henri Lecoq à Clermont-Ferrand. Il est bien entendu le fil rouge de nos échanges scolaires avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est un support de recherche lors de colloques universitaires. Et enfin, tout cet ensemble est intégré cette année dans un projet innovant sur les objectifs de développement durable qui s'appelle ODD à Camus et qui a été reconnu lors de la Journée nationale de l'innovation pédagogique. Quelques conclusions. En conclusion, notre système aquaponique est un superbe support pédagogique interniveau et interdisciplinaire. Il doit être intégré dans une approche globale des problématiques en lien avec les objectifs de développement durable, de façon à avoir une vision systémique. Et enfin, c'est un support qui contribue au développement de compétences citoyennes et scientifiques évidentes. Merci. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà ce petit film qui a été réalisé. Donc pour certains élèves, voilà, ça a été un peu compliqué de passer en direct, de se faire filmer et de prendre la parole. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui étaient en voix off. Alors il faut savoir que dans ces élèves qui en font partie, il y en a qui sont intégrés dans des sections ULIS, unité locale d'inclusion scolaire. Donc c'est vrai que ce projet, Sciences dans sa globalité, attire des élèves de différents profils, différents niveaux. Mais l'intérêt que, si on recentre sur l'aquaponie, l'intérêt que nous, on trouve sur l'aquaponie, c'est que quand on fait venir différents publics, qu'ils soient de maternelle ou nos scolaires à nous, en fait, c'est un support qui est hyper sensoriel, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau du bruit de l'eau qui court, toucher le poisson, en fait, on est sur une perception, une sensation qui est inhabituelle pour certains enfants. Donc, certains vont avoir peur, mais d'autres, en fait, vont très rapidement se laisser tenter par rentrer au contact avec l'animal. Mais mettre aussi, enfouir les mains dans les billes d'argile, soulever les plantes pour voir les racines. Enfin, c'est un support qui est assez surprenant, en fait, de comment les élèves peuvent le prendre en main. Et une dernière chose aussi, c'est qu'on a eu des élèves, en fait, qui avaient des problèmes autistiques dans l'établissement, on en a encore, et qui ne pouvaient pas prétendre aller dans la cour de récréation. Et en fait, ils demandaient à aller dans le patio pour pouvoir s'occuper des poissons. Et en fait, pendant 10 minutes, un quart d'heure de récré, ils étaient dans un environnement où ils nous disaient, enfin en tout cas, une élève me l'avait dit, le bruit de l'eau qui coule, en fait, ça l'a calmé, ça l'a apaisé. Et donc, voilà, on se rend compte que c'était un support qui présentait aussi cet intérêt-là. Alors après, on nous a parlé des partenaires. Donc, les partenaires, il y en a énormément. On se rend compte qu'ils rayonnent un petit peu naturellement maintenant notre projet. Puisque par exemple, jeudi 14 octobre prochainement, il y a des retraités d'un syndicat d'éducation nationale qui vient faire sa réunion annuelle au collège et qui ont su qu'il y avait une installation d'aquaponie, qui veulent visiter, s'informer, se renseigner, découvrir. Donc voilà, on essaie de rayonner un petit peu comme ça autour du collège et puis on espère un petit peu plus loin l'année prochaine, en juin 2022, on espère pouvoir nous rendre à Saint-Pierre-et-Miquelon avec tous ces élèves pour voir un petit peu voilà, comment on peut adapter, en tout cas transposer nos réflexions dans notre classe sur l'archipel, un territoire qui va être complètement inconnu et à découvrir pour nos élèves. Là, on croise les doigts pour ça. Donc, s'il y a des questions, je veux bien y répondre. Merci beaucoup, Sébastien. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Ouais. J'aurais une petite question à poser sur le rendement par rapport à l'agriculture. Avec 1 mètre carré de terre, on va faire pousser tant de végétal. Avec et il va falloir de l'essence pour le tracteur, etc. Il y aura un bilan carbone. Est-ce qu'on peut comparer le rendement de l'aquaponie aujourd'hui avec le recul que vous avez? Ou est-ce qu'il faut encore attendre un peu? Parce que quand on voit les installations, on voit des grands bacs, on voit des moteurs.
on voit tout ça. Est-ce qu'il y a eu un bilan de fait sur ce sujet? Alors, c'est vrai que nous, au collège, on n'a pas forcément fait de bilan de comparaison. Alors, même si pendant 2-3 ans, on avait un potager dans le jardin, dans le collège qui était entretenu, les élèves pouvaient remarquer en début d'été ou en début de rentrée scolaire, quand on avait un biofiltre qui était très explosif au niveau des végétaux, que sur une petite surface, il y avait une grande concentration de matière végétale. Mais pour eux, c'était assez difficile de faire la différence entre ce qui se passait dans le potager en terre. Alors nous, de notre côté, on n'a pas amorcé de réflexion comme ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que pour tous les adhérents de l'association Adanat dont il a été question dans la présentation, dont je suis le trésorier, et François Petitet, donc le prof de physique de prépa, en est le président, et Fabrice en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup d'adhérents en fait, qui font des comparaisons empiriques chez eux parce qu'ils ont tous un petit potager. En fait, tous, ce qu'ils ont tendance à dire, c'est que c'est intéressant parce comme il y a une circulation de l'eau, déjà, ils économisent l'eau et ils arrivent à produire de grandes quantités de légumes sans avoir à arroser tout le temps. Donc, déjà, au niveau végétal, c'est ça. Après, ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est pas mal quand même la production de poissons. Et le fait d'avoir choisi de produire de la truite, qui va être un poisson quand même assez noble et qui, sur le plan gustatif, va présenter quand même d'autres qualités que le carassin et des choses comme ça. Pour nous, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire de montrer à des élèves qu'éventuellement, il y aurait peut-être une solution pour produire des protéines animales si on a les moyens, si on a de la place dans son jardin, etc. etc. Mais on n'a pas fait d'études, comparaison poussées entre une pleine terre et hors sol. Tu as une question? Non, encore une question. Ah oui, alors... J'ai trouvé le concept hyper intéressant, mais visiblement, je ne suis pas le seul, vu que ça a été reconnu au niveau de l'éducation nationale, donc c'est en félicitations. Mais par contre, je me demandais, j'ai compris que c'était des parcours particuliers d'enseignement, mais je me demandais si ça ne pouvait pas quand même s'appliquer dans tout type de cursus scolaire, puisque, en effet, autour d'un projet comme ça, on peut aborder presque toutes les matières. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2015, nous, on avait une option alimentation où on a démarré vraiment les premiers prototypes d'aquaponie. Ça concernait 30 élèves d'une même cohorte. Après, à partir de 2018, donc, ça n'a plus existé sous cette forme-là. Et on n'a pas voulu perdre en fait tout ce que l'on avait déjà mis en place. Et donc, avec mon collègue de SVT, Mathieu Missonnier, on s'est dit, on va réinvestir en fait ce support-là, qui était encore existant et qui fonctionnait, mais que c'était surtout les deux enseignants en fait qui l'animaient parce qu'on voulait le faire évoluer vers un plus gros dimensionnement. Mais en tout cas, on l'a intégré dans nos disciplines respectives. Donc, si vous voulez, nous en SVT et en physique, moi je sais que par exemple, sur le niveau 6e, 5e et 3e, j'utilise l'aquaponie comme un support pour illustrer certaines notions de mon programme. Mathieu, en SVT, il le fait aussi. Bon, maintenant, ça va être que sur le niveau 3e pour lui. Mais on essaie de l'utiliser comme ça. Il y a les collègues d'histoire, quand elles font l'aménagement urbain dans leur programme, alors je ne sais plus sur quel niveau c'est, elles descendent les élèves autour de l'aquaponie et puis ça devient un outil de réflexion. Voilà. Et un outil critique, parce que tout à l'heure, on parlait de faire une analyse comparée. Il y a des élèves, c'est rare quand même en collège, en tout cas chez nous, qui vont dire « ouais, mais là, l'électricité, ça consomme beaucoup d'électricité ». Alors, ils ne vont pas forcément être sur un bilan carbone, mais il y a des élèves qui, voilà, ça va les interpeller. Donc après, on peut ouvrir d'où vient l'électricité, et puis on peut ouvrir sur des grandes questions, l'électricité nucléaire ou pas. Enfin, donc, nous, actuellement, les élèves que vous avez entendus dans la vidéo font partie maintenant d'un parcours sciences qui est très restreint sur une quinzaine d'élèves. Mais il faut savoir qu'en parallèle, dans des enseignements disciplinaires, l'aquaponie est travaillée par 3-4 professeurs, on va dire, mais surtout les deux de sciences. Et merci, on va conclure. Je voudrais juste dire un petit mot, c'est que je suis vraiment hyper touchée et impressionnée par la démarche que vous mettez en place. C'est très systémique et effectivement très intégrateur, on le sent à la fois pour les enseignants, pour les élèves. Et est-ce que vous avez des leviers disponibles ou à actionner pour essaimer dans d'autres établissements?
Parce que j'imagine qu'il faut beaucoup d'énergie, il faut avoir une certaine vision, c'est beaucoup de travail. Donc, tous les enseignants ne sont pas forcément à même de déployer autant d'énergie, mais est-ce que vous pourriez essayer de diffuser Alors, après, nous, on peut essayer de diffuser en mettant à disposition notre installation. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire et on a commencé avec des écoles primaires, alors maternelles d'abord, mais primaires peut-être à terme sur le quartier. Après, dans d'autres établissements du second degré, collège ou lycée, même si j'ai des collègues de physique qui sont au courant et tout, ils accrochent pas trop. Enfin, tous ces objectifs de développement durable, etc., dans ma discipline, ça touche que moyennement quand même, en fait, les enseignants, parce qu'on a d'autres contraintes, programmes, machin bidule. Et puis, en fait, peut-être que c'est un défaut de notre installation, c'est qu'elle peut impressionner certains collègues. Elle peut impressionner certains collègues en termes de taille, de dimensionnement et puis de temps à y consacrer. Par exemple, comme elle fonctionne 24/24 tous les jours de l'année, je sais que pendant les grandes vacances, moi j'y vais tous les 3-4 jours pour surveiller le niveau d'eau, pour nourrir, etc. Donc, essaimer dans d'autres établissements, alors j'ai des collègues qui le savent, mais ils ne sont pas forcément prêts à se lancer dans une installation dans leur bahut, quoi. Ouais. C'est rare. Mais après, nous, on est disposés à accueillir des collègues, à prêter même l'installation. Enfin, s'il y en a qui veulent venir faire des TP, des observations, je sais qu'on a des écoles d'ingénieurs, donc là, on passe un niveau dessus. On a parlé de Sigma, mais il y a Polytech aussi, où pendant 3 années, des étudiants de Polytech avaient un projet de formation qui s'appuyait sur notre installation. Mais nous, en échange, on leur demandait donc de faire des interventions auprès de nos élèves. Donc, c'était du génie biologique pendant 2 ans et puis après d'un génie électrique. C'était un peu du donnant-donnant. Mais dans le second degré, c'est un peu plus compliqué, un peu plus rare. Ça vient vraiment d'une motivation des enseignants. Ok, bon, on est obligé de s'arrêter là, mais en tout cas, c'est vraiment passionnant et très en lien avec ce que Fabrice nous a présenté avant. Et puis, on va continuer maintenant. Merci beaucoup, Sébastien, sur l'intervention de Catherine Keske, sur donc la notion de souveraineté alimentaire et comment la bâtir à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, c'est en anglais? Je pense. Ok. C'est la dernière présentation. C'est la dernière présentation. On t'accroche. Catherine, comment on dit? Yes, hello, bonjour. Hello. Can you hear me? Yes, it's okay for us. Thank you very much. You have 25 minutes to present your approach. Well, fantastic. I hope to go more quickly. And here's what I will do. I will hit screen share and just see if everybody can see my screen. Yes, fantastic. Okay. But so, you have to display, on the bottom of your screen. Full screen, yeah. Full screen, and I should be able to put that just on the left, before the minus. Before the minus. Before the minus, just a second. Okay, there you go. Yeah. Ta-da! Voila, voila. Yes, so I'm Catherine Keske. Unfortunately, my French is not so good, so I will speak in English, and if you can't understand what I'm saying, it's totally fine. I have a very distinct American accent, and please forgive me for that. It's okay. Okay, excellent. I'm a professor of management in the Department of Management of Complex Systems in the School of Engineering at the University of California, Merced. So that's the 10th school, the 10th campus in the University of California. Most people have heard of Berkeley, UCLA, maybe Irvine. We were opened in 2005. So we are in the San Joaquin Valley where things are grown, but there is a lot of poverty. And so the University of California was deliberate when it set up the 10th campus. So the obvious question is, what am I doing at Congress? How did I get involved? Well, Fabrice, of course. And thank you. He is
relentless. In terms of, he found an article that I had published with my colleagues at Memorial University of Newfoundland. It's available open access in French and in English. And along with that, I'm sorry I couldn't join you because I noticed that the difference between Saint-Pierre-et-Miquelon to where I am right now is over 5,000 kilometers, which is further away than Saint-Pierre-et-Miquelon to Paris. But the article was published in my previous position at Memorial University of Newfoundland at the Grenfell campus, which is on the west side of Newfoundland, where I was an associate professor and then an adjunct professor for a few years. And so it was really wonderful to hear my Newfoundland colleagues and Canadian colleagues speaking. I miss working with you, but I'm still working as a very applied ag economist. I study food systems, sustainability, justice. I use qualitative and quantitative, often in a techno-economic analysis. So it was excellent to see my, my colleagues from Canada. I continue to publish and collaborate on Canadian projects. I would love to continue working with Saint-Pierre-et-Miquelon. I've enjoyed all the talks today. Here's some examples of some of my work. I work with often biochar, which is forest that is burned at very high temperatures and used as a soil amendment. I've been working to look at how that works with growing, and I've also looked at waste in the Canadian North. So I just present these as examples of, even though I'm very far away, I'm very tied to Saint-Pierre-et-Miquelon and to Newfoundland and Labrador. One other example of a book that I published along with 26 or 24 scholars from mostly Atlantic Canada was Food Futures, which looked at growing a sustainable food system in Newfoundland and Labrador. So earlier this morning, we heard from Jason, who is at the Marine Institute in St. John's. Several of his colleagues were kind enough to contribute to this book. And so the journey continues in terms of looking at food as a system. So it's not lost on me. Here I am in one of the most poor spots in North America, and really one of the most poor spots in California, where food is grown, and that food often is sent all the way to Newfoundland, where it crowds out some of the crops that were at one time commonly grown in Newfoundland, like carrots. And what theme that I've heard is that everybody in the region, that's Saint-Pierre-et-Miquelon, that's Eastern Canada and Newfoundland and Labrador, has challenges with food security. So what is food security? Well, the World Food Summit says it's a situation that exists when all people at all times have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy lifestyle. So that's really an academic definition. But to boil that down, it's basically reducing hunger and malnourishment through efficient agricultural production and distribution. So improvements to food security are often really hard to measure because, and this is sort of the theme that I started out with, people who harvest the food are often the most food insecure. That's a theme that I think we were reverberating throughout today. And it's very true in the region of California where I now live and I work. Food insecurity is often correlated with low income, low resources, and also exports. So ag and fishing regions of the world export food, and it leads to these food deserts. And ironically, it ends up depleting the very resource that sometimes drew colonization, that drew population and settlement. So now I'm going to talk about a little bit about some of the food security challenges in the region of Eastern Canada and Saint-Pierre-et-Miquelon, and I'm going to contrast it to how food has been displaced. So do you know what this is a photo of? Taken in Newfoundland.
It's a, Comment? oh, hello, We yeah. don't know. We're sorry. No, we're all looking at, but we don't know. Okay, it's a root cellar. And a root cellar is, well, where you would store your root vegetables, those that grow in the earth. So carrots, potatoes, and it was these were very common throughout Newfoundland as a way to be self-sufficient. Newfoundlanders spent almost all year round growing the food that they would eventually consume over the winter, and it was stored in these root cellars. And so that climate that you live in is very different in terms of like how you become not food insecure. It's very different than the climate where I currently am. So this morning, before I joined Zoom, I went out and took a photo of some of the trees in my yard. So this is a persimmon tree. Don't know if you've heard persimmons, but it's an acquired taste. Let's just put it that way. Here you can see in the right-hand side are some lemons growing near my roses. And this tree, which I was stunned to see it actually split. I'm a little embarrassed to show it to you, but this vegetable, well, I'm sorry, this fruit, these are pomegranates. And they grow just readily outside in a warm climate. So what unites you in Newfoundland and Labrador and Saint-Pierre-et-Miquelon is this climate. It's hard to grow things. And it takes a lot of work. Hence the root cellars, you don't see those so much anymore. Other items that you see now, this nut, these are almonds. So California, where I live, we export nearly we grow nearly 100% of the nuts, roughly, almonds that you have in your area of the world, and they're stored outside. So I don't, the idea of being able to store something outside is almost unfathomable in a cold climate. So we can agree that there's a food insecurity thing, vulnerability in the eastern part of Canada, but we also can acknowledge the limitations with the definition of food security or food insecurity. Now that leads to something called food sovereignty, and it's food sovereignty that actually distinguishes Saint-Pierre-et-Miquelon from eastern Canada. So it's a dynamic political framework, talks about local level control of the food system, rights of those who grow the foods, and international justice. So the description, La Via Campesina, it's often known as the International Peasants Movement. There's 5 principles of it. Equal access to resources to grow food. So equal access compared to the big companies, let's say. The production model relies on local small scale knowledge, like the fishers who have fished the seas for generations. Transformation and commercialization, having this understanding of that when there's large scales, it displaces food systems. Now there's the idea of food consumption and the right to food, that every human being has a right to have food. And then there's agricultural policies and civil society organizations. Now the food sovereignty is very curious when you think about Saint-Pierre-et-Miquelon, because on one hand, there's the food insecurity, and then on the other hand, there's like, well, what distinguishes the Saint-Pierre-et-Miquelon food and diet and agricultural practices compared to Newfoundland and Labrador, which is very close by. Now, I took this photo. We know that. I was standing in line to check out, and I thought it was ironic to see the turnip next to the candy bars, where turnips, used to be a staple, and now we're looking, candy bars are more or less the staple. And so somebody changed their mind and decided they would rather have a candy bar and put that turnip back. But the idea is that prepackaged foods have also displaced locally grown foods. So locally grown foods, even when you're close together, like Saint-Pierre-et-Miquelon and Newfoundland and Labrador, can be very different. So what we see here is a freezer of seal flippers.
And I'm not fully sure if people in Saint-Pierre-et-Miquelon are creating flipper pie, but I had some good flipper pie when I lived in Newfoundland and Labrador. But seals, in terms of the way they're managed, very different from Europe and Canada. And another, perhaps ironic in some ways, example, I thought the seal pelts next to the fresh flowers. This was like a Valentine's Day special. You can either get your love interest flowers, or you could get a seal pelt. It's part of a critical part of the Inuit diet, but culturally and politically speaking, in terms of laws, not frequently used in Europe as it is in Newfoundland and Labrador. And let me tell you, the Californians think my seal pelt is, well, let's not go there. Okay. So now let's talk about the implications of food sovereignty in Saint-Pierre-et-Miquelon. And this relates a bit to the paper that Fabrice was nice enough to bring to my attention, that he felt it was a good representation of some of the food sovereignty issues going on in Saint-Pierre-et-Miquelon. And so we have, well, what can be called the French baguette in the red, and that's the exclusive economic zone for fishing in Saint-Pierre-et-Miquelon. And you can see it relative to Newfoundland and Labrador. So what's significant about this is that in 1992, an international court of arbitration, and you might know this, but I'm just, for those of you who might not, created a 12,000 kilometer squared zone that extends 188 nautical miles south within a very skinny corridor. And it extends towards international waters. But the thing is, this economic zone is fully enclosed within Canadian boundaries. And so what was once a pathway to the international waters, no longer, no more, based in 1992. And so, in other words, Saint-Pierre-et-Miquelon lost a great deal of that sovereignty with that court of arbitration decision. Now, here's the timeline. Our article was published in both French and English, as I mentioned, and so the timeline, I felt that the least I could do is present it in French. But once the International Court of Arbitration issued its decision in 1992, of course, then came the moratorium. Now, I think it's critical to point out that Newfoundland and Labrador, it could be argued, relative to the rest of Canada, didn't have its own sovereignty either. But a lot of the overfishing was a result of international trade and pressures from the rest of Canada on exploiting the fish. However, with the cod moratorium, combined with the development of the exclusive economic zone, Saint-Pierre-et-Miquelon's food sovereignty in some ways was diminished. Now, on one hand, when you look at food sovereignty, the diet and the food available in Saint-Pierre-et-Miquelon is very different than Newfoundland. And case in point, you didn't recognize the root cellar, but a lot of Newfoundlanders would immediately recognize the root cellar and say, my grandparents have that. A lot of anthropological studies showed that the Newfoundlanders often grew, let's say, potatoes using the same gardening technique, while the Saint-Pierre-et-Miquelon residents grew lettuce and leeks. And so, in other words, close together, same climatic area, but culturally different. And so the right to define one's food sovereignty, is very much in place in Saint-Pierre-et-Miquelon. But on the other hand, this very decision from the international courts binds the hands of the Saint-Pierre. So, in fact, to illustrate this point a little bit more, you see the
economic exclusive zone, which looks like a French baguette. And the French, or the Saint-Pierre, are allowed to fish in the area within that economic zone. Now you can see with the slash marks, that was the original French claim. And it just became diminished over the years. And it can still be fished. And it is entirely enclosed within Canadian waters. But the really rich areas for the scallop, or for the beds, the fishing beds, are in those squares. And those rich zones, had they been allocated to France instead of Canada, we may have a very different story about food sovereignty. So I guess in summary, there is an agreement, the 1994 agreement, that says, depending upon the targeted species, the percentage of total allowable catch, it belongs to Canada, and the remainder goes to France. And the management, the decision-making process in that disputed region is ambiguous. So as you all know, you're natural scientists, I'm a social science, you know better perhaps the annual migratory fish stocks, that they fluctuate, the annual future total allowable catch. It's difficult to predict in a lot of ways. And so that it requires a lot of co-management decision-making. But this very way, this total allowable catch and this Canada-France verbal agreement could be a way to negotiate some food sovereignty expanding for Saint-Pierre-et-Miquelon. But in the meantime, I would also encourage those of you who are doing research for Saint-Pierre-et-Miquelon to consider always looking at food security, but as well, food sovereignty. And you might consider engaging in the food sovereignty movement, which is an international movement. And the United Nations, the UNDROP, gives the right to peasants, and that's an international movement. I'm not crazy about the term peasants, but the idea is these food sovereignty principles, which include a right to produce and a right to consume one's food. And so looking at the bigger international movement, could it bring in money to Saint-Pierre-et-Miquelon to establish some of the agricultural programs that you are aspiring to deliver? So in summary, thank you very much. Merci beaucoup. We are far apart, but we are connected in a system. And if there's opportunities to work together, I'd love to collaborate with you further. But otherwise, I really respect all of the work you're doing, and I embrace it. I miss living in Eastern North America. And thank you very much for your time. You're welcome to contact me with questions. Here's my email. Okay, thank you very much for your very connected vision with a different approach at the interface between law, history, anthropological perspective, and also social sciences with political science. So now we have time for question. If somebody, yes, Fabrice? Thank you so much, Catherine. That was very important. And I will just switch to French. Je vous conseille vivement la lecture de son article de 2016, parce que ce sont des collègues canadiens qui ont écrit, qui s'est fait totalement avoir, et que c'est un scandale ce qui nous est arrivé. C'est ce que je vous ai expliqué jeudi. Et ça, ma réflexion, c'est basée aussi sur les travaux de Catherine. So I was just saying that they have to read your article in French, for sure, and thank you so much. Si vous avez des questions maintenant. My pleasure. Yes, oui. Yes, please. Well, it's a tricky question, but I put my foot in it. Should we reopen the trial? The court of justice, should we work on it? Well, in my opinion, well, one thing to consider is how has the
fish stocks, how have they changed? Has it gotten better under management with Canada, or has it declined? And you're the natural scientists and you can address that. But if it hasn't improved a lot, you might be able to reopen if you have a plan to show how you might recover it or manage it a bit more sustainably. And I think you can also look at the international movement, the peasants movement, and probably have, I might say, like funding or representation, legal representation from the people, who knows, George Clooney's wife, doesn't she do environmental? But the point is that I think now it would be you would have a sympathetic audience, perhaps. Yeah, I agree. Okay, so thank you very much. We have to stop now because we have to go to restaurant with the perspective of food security, I hope. So thank you very much, and I hope we can take our connection with you. Thank you. Bye. À demain pour les courageux, demain 9h. Bonne soirée.